nom générique pour désigner quoi? Pour désigner des peuples aux besoins très très variés et qui ont comme unité, c'est pas une unité fondamentale, mais qui ont comme point commun d'être, de manière aux besoins très divers, des peuples métallurgiques. Et en effet, dans l'histoire, la question des peuples métallurgiques, de leur autonomie, de leur rapport avec d'autres types de peuples, me paraît quelque chose de fondamental. Leur rapport avec d'autres types de peuples, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment les peuples impériaux d'une part, c'est-à-dire les peuples sédentaires, agriculteurs, travaillant eux-mêmes le métal. Mais sans doute, alors, il faudrait distinguer toutes sortes de styles de métallurgie. C'est évident que les sédentaires impériaux ont une très très forte métallurgie. En ont sûrement même acquis une sorte de monopole. Mais ils se greffent sur des peuples plus directement métallurgiques. Je veux dire une chose très simple, c'est que beaucoup d'empires archaïques manquent de minerais. Ils n'ont pas de minerais. Et pourtant, ils ont une métallurgie très très élaborée. Mais par exemple, le Proche-Orient manque radicalement d'étain. Il manque radicalement de cuivre. Donc, il faut bien qu'il y ait des peuples métallurgiques d'une autre manière, qui soient à la fois des peuples de prospecteurs, d'extracteurs, et bien plus qui amènent le minerai dans les régions impériales. Donc quand on parle du problème du forgeron, vous savez, ça me paraît extrêmement compliqué parce que le forgeron, il y en a toutes sortes. Il y a un forgeron intégré dans les empires, il y a des forgerons tout à fait différents de ça. Alors comment les distinguer? Je me dis, et c'est ce qu'on avait essayé de faire une année, je crois l'année dernière d'ailleurs, on avait essayé de distinguer des sortes d'espaces sociaux. Des espaces sociaux. Et on avait essayé de définir d'abord une espèce d'espace impérial qu'on appelait un espace strié. Un espace strié qui était à la fois l'espace de l'agriculture et l'espace de la sédentarité. Puis on avait vu que les peuples nomades, ils n'existaient qu'à condition de développer, de dérouler un type d'espace très très différent. Et que ces espaces étaient déjà en conflit. Que les peuples nomades, ils se développaient et vivaient et ils habitaient au sens fondamental de l'habiter, alors au sens presque heideggerien de l'habiter, ils habitaient fondamentalement un espace lisse. Et que la question, c'était pas tant le désert, la steppe, etc. Mais si le désert, la steppe, et au besoin la mer, avaient beaucoup d'importance, ben, c'est parce que c'était des modèles de réalisation de l'espace lisse. Mais qu'en même temps, les choses étaient très compliquées parce qu'un espace lisse comme la mer, c'est en même temps un espace que les États et que les empires vont strier très très vite. Et alors, de même que l'espace lisse se fait strier, ce sera la grande défaite des nomades. De même, l'espace strié peut redonner de l'espace lisse. Bon. Alors, bon, j'ai l'air de m'éloigner, mais en fait pas tellement parce que ma question c'est, si l'on m'accorde que c'est même pas la question des tziganes, les tziganes ne posent d'une manière particulièrement aiguë ce problème qui se retrouve dans l'histoire, toutes sortes de niveaux. Si l'on m'accorde qu'il y a des peuples qui seront sans doute les plus mystérieux de l'histoire, encore plus mystérieux que les nomades, qu'il y a des peuples qu'on peut appeler en gros ces peuples métallurgiques. Par exemple, dans la préhistoire européenne, il y a des peuples métallurgiques très curieux qui semblent avoir été déterminants dans la constitution de l'Europe. C'est ces peuples que les archéologues appellent Ovas Calis. Les peuples Ovas Calis, parce que dans leurs tombeaux, on a retrouvé, on n'a même que ce point commun. On a des raisons de penser qu'ils sont racialement très très différents les uns des autres, mais bizarrement, ils ont comme une espèce de sigle commun qu'on retrouve dans tous leurs tombeaux.
dans les endroits les plus divers, ça va de l'Espagne à l'Europe de l'Est. Ils ont essaimé partout, ces peuples diomascanis. Et c'est des vases en forme de calice. Bon. Eh ben, je veux dire, alors, qu'est-ce que c'est? Si l'on s'accorde la catégorie, tout ça, ce serait à discuter. Si l'on s'accorde la catégorie dont les tziganes peut être un exemple privilégié, la catégorie de peuple métallurgique. Si l'on dit si fort qu'ils se mélangent, tantôt avec les impériaux, tantôt avec les nomades, là, ça devient problème de politique à nouveau. Parmi ces peuples, il y en a qui font des espèces d'alliances avec les sédentaires impériaux. Alliance, déjà sous quelle forme, c'est très compliqué. Il y en a d'autres qui font alliance avec des nomades. Par exemple, les nomades Touaregs ont des métallurgistes à eux. Des métallurgistes à eux qui sont très très curieux, puisque les recherches ethnographiques et les recherches archéologiques proposent des hypothèses toutes intéressantes, que ces métallurgistes alliés aux Touaregs, alliés aux anciens nomades Touaregs, pourraient être ou bien des colonies juives d'Afrique, des descendants de colonies juives d'Afrique, ou bien des descendants des croisés, ou bien encore certains peuples d'Afrique, là, un peuple spécial d'Afrique. Mais enfin, si on essaie de trouver un espace propre, alors c'est entendu, en fait, tout ça se mélange. Vous avez des alliances entre nomades et sédentaires, entre métallurgistes et nomades, entre métallurgistes et sédentaires, impériaux. Mais l'important, c'est que ces alliances ne sont pas du tout du même type. Comprenez ce que ça veut dire? Il y a déjà un marché mondial. Dès la plus haute antiquité, il y a un marché mondial. Et avant tout, un marché mondial métallurgique. Évidemment, beaucoup plus métallurgique qu'agricole. Ce que la métallurgie amène, c'est la forme lingot. La forme lingot, elle est connue de toute antiquité. Et c'est quelque chose de fondamental. À mon avis, il faudrait montrer que la forme lingot, c'est pas la même chose, ni que la forme argent, ni la forme monnaie, ni la forme marchandise. Sans doute, c'est une marchandise. Mais le lingot, c'est la forme même du stock, avec possibilité de reprendre, de faire fondre, de refaire, avec l'idée d'un processus infini. On fera toujours refondre. Très importante cette forme lingot dans l'histoire. Donc il y a des caravanes qui amènent les lingots dans les empires, parce qu'eux, ils n'ont pas les minerais. Ils ont la métallurgie forte, ils n'ont pas le minerai. Donc ça suppose déjà, or le minerai, il n'aurait pas mis à l'état brut. Il y a toutes sortes de travaux, surtout dans le processus métallurgique, qui ne cesse pas de se travailler, de se défaire et de se retravailler. Alors ma question, c'est quels que soient les mélanges de fait dans l'histoire la plus ancienne, si on essayait de définir un espace proprement métallurgique, qu'est-ce que ce serait? L'année dernière, je proposais une idée très simple. Si on accorde en gros cette répartition, espace trié des empires archaïques, y compris la mer, ils strient la mer, les voies de navigation strient la mer. Espace lisse des nomades, soit nomades de désert, soit de steppe, soit même nomades de mer. Et comment définir en revanche l'espace proprement métallurgique? Notre hypothèse c'était, oui, il y a un espace très très particulier qu'on appelait l'espace troué. Et l'espace troué, c'est quelque chose de très très curieux. C'est par là peut-être que je vais répondre à ta question plus précisément. L'espace troué, vous comprenez en quoi est-ce que c'est ça l'espace métallurgique? Je veux dire, là, c'est au niveau de, comment dire, de la phénoménologie la plus sommaire. Faire des trous. Le métallurgiste, pas le travailleur impérial qui reçoit le minerai, mais le prospecteur, l'extracteur, le forgeron, qui travaille le minerai pour le réduire à la forme lingot transportable, ou pour en tirer déjà des objets, pour le compte des nomades ou pour le compte des sédentaires. Eh bien,
il passe son temps à faire des trous dans l'espace. C'est un espace troué, ce qui fait évidemment beaucoup de difficultés. Supposez, là, il faut vivre les choses très puérilement. Un nomade dans son désert, c'est qui on va faire des trous. Il n'aime pas ça forcément. Un sédentaire impérial, un agriculteur, c'est qui on va faire des trous. Mais, voyez, c'est pas simplement une aventure, c'est un conflit entre des espaces sociaux peu compatibles. Ils ne sont pas contents. Au besoin, il faudra toute la puissance de l'empereur pour que les prospecteurs métallurgistes fassent des trous ici et là. Parfois, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les grandes ressources minières sont en dehors des limites de l'Empire. Alors là, bon, ils font leurs trous dans les montagnes, mais avec quoi? Un espace troué, je crois que dans l'histoire de l'humanité, c'est un des points les plus fondamentaux, les plus importants. Si je cherche, moi je vois que ceux-là, c'est pas suffisant. 3, on se dit c'est toujours embêtant, il ne faut jamais en rester à 3. Mais les 3 espaces sociaux de base, quel que soit leur mélange, leur mixité de fait, les mélanges dans lesquels ils entrent, ça me paraît l'espace lisse, l'espace strié et l'espace troué. Et il n'y a aucune raison de dire lequel est premier. Encore une fois, l'espace lisse n'est pas moins artificiel que l'espace strié. L'espace strié, ça implique déjà, il me semble, c'est le produit. C'est le produit, alors, c'est quoi? Non, ça mélange les 4 choses. L'espace, par exemple, l'espace forestier, ça me paraît un espace strié de base. Pourtant, l'espace strié de l'Empire se fait par défrichement ou déboisement. Pourquoi? Parce que l'espace forestier, c'est un espace strié vertical, où il est très difficile d'assurer, comment dire, l'équivalence des dimensions dans l'espace. Ce qu'apporte l'agriculture par rapport à l'espace forestier, c'est un espace strié dans toutes les directions, c'est-à-dire l'espace homogène. C'est ce que j'essayais de dire l'année dernière. J'y arrivais plus pas, il faut attendre un an pour arriver à le dire mieux. L'espace homogène n'est pas du tout du côté d'un espace lisse, c'est pas du tout un espace lisse. L'espace homogène est le produit abstrait ou la représentation abstraite de l'espace strié. L'espace homogène, c'est un espace strié dans tous les sens, dans toutes les directions, de telle manière qu'un striage vertical peut être rabattu sur l'horizontale et vous obtenez un quadrillage complet de l'espace. Dès lors, c'est un espace équivalent dans toutes ces directions, dès lors, c'est un espace strié. C'est la représentation abstraite de l'espace strié. Tandis que l'espace lisse, lui, il n'est absolument pas homogène. Pas du tout homogène. Au contraire, ce qu'il définit, c'est la variabilité des directions. Le changement fondamental des directions, c'est bien qu'aucune direction n'est équivalente à une autre, et qu'aucune détermination d'une direction ne peut être abattue ou traduite dans une autre. Bon, peu importe. Alors je reviens à l'espace troué, c'est encore autre chose. Faire des trous dans l'espace, c'est une activité très très curieuse. Je crois que par rapport à l'espace, on a trois possibilités. 3 possibilités de base. Et si vous cherchez, vous, au niveau de... Vous pouvez vous dire si vous êtes un nomade, un sédentaire ou un métallurgiste. Alors, rien que dans vos goûts, tout ça est tellement... je veux dire, il n'y a même pas besoin de se demander est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est l'artifice, parce que c'est les deux, évidemment, comme tout. C'est les deux, il n'y a aucune division là. Et je me dis, il y a 3 manières d'être dans l'espace, d'être à l'espace. Il y a une manière où vraiment on occupe l'espace sans le compter. Je veux dire, on se considère soi-même comme multiple et on occupe un espace de manière tourbillonnaire. Je veux dire, un corps considéré comme multiplicité, occupe sans le compter un espace de façon tourbillonnaire. C'est la formule de l'espace. Alors, qui fait ça? Et ça peut être un vent, ça peut être une tribu, ça peut être des animaux. La question qui se pose même pas, vous comprenez. Et comment il occupe de cette manière tourbillonnaire? Par artifice ou par nature?
Aucun intérêt ces questions. Bon, voilà. Un espace est strié, alors qu'est-ce que c'est l'espace strié? Vous pouvez à partir de là, il me semble, ou bien vous changez, vous inventez, si vous me trouvez un quatrième, un cinquième, un dixième espace, rien ne pourrait me faire plus grand plaisir. Je suis triste avec ces trois trucs, mais il faut en trouver à tout prix d'autres, il n'y a aucune raison qu'il y en ait trois. Un espace strié, vous le reconnaissez à quoi? C'est que cette fois-ci, il se rapporte à un corps considéré comme un, qui occupe l'espace en le comptant, suivant des directions linéaires, c'est-à-dire en allant d'un point à un autre. C'est par là que je disais l'année dernière, un migrant, c'est pas un nomade. Un migrant, dans son concept pur, c'est quelqu'un qui va d'un point à un autre point, même si c'est pas le point où il va s'arrêter. Un nomade, c'est pas ça. C'est celui qui tient un espace non ponctuel, un nomade. C'est pas celui qui va d'un point à un autre. Alors, c'est bien, je ne dis pas du tout, et là, sentez que c'est vraiment dans mon cœur, je ne pense pas qu'il y ait un type d'espace qui soit mieux que l'autre. Mais vous serez une créature des espaces triés. Si vous vivez l'espace de cette manière, et si vous-même, vous vivez dans l'espace de cette manière, si vous vivez comme un corps un, qui va d'un point à un autre, même si vous n'arrêtez pas de bouger, vous ne direz pas je suis un nomade, vous direz je suis un sédentaire. C'est aussi bien, hein, c'est aussi bien. Mais vous n'aurez pas le droit de dire, même si vous bougez tout le temps. Au contraire, un type qui ne bouge pas peut dire je suis un nomade. Il y a des nomades sur place. Il suffit sur place de se vivre involontairement, pas pour se faire plaisir, mais de vivre les choses plutôt comme ceci. On n'est pas un corps, mais le corps est une multiplicité, et qui même sur place occupe son espace, donc comme une multiplicité d'éléments animés d'un mouvement tourbillonnaire. C'est pas mieux que la conception sédentaire, c'est autre chose. Je dis à ce moment-là, vous êtes. Et bien plus, je rappelle, pendant que j'y suis, je rappelle le texte qui m'apparaissait si merveilleux l'année dernière, le texte de Toynbee, qui dit à propos des nomades, c'est la seule page très très intelligente que j'ai jamais lue sur les nomades. Il dit, mais vous savez, les nomades, c'est pas du tout des gens qui bougent, c'est des gens qui bougent pas. C'est des gens qui bougent pas, c'est-à-dire c'est des gens qui, alors que tous les autres peuples se tirent du désert, le désert croît, rappelez-vous, Nietzsche, le désert croît, et bien lorsque le désert croît, c'est-à-dire gagne à la fois sur la forêt et sur les terres cultivées, comme une espèce de coin là qui se développe, lorsque le désert croît, les peuples s'enfuient. Sauf ceux qu'on appellera les nomades, eux, ils ne veulent pas partir. Et donc, la seule manière de ne pas partir, c'est devenir nomade. Tenir la steppe, tenir le désert. Avec la variabilité des directions, enfin tout ça. Donc je reviens toujours, parce que j'ai l'air de très éviter la question qui était posée. Je dis, si vous vivez un peu comme ça, vos rapports à l'espace, alors, vous pouvez être vraiment né dans la ville, je ne sais pas, n'avoir aucune ascendance nomade quelconque, tout ça. Et vous pouvez être un nomade. C'est évident qu'il y a des nomades de ville. C'est évident. Donc, et puis, il y a des sédentaires, bon, il y a tout ce que vous voulez. Alors, je dis, à quoi reconnaîtrez-vous que, même sans toucher à un bout de métal, vous êtes un métallurgiste? C'est pas difficile, c'est l'espace des trous. Faire des trous dans l'espace. Alors, si c'est même pour trouver autre chose que de la métallurgie, vous pouvez vous dire, même si vous le faites pour trouver autre chose que de la métallurgie, c'est que vous êtes en rapport avec quelque chose de métallurgique. Bien, alors, je veux dire d'où mon cœur se sert lorsque, par exemple, on pense à certaines interprétations psychanalytiques sur l'activité de faire des trous, on ne voit pas très bien le lien avec vraiment ce qui est le plus important sur la constitution d'un espace. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Faire des trous, c'est pas simplement faire du vide, hein. C'est trouver quelque chose qui existe dans les trous. Les trous, c'est pas un manque, c'est pas une absence. On appelle trou un certain type de réceptacle. C'est pour ça qu'il y a un terme fascinant dans le vocabulaire métallurgique de toutes les langues,
En français, c'est gîte. Gîte. Gîte, c'est bien ce qui est dans le trou. Alors un espace troué, c'est pas un espace où manque quelque chose. C'est un espace tel qu'est rendu possible la découverte de ce qu'il y a dans les trous. Et ce qu'il y a dans les trous, c'est quoi? C'est avant tout le métal. Ou c'était d'autres choses. Mais cette autre chose, s'il est vécu comme étant ce qui est dans les trous, aura un rapport quelconque avec le métal. Alors bon, je saute sur la musique métallique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le métallique dans ses rapports avec la musique. C'est plus important que chercher au niveau des mythes quel rapport il y a entre le forgeron et le musicien. Parce que le rapport qu'il y a entre le forgeron et le musicien, la musique cigane, à mon avis, on peut comprendre quelque chose que si l'on passe par certaines hypothèses sur l'espace métallurgique. Or, on dit comment vivent les peuples métallurgiques. Là, c'est très... avec les mêmes choses sommaires, je voudrais dire. L'habitation, l'habitat sédentaire, c'est quoi? L'habitat sédentaire, bon, c'est bien connu, sous quelque forme que ce soit. Il y a l'habitat forestier, peut-être même sédentaire, demi-sédentaire. Il y a l'habitat forestier. Il y a aussi l'habitat, bon, ah tiens, je me dis pour compliquer les choses. Mais en plus, les métallurgistes, ils vont avoir toutes sortes de franges communes, non seulement avec les sédentaires impériaux, non seulement avec les nomades, mais aussi avec les peuples forestiers. Et pourquoi? Pour des raisons très simples qui sont les rapports du métal et du bois. Pour faire fondre, il faut du charbon de bois. Le lieu de l'entreprise métallurgique, c'est la frontière des forêts, la frontière des bois, parce qu'il faut bien qu'ils en aient du bois. Si bien qu'au niveau de l'habitat même, on trouvera des formes ni forestières ni métallurgiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle? Bon, là, je parle de l'habitat sédentaire, à vous de... Ça va du palais à la maison. Qu'est-ce que c'est l'habitat métallurgique par excellence? L'habitat métallurgique par excellence, c'est le trou. Le métallurgiste et le peuple métallurgique, à mon avis, je crois, et je crois que ça doit être confirmé, c'est les grands peuples troglodytes. Et je crois que l'habitation troglodyte a été fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Or, qu'est-ce que c'est ça? Et actuellement, par exemple, des peuples aussi métallurgiques que ceux de la Turquie actuelle descend. La Turquie est truffée encore de ces espèces de villes troglodytes. Il faut être particulièrement sensible et comme ému, mais politiquement ému, de l'espèce de réactivation qui se produit, où, par exemple, mais je n'ai pas assez de renseignements du tout là-dessus, vous savez que la Turquie actuellement, non seulement est un des pays les plus en crise et qui va prendre dans notre histoire actuelle, qui va prendre le relais des... ça va être le prochain pays où quelque chose de fondamental va se passer, je suppose. Eh bien, la Turquie actuelle présente, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, d'immenses bidonvilles. Or, en Turquie notamment, mais je ne crois pas que ce soit le seul cas, il y en a aussi des cas en Amérique du Sud, je crois, en Turquie, il y a d'immenses bidonvilles troglodytes. L'habitation troglodyte des Tziganes. Je signale alors, pour revenir à la question précise, qu'un des plus grands spécialistes des Tziganes, et qui était professeur au Collège de France, s'appelle Bloch, B-L-O-C-H. Et il a fait, je précise tout ça parce que vous connaissez tous la petite collection de Sège, qui évidemment est très très inégale. Mais de temps en temps, il y a un chef-d'œuvre dans cette collection. Et c'est pas compliqué, c'est Bloch, qui je crois est vraiment un des hommes les plus profonds sur les Tziganes et les peuples métallurgiques, qui a fait le petit Sège sur les Tziganes. Or, il insiste beaucoup sur, il dit dès le début, dans mon souvenir, je n'ai pas relu le texte, mais je crois que c'est vrai que mon souvenir ne doit pas être faux. Il me semble qu'il dit beaucoup dès le début, il y a des Tziganes sédentaires, il y a des Tziganes nomades. Et finalement, cette distinction n'est pas absolument pertinente appliquée aux Tziganes.
Ça m'intéresse beaucoup, vous comprenez, parce que c'est comme si, mais c'est lui qui sait, je pouvais dire, ah ben oui, il me donne raison. La distinction n'est pas pertinente, ça veut dire, d'accord, il y a des tziganes sédentaires, il y a des tziganes nomades. Pourquoi elle n'est pas pertinente selon lui? Parce que de toute manière, ce qui compte, c'est les réunions des sédentaires et des nomades. C'est le système de communication entre les uns et les autres, les grandes réunions annuelles, etc. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a quelque chose de plus profond pour eux. Ils ne sont sédentaires ou nomades que secondaires. Ce qu'ils sont avant tout, c'est progressistes. Alors vous me direz, bah oui, mais à la limite, je peux très bien habiter une maison sédentaire comme si c'était un trou, c'est-à-dire comme si c'était un gîte. Je peux, qu'est-ce que ça veut dire, habiter une maison comme si c'était un trou? Alors, je reprends mon histoire de forestier métallurgiste. Les cabanes de forestiers métallurgistes sont très fascinantes. Moi, c'est là-dedans que j'aimerais vivre. Je voudrais être un forestier métallurgiste. D'abord, c'est mieux parce que c'est moins spécialisé. Vous comprenez? Lui, il a une cabane. Alors là, il est vraiment forestier. La cabane, c'est la chose du forestier. Mais c'est une cabane enfouie dans la terre. Alors, avec toutes les intermédiaires, tantôt enfouis dans la terre à 1/3, à 2/3, ou bien jusqu'au toit. Vous me direz l'aération, l'aération elle est assurée, oui. Oui, il y a des cheminées, trop. C'est très curieux, ces cabanes, c'est ça qui me plairait, c'est là que je voudrais. Alors demandez-vous, si vous voulez savoir votre manière d'être avec l'espace, il faut vous demander des choses comme ça, voyons. Qu'est-ce que c'est? On pourrait faire un test, alors vous pouvez faire un palais à ce moment-là. Vous êtes du côté du despote, mais c'est pas mal, tout est bien. Si vous faites votre espèce de trou là, alors pensez, je ne sais pas si je l'avais cité l'année dernière, il y a un grand film, Eisenstein, La Grève. Dans La Grève, vous avez les images splendides d'un espace troué, fondamentalement. Et pour ceux qui se rappellent cette image, c'est un espace très beau, tout c'est le trou. Et dans chaque trou, il y a une créature inquiétante, qui est plantée, qui sort à moitié. La variété là, des positions des types qui sortent de leur trou, là, qui sont là comme une espèce de peuple qui sort. Un peuple assez inquiétant. Alors, tous les thèmes y sont, qui sortent du trou. Le métallurgiste, le mendiant, l'inquiétant. Alors, je veux juste terminer sur là-dessus. On demande, vous comprenez, la mythologie, c'est toujours la catastrophe. Et même l'ethnographie, à certains égards, c'est la catastrophe. Tout le monde remarque que le forgeron, il a toujours posé des problèmes énormes. Et que les mythes montrent une espèce d'ambivalence du forgeron. On nous dit tout le temps, le forgeron, il est à la fois haï et respecté, vénéré. Ou bien tantôt haï, tantôt vénéré. Ou bien un peu des deux tout le temps, etc. On sent que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes. D'abord, quel forgeron? Le forgeron, par nature, il est double. C'est un jumeau. Quand Griaule étudie le statut du forgeron chez les Dogons, il montre très bien ça. Si le forgeron, par exemple, est craint, c'est pas du tout parce qu'il est impur, comme certains ethnologues essaient de l'expliquer, c'est parce que, c'est pour une raison complètement différente, c'est parce qu'il est double. Donc parce qu'il peut s'épouser lui-même, parce qu'il est incestueux, parce qu'il est gemellaire. Et pourquoi il est gemellaire? Il a forcément deux têtes. Il a une tête du côté des nomades, une tête du côté des sédentaires. Et ça va de soi qu'il y a complicité entre les deux têtes. Qu'il y a des arrangements entre les forgerons de nomades et les forgerons de sédentaires. Sinon on ne comprend plus rien au trafic des armes dans le monde antique. Comment les nomades arrivent-ils à avoir le sabre chinois, Alors, l'histoire légendaire nous dit, ah, c'est parce qu'il y a eu un déserteur chinois qui est passé du côté des Mongols. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme la bombe atomique, vous comprenez, pour se servir du sabre en acier, et pour refabriquer, reproduire des sabres d'acier, il ne suffit pas d'une fuite de secret, il faut toute une infrastructure, il faut des forgerons, il faut une métallurgie. Alors, bon. Donc le forgeron, il est fondamentalement double, puisqu'il a un gîte chez les nomades, un gîte chez les sédentaires.
Mais qu'est-ce qui permet de dire le forgeron, alors, s'il est double? Ma réponse, elle est toute simple, c'est parce que il est double secondairement, sa spécificité en tant que forgeron, où qu'il soit chez les nomades ou chez les sédentaires, c'est faire des trous et habiter un espace troué, et dérouler, inventer un espace troué. Voilà, oui. Est-ce que j'ai répondu à la question? Toynbee, c'est son grand livre sur l'histoire. Hein. Alors, il y a deux sortes. Il y a un livre en 10, il y a une version en 10 volumes, elle est encore meilleure, mais pas traduite. Hein. Pas traduite. Et il y a son gros résumé qu'il a lui-même fait, qui est traduit sous le titre L'Histoire, chez Gallimard. Qu'est-ce que tu disais? L'architecture des... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Je ne peux faire que des approximations. Mais On en est tous là. il me semble que quelqu'un qui a un rapport avec l'espace de l'espace des espaces très semblables et semblables à la fois, c'est Kafka quand même. Le terrier de ces choses. L'espace troué chez Kafka. Oui, oui, oui. Je suis aussi en train de me demander, est-ce qu'il y a du cigane chez Kafka? La cantatrice, c'est un texte splendide. Joséphine, la cantatrice, c'est tout. C'est fantastique. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des formes d'espace trouvées chez Kafka? Oh, je trouve. Aussi, il faudrait penser aux peintres, comment les peintres procèdent, s'il y a des espaces troués en peinture. Je crois qu'il y a tout ça. Voilà. Enfin, pensez-y, voilà. Bon. Alors, dites, il faudrait quand même, de toute manière, aujourd'hui, on termine hein, la politique et l'État, où qu'on en soit, on considère que c'est terminé. Alors, j'ajoute juste, je voudrais savoir, au troisième trimestre, ça va être les vacances de Pâques, là, au troisième trimestre, est-ce que vous avez des vœux? Oui. Sinon, je fixe, moi, ça. Oui, est-ce que... Moi, j'aimerais bien que, si tu avais envie de parler de l'abstraction chez Maldinet. Et puis aussi, enfin, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais aussi sur la théorie des ensembles flous mathématiques. Ah oui, ah ça, oui, alors, ça, oui. Oui. En effet, là, toi, tu vas dans une direction qui est très possible, parce que vous me proposiez, dans la mesure où je peux, dans la mesure de mes compétences, que vous me proposiez un certain nombre de thèmes qui intéressent certains d'entre vous et que moi je traite soit un thème en 2 séances ou en 1 séance. Ça, on peut faire ça. Alors, toi, tu dis, oui, une théorie des ensembles dits flous. Ben oui, bon, c'est possible. Le thème de l'abstraction en peinture est d'après un auteur actuel qui s'appelle Henri Maldinet. J'aimerais surtout ça. Ouais, ça on peut. Il y a d'autres choses, parce qu'il faut que j'y pense pendant pas. Leibniz, pitié. Si, moi j'aimerais assez faire, presque ça permettrait de mettre au point 2-3 séances qui seraient une pure introduction à une lecture possible de Leibniz. Ça fait rien, ceux que ça intéresse pas, ils ne viendraient pas. Pour ceux que ça intéresse, alors je dis oui, voilà. On va faire ça. Donc, je me confie à vous pour le troisième trimestre. Et je ferai, au début, je ferai 2 ou 3 séances sur la C'est ça. Alors, ceux qui suivraient ces séances à la rentrée, je leur demande, s'ils peuvent, c'est pas absolument indispensable, mais quand même, ce serait mieux. De Leibniz, vous savez, c'est un auteur qui écrit des textes à la fois géniaux, mais une multitude de petits textes. Il multiplie les petits textes. Une grande partie de l'œuvre de Leibniz, c'est même des lettres. Ou bien alors des petits opuscules, comme on dit. Or, parmi ces petits opuscules, parmi les plus faciles à trouver, j'en cite 3, il suffirait que vous essayiez de parcourir un des 3. De l'origine radicale des choses, ces petits opuscules, plus ils sont petits, plus ils leur donnent des titres amis. L'un s'appelle De l'origine radicale des choses. Un autre s'appelle, ça doit avoir, je sais pas, 20 pages.
On va dans le Mamis qui est sorti en oublié, le Mamis. Oh, certainement, si. Oui. L'autre s'appelle Monadologie, traité de monadologie. Non, oh oui, c'est 40 pages. Et un autre, c'est les principes de philosophie. Pardon. Principes de métaphysique. Principes de métaphysique. Alors, pas question, je ne vous dis pas du tout, il faut lire les trois. Hein. Je vous dis rien, je fais appel à votre conscience professionnelle. Il vaut mieux en lire un. Pourtant, c'est tellement beau. Alors, peu importe que vous ne compreniez pas. Je tiens beaucoup à ça. Non. La question, je vous assure, quant au texte de philosophie, la question, c'est pas du tout est-ce que vous comprenez. Parce que la question, c'est avant tout qu'est-ce qui vous convient là-dedans. Vous pouvez très bien sentir que quelque chose vous convient sans avoir encore compris. Et vous ne comprendrez que si vous avez d'abord saisi quelque chose qui vous convient. Dans cette manière, c'est comme un peintre, il a son style. Si le style vous convient, c'est que vous avez quelque chose à faire avec. Bien. Alors, les petites feuilles jaunes pour l'UV, vous les prendrez à la fin et puis vous me les donnerez après, à partir de la rentrée, pour ceux qui veulent suivre. Donc, je termine très rapidement, parce qu'il y en a marre, tout ça, il y en a marre, je regrette. Toute cette histoire sur politique et État. Ah oui, on m'avait demandé de faire quelque chose sur l'idiot. C'est bien. Oui. Sur le thème de l'idiot, qui en effet est un thème très très important. Dans... Oui. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un idiot? Ouais. Et pourquoi que les Russes ont pris ça, ont donné au personnage de l'idiot cette dimension, alors qu'il vient du christianisme, ce personnage. Il a fait ça? On n'est pas étudiant Ah bon, à alors. l'instant. Ah bon. Il a peut-être Ah pas bon? fait. C'est bon. Ah non? Ah ben je savais pas. Ah ben dommage, un sujet. Bah s'il y en a déjà qui sont restés tout un semestre sur l'idiot, je veux dire les sujets sont si nombreux au monde, c'est pas la peine de se les prendre. Non, c'est pas que je dirais la même chose, mais c'est que... Enfin, non, bon. Et toi tu as suivi? Ah. Eh ben tu dirais. Oui, On fait un mélange. Hein? Enfin, on verra. Voilà, je signale donc pour enchaîner sur cette histoire politique et État, au point où nous en sommes que il y a matière dans le numéro d'hier de Libération, il y a un texte très intéressant pour nous, au point où on en appelle, qui est précisément quand je parlais du développement des formes de travail intérimaire, de sous-traitance, de travail précaire dans les pays du centre. Il y a un long texte que je trouve très bon sur l'organisation du travail de sous-traitance et du travail intérimaire dans les entreprises d'assaut. Alors je crois que ça correspond, ça va si bien avec ce qu'on essayait d'analyser que ceux qui l'ont lu, relisez-le. Et en effet, c'est assez curieux, parce que, enfin, non, je vais pas le temps de revenir là-dessus. Mais bien, Hegel, il a fait une philosophie du droit, une philosophie de l'histoire, mais il n'a pas fait une philosophie politique en fait. Il n'y a pas de politique chez Hegel. De politique. Est-ce que vous avez vu le terme politique chez Hegel une fois? Est-ce que j'ai vu le terme politique chez Hegel? Est-ce que vous voyez là, le juridique, vous voyez l'histoire, il n'est pas le problème, il y a une position politique. Non, en effet, c'est pas une notion hegelienne. Pas une notion hegelienne. Peut-être pas, je sais pas. Il n'y a pas un hegelien ici. Il est un peu hegelien. C'est qu'il y a des Bah alors. Alors vous vous rappelez que dans cette histoire politique État, on cherchait juste à indiquer comme des rubriques pour en finir. Et on avait vu une première rubrique, adjonction, soustraction d'action. Une seconde rubrique, la saturation d'une axiomatique, ou, plus précisément, la nature très particulière, la nature paradoxale de la limite, lorsque la limite est une limite immense. C'est-à-dire une limite non pas rencontrée du dehors, mais produite par le système.
Troisième rubrique, on a vu la question des modèles de réalisation dans une axiomatique, à savoir les modèles de réalisation dans une axiomatique mondiale du capital étant les États eux-mêmes. D'où la question dans cette troisième rubrique, en quel sens peut-on dire que ces États, que les formes diverses d'États sont isomorphes ou non par rapport à l'axiomatique, avec dès lors toutes sortes de bipolarités, bipolarité entre les États du centre, seconde bipolarité entre État capitaliste et État socialiste bureaucratique, troisième bipolarité entre État du centre, État de la périphérie. Bon, on en était là. Je dis très vite quatrième rubrique. Cette fois-ci, ce serait par rapport à une axiomatique la question de la puissance. Et d'où vient cette question de la puissance? Elle est très différente des autres, c'est pour ça que c'est des rubriques, mais encore une fois, pour en ajouter, on peut en mélanger. Je dis, c'est une rubrique différente parce que ce que je voudrais grouper sous le titre, la rubrique de la puissance, c'est finalement le rapport de cette axiomatique du capital avec une machine de guerre actuelle. Et pourquoi est-ce cela la question de la puissance? C'est parce que, au niveau de toute axiomatique, on nous dit bien que l'axiomatique est en rapport avec une certaine puissance qui la dépasse. Comme si elle dégageait elle-même, comme si une axiomatique avait fondamentalement affaire à une puissance qui la dépasse pourtant. Pourquoi est-ce qu'une axiomatique aurait affaire fondamentalement à une puissance qui se dégagerait d'elle et qui pourtant la dépasse? La réponse théorique, la réponse abstraite est relativement simple. C'est que toute axiomatique a nécessairement des modèles de réalisation dans ce qu'on appelle des ensembles dénombrables, que ces ensembles soient finis ou infinis, c'est-à-dire des ensembles dont les éléments sont dénombrables. Or, il y a des puissances qui renvoient à des ensembles non dénombrables. Exemple, l'exemple le plus simple, par exemple en mathématiques, c'est la puissance du continu. Je dirais par exemple que la série des nombres entiers, c'est un ensemble infini, ou la série des nombres entiers pairs, c'est un ensemble infini aussi. Mais c'est des ensembles infinis dénombrables. Tellement dénombrables que vous pouvez même dire que la série des nombres entiers est le double de la série des nombres entiers pairs. La puissance du continu, à savoir celle qui renvoie à l'ensemble des points sur une ligne, elle n'est pas dénombrable. Bon, supposons comme ça fait l'objet de théorèmes dans l'axiomatique en mathématiques, supposons donc qu'une certaine puissance du continu échappe au traitement axiomatique et que pourtant d'une certaine manière la confrontation de l'axiomatique avec cette puissance soit comme inévitable, fondée dans l'axiomatique elle-même. C'est ça que j'appelle le thème de la puissance. Or, je dis une chose très simple, c'est ça un peu, si vous voulez, le rapport du capitalisme avec sa propre machine de guerre. Il me semble dans les conditions actuelles, pas de tout temps. Tout se passe comme si la machine de guerre moderne, enfin tout ça c'est des hypothèses encore, c'est pas tellement. Ça me paraît plus on va, plus il est temps vraiment d'arrêter. Tout se passe comme si la machine de guerre moderne, c'est-à-dire, mettons depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait des principes avant, il y avait des prémices avant, tout se passe comme si elle s'était d'une certaine manière autonomisée, mais d'une manière très spéciale, c'est-à-dire comme si elle témoignait d'une puissance de l'axiomatique qui pourtant débordait l'axiomatique elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez toujours ces concepts de Clausewitz auxquels j'essaie de faire appel parce qu'ils me paraissent très très éclaircissants pour comprendre quoi que ce soit au problème de la guerre. C'est que tout comme le capital, ça on l'a vu la dernière fois,
tout comme le capital, et c'est sans doute ça le lien le plus profond de la guerre avec le capital, tout comme le capital, la guerre a un but et un objectif. Et que les deux ne sont pas la même chose. Et que le but de la guerre, c'est le but politique poursuivi par l'État ou les États qui font la guerre. Tandis que l'objectif, c'est l'objectif immanent de la guerre. Ce que Clausewitz définit comme renverser ou anéantir l'adversaire. Je dis que pendant longtemps, on pourrait presque définir les guerres précapitalistes comme ceci, en disant que dans les guerres précapitalistes, le but et l'objectif reçoivent une espèce d'accord, une mise en accord variable et assez bien déterminée. À savoir, la guerre la guerre en tant que guerre, poursuit son objectif, renverser l'adversaire, sous la condition d'un but, à savoir, on renverse l'adversaire pour obtenir telle ou telle chose, par exemple, pour conquérir une province, pour gagner un marché économique, il y a déjà des guerres commerciales, etc., etc. Et renverser l'adversaire, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, ça dépend à quoi on identifie l'adversaire d'après le but. Tantôt renverser l'adversaire, ce sera détruire l'armée ennemie. Tantôt renverser l'adversaire, ce sera là. Elle fonctionne comme ça. Le premier signe de, à ce moment-là, la machine de guerre est bien prise dans l'appareil d'État. En effet, l'objectif qui renvoie à la machine de guerre est subordonné au but politique qui renvoie au but politique de l'État qui fait la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la guerre a tendu à devenir totale? Je crois qu'on peut assigner en effet une tendance à la guerre totale dès le moment où le capitalisme s'empare de la machine de guerre et lui donne un développement matériel fondamental, puisque c'est même par là que les nomades, qui jusque-là étaient la machine de guerre autonome, c'est par là que les nomades ont été possédés et périr. Et bien, ce qui se passe, c'est que lorsque la guerre tend à devenir totale, en même temps, l'objectif et le but, il me semble, tendent à entrer dans une espèce de rapport de contradiction. Il y a une tension entre l'objectif et le but. Pourquoi? Ça se voit déjà avec Napoléon. Les grands éléments de la grande première mise en place d'une guerre totale, c'est évidemment les guerres napoléoniennes. Tout le monde le dit, c'est mal. Ça ne s'arrangera pas. La seconde grande étape d'une guerre totale, c'est la guerre de 14-18. La troisième grande étape de la guerre totale, c'est le fascisme. Et qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois étapes? C'est finalement, je crois, la déclaration d'une espèce de tension, de contradiction entre le but politique et l'objectif guerrier. Pourquoi? Parce qu'à mesure que la guerre devient totale, l'objectif, à savoir, suivant le terme de Clausewitz, renversement de l'adversaire, ne connaît plus de limite. L'adversaire ne peut plus être identifié à la forteresse à prendre, à l'armée ennemie à vaincre. C'est le peuple entier et l'habitat entier. C'est le peuple ennemi entier, en même temps que du côté du pays, de l'autre pays qui mène la guerre, qui fait la guerre. C'est le peuple entier qui est convié. Donc, l'objectif, renverser l'adversaire, devient tel que l'adversaire ne peut plus être identifié, assimilé à quelque chose de déterminé, mais devient la totalité du peuple ennemi, la totalité de l'habitat ennemi. À ce moment-là, autant dire l'objectif devient illimité. Et c'est ça la guerre totale. Vous voyez, c'est pour ça que les contresens qu'on fait parfois sur Clausewitz reposent sur un point très précis.
Lorsque Clausewitz définissait l'objectif de la guerre par anéantissement de l'adversaire, certains proactivement disent « Ah ben Clausewitz, c'est le créateur du concept de guerre totale ». Pas du tout. Anéantir l'adversaire, c'est ce que Clausewitz appelle non pas guerre totale, mais guerre absolue. Et guerre absolue clausewitzienne, ça n'a rien à voir avec la guerre totale. Puisque la guerre absolue clausewitzienne, à savoir l'objectif, renverser ou anéantir l'adversaire, reçoit une figure variable d'après ce à quoi l'adversaire est identifié. Renverser l'adversaire, ça peut être encore une fois prendre une forteresse et puis c'est tout. Mais la guerre devient totale lorsque le renversement ou l'anéantissement porte sur la totalité du peuple ennemi et la totalité de l'habitant. À ce moment-là, l'objectif devient illimité. Pourquoi? C'est sans fin. Et je rappelle les textes qui me paraissent les meilleurs d'analyse du fascisme. Mais d'une certaine manière, c'était déjà évident pour Napoléon. Lorsque, par exemple, Hannah Arendt ne cesse pas de dire ça dans son livre sur le totalitarisme, alors peu importe que pour elle, elle identifie totalitarisme et fascisme, mais ce qu'elle dit, à mon avis, ne vaut que pour le fascisme, et pas du tout pour le totalitarisme. C'est évident que le fascisme, on ne peut le définir que comme ça. Pas par un appareil d'État. L'appareil d'État, ça, elle le montre très bien dans l'analyse des institutions fascistes. C'est une espèce de façade. C'est une espèce de façade. C'est un bureau derrière lequel il y a toujours un autre bureau. Ce qui définit fondamentalement le fascisme, c'est le déclenchement d'un mouvement qui n'a pas d'autre fin que le mouvement. C'est-à-dire l'objectif illimité. Un mouvement qui n'a pas d'autre fin que le mouvement. Donc, qui n'a pas d'autre fin que sa propre accélération. C'est précisément le mouvement de la destruction absolue. Alors ça, c'est très très important dans le livre de Hannah Arendt. Ça a été traduit en français sous le titre, je crois, Le totalitarisme au sol. Et ça recoupe tout à fait les analyses de Virilio sur l'État fasciste. Ça recoupe aussi des textes des lieutenants de Hitler ou de Hitler lui-même, quand ils invoquent un mouvement sans destination ni but. Le mouvement sans destination ni but, c'est le mouvement de la destruction pure, c'est-à-dire c'est le mouvement de la guerre totale. Alors je dis juste à ce moment-là, il y a comme une espèce d'autonomisation de la machine de guerre par rapport à l'appareil d'État. Et c'est vrai que le fascisme, c'est pas un appareil d'État. Bien plus, je dirais pour compliquer les choses, mais ça va trop de soi. Il ne suffit pas que des militaires prennent le pouvoir quelque part pour qu'une machine de guerre s'autonomise. Dans les régimes totalitaires, à proprement parler, c'est souvent les militaires qui ont le pouvoir. C'est pas du tout un régime machine de guerre, pas du tout. Au contraire, c'est un régime totalitaire au sens où on a dit l'État minimum. Mais l'État fasciste, c'est tout à fait autre chose. L'État fasciste, c'est, et justement, c'est pas par hasard que les fascistes n'étaient pas des militaires. Un état-major, quand il prend le pouvoir, il peut faire un régime totalitaire. Un régime fasciste, c'est beaucoup moins sûr. Un régime fasciste, c'est tellement une idée de tordu, c'est même pas les militaires. L'état-major allemand, il a été, finalement, il aurait bien voulu le pouvoir. Mais justement, Hitler l'a devancé. Alors, il y a pu y avoir tous les arrangements qu'on voulait. On ne peut pas dire que le fascisme soit une émanation de l'état-major allemand. C'est l'émanation de quelque chose de tout à fait autre. Or, c'est là qu'on voit une machine de guerre qui s'autonomise par rapport à l'État. D'où l'idée très bonne de Virilio, encore une fois, l'État fasciste, c'est un État suicidaire. Bien sûr, il s'agit de tuer les autres, mais on considérera sa propre mort, et c'est ça le thème vraiment fasciste de Vive la mort, on considérera sa propre mort comme le couronnement de la mort des autres. Ça, vous le trouvez, ça, en effet, vous le trouvez dans tous les fascismes. Le totalitarisme, c'est pas ça du tout. Hein. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus petit bourgeois, le totalitarisme. C'est beaucoup plus conservateur. Enfin, peu importe, on a déjà vu tout ça. Je dis, tout ça, c'est un peu pour répondre à une question qui, d'une certaine manière, avec le recul des années, nous paraît de moins en moins évidente. Pourquoi diable les États-Unis ont-ils préféré s'allier à la Russie de Staline, à l'URSS stalinienne, plutôt que s'entendre avec Hitler? On se dit, après tout, une fois que c'est fait, on se dit, bon,
C'est pas tellement évident au début. Ça n'a pas été tellement évident, même au niveau des Alliés, au niveau de l'Angleterre et de la France. Hein. Tout le monde sait à quel point il y avait un schéma politique intéressant, à savoir on lâchait l'Allemagne fasciste sur la Russie. C'était intéressant ça. Bon, ça aurait pu se faire. À la question pourquoi finalement ce qui l'a emporté, ça a été la tendance à une alliance avec le régime stalinien plutôt qu'avec le régime hitlérien. Je crois que la réponse est relativement simple. C'est que les Alliés ont dû avoir, je suppose, l'impression assez vite que dans le régime fasciste, il y avait autonomisation d'une machine de guerre qui finalement était à la limite incontrôlable par le capital. Je suppose, c'est une hypothèse comme ça, c'est une hypothèse d'être idiote. Et que finalement, le régime stalinien ou le régime socialiste bureaucratique était capable de donner au capital une sécurité et des garanties beaucoup plus intenses. Si vous voulez, c'est affreux de à dire, il me semble, mais ce qui est affreux à dire, c'est que dans des mouvements fascistes, il y a un caractère de masse. Dans les pays capitalistes, on devait se méfier beaucoup. Une espèce de mouvement de masse, de mouvement d'appel à une espèce de on tuera le monde et puis on se tuera après. Il y a quelque chose, il y a une espèce de machine là, de mouvement pour le mouvement. Et un des points les plus forts dans le livre de Hannah Arendt, c'est lorsqu'elle montre que plus les nazis voyaient qu'ils allaient perdre la guerre, ils le sentent très vite. Bien loin que ce soit pour eux un motif d'arrêter ou de modérer le mouvement, c'est un motif de le précipiter. Ils ne peuvent durer, ils ne peuvent repousser l'issue, à savoir la perte de la guerre, qu'en accélérant la guerre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si cette hypothèse est juste, ben je crois que c'est ça la raison la plus profonde pour laquelle les Alliés ont fait l'alliance. Avec le régime stalinien et pas avec le régime. Parce qu'à d'autres égards, ça leur aurait beaucoup plus plu de faire l'alliance avec le régime nazi. Donc, voilà cette situation très très curieuse. Où l'objectif de la guerre, quand la guerre devient totale, l'objectif de la guerre devient illimité et entre à ce moment-là en conflit avec les buts politiques qu'un appareil d'État jusque-là poursuivait à travers la guerre. Comment lever ce conflit? Ben, en effet, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Virilio, il me semble encore une fois, analyse bien quant à la machine de guerre actuelle. Là où les fascistes aussi n'étaient que des précurseurs, là où les nazis n'étaient que des précurseurs, c'est que ils avaient constitué comme une espèce d'autonomie de la machine de guerre, avec tout un régime d'économie subordonné à cette machine de guerre, subordonné à l'armement, etc. Ils avaient fait tout ça. Mais ils avaient encore besoin que cette machine de guerre s'effectue dans des guerres. En d'autres termes, ils gardaient quelque chose de la vieille formule, à savoir la guerre sera la matérialisation de la machine de guerre. Alors ce que je dis est très sommaire à force d'essayer de tailler des notions, des concepts. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui ce ne soit pas comme ça. La machine de guerre aujourd'hui, ben, c'est évident, elle poursuit aussi des guerres. Elle a aussi besoin. C'est évident. On le voit tout le temps. Et je dis que quand même il y a quelque chose qui a changé, elle n'en a pas besoin de la même manière. Je dirais, on tend vers la situation suivante, pour être prudent. On tend vers la situation suivante, où la machine de guerre moderne n'a même plus besoin de se matérialiser, ou n'aurait même plus besoin à la limite de se matérialiser dans des guerres réelles, car ce serait elle-même la machine de guerre qui serait guerre matérialisée. En d'autres termes,
la machine de guerre n'a même plus besoin d'avoir pour objet des guerres, puisqu'elle découvre son objet dans une paix de la terreur. Elle a conquis son objet le plus ultime, adéquat à son caractère total, à savoir la paix. Ce qui implique quoi? Évidemment, ce qui implique toutes les visions catastrophiques, apocalyptiques d'aujourd'hui. Alors ne me faites pas dire qu'il n'y a plus de guerre. Bien sûr, il y a encore des guerres, mais ces guerres sont devenues des parties de la paix elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'a voulu dire le concept de guerre froide, sinon ça? Le concept de guerre froide a signifié, il me semble explicitement, l'état d'une machine de guerre qui, pour des raisons quelconques, ne tendait plus à se matérialiser, sauf par accident toujours possible, disait-on, ne tendait plus à se matérialiser dans une guerre réelle, mais était en elle-même et par elle-même une guerre matérialisée, ce qui faisait dire déjà à beaucoup d'auteurs américains depuis très longtemps, mais la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes, elle a déjà commencé. D'où toutes les remarques de Virilio à cet égard me paraissent justes lorsque Virilio assigne et donne les caractères suivants. Cette nouvelle machine de guerre que j'appelle la puissance, donc. Voyez son rapport avec le capitalisme. À la fois comment le capitalisme ne la contrôle pas et comment en même temps le capitalisme est en rapport fondamental avec elle, en rapport de confrontation fondamentale avec elle. Là, les caractères signalés par Virilio, encore une fois, c'est cette machine de guerre-là prend pour objet la paix et non plus la guerre. Dès lors, c'est tout le thème de l'ennemi, deuxième trait, c'est tout le thème de l'ennemi qui change. L'ennemi devient l'ennemi quelconque. Et là, c'est vraiment une notion axiomatique, celle de l'ennemi quelconque. Cette machine de guerre acquiert un pouvoir de capitaliser, comment dire, un savoir, et pas seulement un savoir, une puissance scientifique et technologique pratiquement illimitée. D'où la tendance à ce que les distinctions même entre la guerre et la paix s'atténuent, tendent à disparaître. D'où enfin le phénomène général de la militarisation des fonctions civiles, notamment par l'assignation de l'objet quelconque, qui est n'importe quoi. Ça peut être aussi bien des sauterelles sur un écran de radar que 3 Indiens à la file, qu'une fusée, que tout ça. Là, il y a un curieux truc de troglodyte. Alors, je me dis, dans les métiers modernes, oui, sous-marins atomiques, qu'est-ce que c'est que ces types qui vivent là, qui ont comme gîte le sous-marin? Et quels yeux ils ont? Ah, ils regardent les radars, où ils voient les choses comme des espèces de nuées à interpréter. Bon, c'est-il des crabes ou c'est-il des ennemis qui arrivent? Bon, à la limite, c'est l'ennemi quelconque. Bon, bien, voilà. Voyez, voilà tout ce que j'essaierai de grouper sous cette 5e rubrique. Et en effet, en quoi cette machine de guerre, c'est l'équivalent d'une sorte de puissance du continu. C'est qu'au niveau de cette machine de guerre, et là je pense encore une fois à des textes de Paul Virilio qui expliquent ça, qui développent ça très très bien, c'est que tous les points de l'espace, si distants qu'ils soient, sont mis en contact. Sont mis en contact, c'est-à-dire tous les points de l'espace existent en voisinage topologique. Si distants soient-ils physiquement et géométriquement, ils sont en voisinage topologique. C'est ce qu'on appelle l'âge de la guerre nucléaire. Or, c'est évident que si la guerre nucléaire nous est présentée comme une espèce de limite d'apocalypse, etc., c'est presque au sens. Il faudrait confronter, si vous voulez, ma rubrique 4, la puissance, et la rubrique 2, saturation. Puisque l'apocalypse de la guerre nucléaire, c'est exactement la limite, ça correspond tout à fait à la limite de notre autre registre, du registre 2, concernant la saturation. C'est une limite immanente. Si elle prend l'aspect apocalyptique, c'est parce que, d'une autre manière, en deçà de la limite, elle s'exerce comme telle déjà. Elle s'exerce entièrement comme telle, elle ne cesse pas de repousser sa limite. Mais en même temps, c'est elle qui trace la nouvelle carte du monde, qui en effet est une carte qui n'est plus du tout une carte géographique, mais une carte topologique.
avec mise en contact des points les plus éloignés. Bon, voilà. Alors, ça marche très bien. Ouf, quelle heure il est? Je vais peut-être être forcé d'arrêter avant. Quoi? Midi moins. Ah non, bon. Alors, bon. Alors, à ce point, il semble que tout aille pour le pire. On se dit, on a beau regarder nos registres, si vous êtes nos articles. Article 1, ben, c'est pas fameux. Si on a le choix entre totalitarisme et social-démocratie, c'est pas la joie. Article 2, la saturation, cette espèce de limite sournoise là, qui s'éloigne à mesure qu'on s'en approche et qui est sécrétée par le système. C'est pas bien, c'est pas... L'isomorphie des États comme modèle de réalisation d'une même axiomatique, c'est désespérant tout ça. La puissance d'une machine de guerre de ce type qui a même plus besoin de guerre, parce qu'elle est elle-même guerre matérielle, guerre matérialisée, c'est encore plus triste. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais prévu la possibilité qu'on aille se coucher, là, si l'heure avait été. Mais maintenant, il reste, évidemment, c'est beaucoup plus dur, les articles susceptibles de nous apporter l'espoir. Et bien, vous voyez, ça, c'est... j'ai presque l'impression, là, j'ose pas vous dire, parce que c'est à vous de fabriquer vos espoirs. Alors, j'essaie juste de dire, bon, voilà, je vous dis, vous comprenez, encore une fois, tout ce qu'on a essayé de faire, là, ça avait une règle très, très modeste. C'est pas parce qu'on essaie, je crois pas, en tout cas, moi, je suis pas doué pour, c'est pas parce qu'on essaie de penser mondialement qu'on est plus prétentieux que local. C'est évident que les problèmes politiques aujourd'hui, ben, ils sont mondiaux. Hein. C'est pas plus dur de penser mondialement qu'au niveau de son village. Hein, parce que, encore une fois, c'est un des points là, il faut rendre hommage à Régis Debray sur ce point, parce que je crois qu'il est un des seuls à le rappeler avec obstination. Ça ne veut vraiment rien dire de parler de l'Europe aujourd'hui si on ne tient pas compte des économies sujettes, de tout ce que les régimes européens supposent comme asservissement du tiers-monde, asservissement, etc. Et tous les problèmes, quels qu'ils soient, des problèmes d'école en France, renvoient à des déterminations mondiales, c'est trop évident. Donc penser mondialement, c'est même pas un effort particulier. Alors, je dis, moi je propose un 5e article comme ça. 5e article, toujours dans mon souci d'insister sur ce parallélisme axiomatique ou cette coprésence axiomatique capitalisme, je dirais, chacun sait, vous vous rappelez, on l'avait vu quand on s'était intéressé à ce que c'est qu'une axiomatique en sciences, justement pour pouvoir arriver à ce tableau. J'avais insisté là-dessus, c'est que une axiomatique ne se confronte pas seulement à une puissance supérieure, du type puissance du continu, ça on vient de le voir, mais elle se confronte aussi à des types de propositions très particulières que les axiomaticiens ont appelées, contraints et forcés, des propositions indécidables. Alors c'est ça, c'est la première petite chose d'espoir pour moi, c'est que l'axiomatique capitaliste, ou le capitalisme comme axiomatique, ne cesse pas d'engendrer des propositions indécidables. Et des propositions indécidables, on va voir ce que c'est. C'est pas du tout des propositions devant lesquelles on reste comme ça, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des propositions qui sont l'objet direct de toutes les entreprises, je ne dis pas le triomphe certain, mais qui sont l'objet direct de toutes les entreprises et de toutes les positions révolutionnaires. En effet, qu'est-ce que c'est alors dans ce misérable parallèle? Qu'est-ce que c'est dans une axiomatique les propositions indécidables? Supposez que dans une axiomatique quelconque, vous vous heurtiez, pour des raisons peu importe, j'ai essayé de les dire très brièvement, je ne reviens pas là-dessus, vous vous heurtiez à des propositions dont vous ne pouvez pas démontrer qu'elles soient vraies ni fausses. Des propositions qui concernent ce domaine et vous ne pouvez pas démontrer qu'elles sont vraies ni fausses. Elles appartiennent au domaine et il y a indémonstrabilité. Très embêtant, car ces propositions ne sont pas des axiomes, et ce ne sont pas non plus des théorèmes, puisque un théorème, c'est fondamentalement une proposition dont vous démontrez qu'il est vrai ou qu'il est faux, en raison des axiomes de l'axiomatique correspondante.
Et en fonction des axiomes, là, en fonction des axiomes de l'axiomatique correspondante, vous ne pouvez pas. La proposition est indécidable. Or, être vrai ou faux, ça semble être une exigence de tout savoir ou de toute compréhension, bien connue sous le nom de tiers exclus. À savoir, une proposition est vraie ou non vraie. Ou entre le vrai ou le non vrai, il n'y a pas de tiers. Une proposition indécidable, je dirais qu'elle fait l'objet d'un tiers inclus. Si bien que ma 5e rubrique, je peux l'intituler, ou mon 5e article, je peux l'intituler, là, par rapport à l'axiomatique du capital, le tiers inclus ou les propositions indécidables. Là, qu'est-ce que ce serait? Et je dis qu'encore une fois, les propositions indécidables, elles ne sont que très relativement indécidables, puisqu'elles font l'objet ou elles constituent la matière de toute entreprise, donc de toute décision révolutionnaire. C'est précisément le fait qu'elles soient indécidables par rapport à l'axiomatique qui les fait appartenir à un tout autre système que l'axiomatique. Et être justiciable de tout autre procédé que ceux de l'axiomatique du capital. Alors l'axiomatique du capital, il pourra toujours essayer de les traiter, je dis, il pourra toujours essayer de constituer les axiomes qui renvoient à ces propositions. Oui. Ou bien, une autre manière dont il pourrait les traiter, et ça expliquerait peut-être cette histoire un peu obscure de la puissance qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est l'extermination. Leur appliquer la puissance de destruction qui ferait que leur objet n'existerait plus. Mais voilà que pour des raisons ou pour d'autres, les deux procédés par lesquels l'axiomatique pourrait récupérer ses propositions indécidables ou tiers inclus ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a beau ajouter des axiomes, il y a un certain type de propositions, les axiomes ne mordent pas dessus. C'est comme ça. On va voir, je n'ai pas encore essayé de dire ce que c'est que ces propositions. Ou bien alors l'autre cas, on pourrait leur appliquer la puissance de destruction à l'état pur, c'est-à-dire la machine de guerre. Bon, tout ça, comme ça, on n'en parle plus. Eh ben non, pourquoi? Parce que même le phénomène fondamental de l'axiomatique moderne, à savoir l'existence des camps, ça n'a jamais apporté de solution définitive du point de vue de l'axiomatique. Je veux dire, les camps multiplient les gens ayant enfermés plutôt qu'ils ne les suppriment. De même que la faim organisée, la famine organisée multiplie les affamés plus que ça ne tue les gens. Ça fait les deux. Ça tue les gens et en même temps. Ça les multiplie étonnamment. Les camps, ça me paraît une évidence. Loin que ça apporte ce qu'on appelait une solution radicale à tel ou tel problème, à savoir plus de juifs, plus d'homosexuels, etc. Bizarrement, ça fait essaimer les victimes. Si le monde entier devient un unique camp, c'est la réponse de la puissance, oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible, oui. Je me dis, qu'est-ce qui fait penser que ce serait une fausse conception qu'il faudrait, si tu veux, pour pouvoir dire, eh bien c'est tout simple, après tout, ils auraient qu'à faire du monde entier un unique camp. Ça ne serait possible que si l'on ne tenait pas compte de cette nature très particulière de la limite. Le monde entier comme seul et unique camp, ce serait bien la limite. En effet, à ce moment-là, il n'y aurait plus tellement de problèmes. Mais il se trouve que tout le mécanisme de la limite, du point de vue de cette axiomatique du capital qu'on vient de voir, c'est une limite qui ne cesse pas d'être produite pour être en même temps perpétuellement repoussée. C'est en vertu, moi il me semble, là je répondrai à cette question, que dont je comprends bien le sens, c'est une question presque toute logique. Je répondrai, oui, ça ne serait possible que si la limite n'avait pas la nature qu'on a essayé de voir tout à l'heure, et que Marx déjà annonçait comme la limite du capital. Mais enfin, on ne peut rien exclure. Hein. À ce moment-là, il n'y aurait plus d'espoir. À ce moment-là, on arrêterait. Voilà. Il y en aurait encore deux. Pas sûr, parce qu'il pourrait dire il y a bien des chances pour que, dans un certain laps de temps, la situation du centre et la situation de la périphérie se relativisent de plus en plus. Ça n'est pas fort. C'est ma seule différence. J'ai tout appris, moi, quant
quant à ces problèmes de Samir Amin, mais ma seule différence, ce qui ne me convainc pas dans la thèse de Samir Amin, c'est que les actuelles différences de la situation tiers-monde et de la situation centre, dans la grande opposition centre-périphérie telle qu'il en brosse le tableau politique et économique, elle me semble s'estomper de plus en plus ou être appelée à s'estomper. On va se retrouver dans un système périphérie-centre d'une toute autre nature. Chez Samir Amin, je veux dire, la distinction centre-périphérie joue encore dans des conditions étroitement géographiques. Je crois qu'elle est appelée, c'est peut-être vrai encore, mais qu'elle est appelée à perdre cette détermination géographique localisée. Alors ce que je veux dire, c'est si donc on suppose bon, je veux dire, arrivons-en à la question quand même importante. Alors, qu'est-ce que c'est ces propositions indécidables, ou plutôt, sur quoi portent-elles? Vous vous rappelez, là je peux aller vite, parce que c'est juste des espoirs, donc on ne parle pas des espoirs. Vous vous rappelez qu'à propos des empires archaïques, on avait essayé de dégager une espèce de loi. On disait l'empire archaïque, c'est un appareil de surcodage. Il surcode les flux. Bon. Et bizarrement, et là on avait fait des reproches d'ailleurs très justifiés, mais ça fait rien, on avait essayé de dégager un mouvement, un vecteur. Et on disait, ce qu'on peut comprendre vaguement, comme ça je ne vais pas réanalyser ces points, on était arrivé à dire, oui mais attention, lorsqu'un appareil de surcodage, c'est-à-dire qu'il s'installe au-dessus des codes territoriaux, lorsqu'un appareil de surcodage s'installe sous forme d'un appareil d'État impérial, oh, ça sent la drogue, hein. J'ai eu une bouffée, hein. J'ai eu une bouffée. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, eh bien, oui. Quand un appareil de surcodage s'installe, hein, eh bien, autant, sans doute, il surcode les flux. C'est-à-dire aux codes territoriaux, il ajoute un autre code qui est le surcode impérial. Et on disait, mais par là même, il va susciter quelque chose d'absolument nouveau, à savoir comme une sorte de fluxion des flux décodés. Il ne surcode pas les flux codés sans faire couler aussi des flux décodés qu'il suscite lui-même. Et on avait essayé de l'analyser au niveau précis de comment se forme la propriété privée dans l'empire archaïque. Si vous vous rappelez ça, je veux dire, c'est pas le même vecteur et pourtant il y ressemble beaucoup. Celui que je voudrais proposer maintenant. En effet, il ne s'agit plus des empires archaïques, il s'agit de l'axiomatique du capital. Et je dis tout ça, tout juste, tout simplement, je dis, eh bien, il y aurait presque un vecteur équivalent. À savoir, vous vous rappelez que l'axiomatique du capital, on l'avait définie comme une conjugaison généralisée des flux décodés. Ça c'est très important, notamment des deux grands flux décodés de base, à la base du capitalisme, à savoir le flux de travail et le flux de richesse. Deux flux distincts. C'était la conjugaison, ils se décodaient sous forme de la richesse abstraite et du travail indépendant. Le capital, c'était la conjugaison de ces flux décodés en tant que décodés. Bien. Je dirais maintenant, si l'axiomatique est une conjugaison générale de flux décodés, l'axiomatique n'opère pas cette conjugaison sans faire couler en même temps. Et sans susciter. Et sans à la limite créer elle-même, se susciter, s'opposer à soi-même. Des flux qui échappent à la conjugaison. C'est-à-dire qui ne se laissent pas axiomatiser, qui ne sont pas axiomatisables. Qu'est-ce que c'est les quatre grands flux rebelles? Il faut voir les déclarations des grands capitalistes, ils le disent tout le temps, par exemple le discours de McNamara à la Banque mondiale, tout ça, ils reviennent tout le temps là-dessus, les quatre grands flux, qui sont vraiment de nature indécidable du point de vue de l'axiomatique capitaliste, parce que flux de matières premières,
flux de matière alimentaire, flux de population, flux d'urbanisation bidonville. Il faut s'entendre, en quel sens ils ne sont pas contrôlables? Ça veut dire, en vertu de la nature de la limite immanente que le capitalisme crée, quitte à la déplacer constamment, ces flux-là, sont toujours à la tangente de l'axiomatique du système et de quelque chose d'irréductible. On n'arrive pas à les axiomatiser. C'est fondamentalement des propositions qu'il faudra appeler des propositions indécidables. Pourquoi? Parce que c'est le système du capital qui les produit, c'est lui qui les produit exactement comme la faim au Brésil, telle qu'on l'a vu d'après Linhart la semaine dernière. C'est le système qui les produit, mais qui les produit comme sa propre limite. Il est produit comme sa propre limite, si bien que il résiste à l'axiomatisation. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'indécidable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a quelque chose d'indécidable en quel sens? C'est qu'à ce moment-là, le capitaliste ne peut les récupérer qu'effectivement que par des espèces de bons. On l'a vu, c'est l'espèce de formule, c'est la loi. Dépréciation du capital existant par rapport auquel ces flux n'étaient pas domptables, création d'un nouveau capital qui va tenter de se les approprier ou de les contrôler. Mais à peine la nouvelle création de capital s'est faite que quelque chose est à nouveau. Donc ces propositions indécidables, je dirais, c'est les lignes de fuite du système. Et je rappelle juste ce qu'on a vu à d'autres années, qui est, si vous voulez, le point où, un des points où je me sentirais vraiment mal à l'aise dans une pensée marxiste classique, si vous voulez, c'est que pour moi, encore une fois, un système ou un champ social ne se définit pas par ses contradictions. Vous me direz c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Pour moi, il se définit fondamentalement par ce qui fuit là-dedans, par ses lignes de fuite. Alors, à mon avis, les lignes de fuite, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose que les contradictions. Or, l'axiomatique du capital n'opère pas cette conjugaison des flux, sans en même temps susciter des flux qui ne cessent pas d'échapper. Alors, encore une fois, c'est 4 niveaux. Et ce n'est pas la recréation du capital, ce n'est pas la recréation d'un nouveau capital qui va arriver au contrôle des flux, car la recréation du capital va porter son axiomatique sur un type de proposition particulier, qui lui va être axiomatisé, par exemple, l'industrie nucléaire, très bien. Mais à travers ça, quelque chose d'autre va fuir. Alors ces lignes de fuite, évidemment, c'est, je dirais, à la limite, la formule révolutionnaire, ce serait quoi si on rêve? Formule révolutionnaire, si vous accordez là, c'est juste pour fixer des notions, quoi, des termes, hein, pour arriver à une espèce de minimum de rigueur uniquement dans les mots. Je dirais, si vous m'accordez que l'axiomatique, c'est vraiment conjuguer les flux, c'est la conjugaison des flux, ou la conjonction généralisée des flux. Je dirais, il faut distinguer la connexion et la conjugaison et même les opposer. Aux conjonctions axiomatiques, il faut opposer les connexions. Les connexions, ce sont les rapports, alors il faudrait définir ces types de rapports, les rapports éventuels entre flux indécidables. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, établir des rapports entre ces flux qui ont en commun de tracer des lignes de fuite dans le système, et qui peuvent être des flux, mais tout à fait différents. Ça peut être, ça peut être des flux de matériaux, ça peut être des flux d'urbanisation, ça peut être des flux de femmes, ça peut être des flux de création artistique, etc. Qu'est-ce que ce serait les connexions? C'est là que je reviens à ce thème pour m'enfuir à nouveau dans les mathématiques, mais ce n'est pas pour mathématiser quoi que ce soit. Lorsque certains mathématiciens opposaient aux prétentions de l'axiomatique ce qu'ils appelaient eux-mêmes un constructivisme ou un constructionnisme, à savoir, et ils précisaient, un calcul des problèmes. Car enfin, il faut peut-être supprimer le mot calcul, qui est trop planifié, mais enfin, ces flux indécidables, ces propositions indécidables, ces lignes de fuite, qui sont indécidables en ce sens qu'on ne sait pas du tout comment elles peuvent tourner.
On ne sait pas quelle est leur charge révolutionnaire. Si quelqu'un le sait, puisqu'elles ne sont pas tellement indécidables, ceux qui prennent la décision d'en faire une matière révolutionnaire, car cela est possible, cela savent. Ils ne savent pas s'ils l'emporteront, ils ne savent pas. Mais enfin, c'est donc pas du tout de l'indécis, l'indécidable. L'indécidable, c'est le caractère objectif d'un certain type d'événement ou de flux dans le champ social. Et en effet, après tout, l'axiomatique capitaliste, c'est une axiomatique, mais ce qu'elle peut prévoir, c'est extraordinairement minuscule. Or, je dis, si l'on accorde ces espèces de propositions indécidables constantes dans un champ social, est-ce qu'on peut dire que c'est... eh ben oui, il y aurait une réponse, là, on l'a vu la dernière fois, que ce serait ça, ce par quoi le tiers-monde opposerait une espèce de force de résistance à cette axiomatique mondiale. Oui, on a vu pour quelle raison. En effet, Samir Amin évalue les possibilités de résistance du tiers-monde. Précisément en vertu de ceci que, à tous ces niveaux, les flux de matières premières, les flux alimentaires, les flux, y compris les flux de famille, les flux d'urbanisation bidonville, constituent des propositions indécidables. Mais ce sur quoi j'insiste encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus important pour nous tout ça que je crois à un vecteur dans cette axiomatique, par quoi la situation dans les pays dits du centre et la situation dans les pays du tiers-monde, bien sûr, ne s'homogénéiseront pas. Ça, il ne s'agit pas d'une homogénéité, mais peuvent devenir à leur manière à elles isomorphes. La tendance actuelle, si vous voulez, on avait dégagé une tendance propre à la situation du tiers-monde, et ça depuis longtemps, à savoir l'existence fondamentale d'un travail de type néo-esclavagiste, en appelant néo-esclavagiste. Ce travail qui est parfaitement et qui appartient parfaitement au capitalisme, qui est suscité par le capitalisme, mais qui se définit même plus et qui peut même plus être défini par la catégorie de salariat. Même quand il y a salaire, le salaire est tellement minuscule, ou le prix de la nourriture est tellement haut, que le type ne peut rien s'acheter. Donc c'est même pas du salariat quand il y a apparence de salariat. C'est pas non plus des survivances archaïques puisque c'est adapté au capitalisme le plus moderne. Puisque ça se fait dans le milieu des grandes plantations capitalistes hautement industrialisées. Ça se fait dans des usines de pétrole, c'est comme le travail intérimaire chez Dassault, enfin. On ne peut pas dire que ce soit des survivances ou des archaïsmes. C'est des formes absolument adaptées à la situation, au capitalisme actuel, au capitalisme moderne. Cette poussée du travail noir, du travail de sous-traitance, du travail intérimaire, qui a été en Europe, encore une fois, pour la première fois analysée et signalée par les Italiens. Et pourquoi par les Italiens? Parce que les Italiens ont été la première économie d'un pays du centre à fonctionner sur cette base-là. Nous nous apercevons 10 ou 20 ans après que ça nous vient. Et ça nous vient en effet. Et on nous dit que c'est une crise. Nous savons bien que ce n'est pas une crise. Nous savons bien que, là, quitte à prédire, je m'aperçois que tout ça est plein d'espoir. Quitte à prédire, on sent bien que nous allons vers une abolition du salariat. Et ça voudra dire quoi, une abolition du salariat? Ce n'est évidemment pas la destruction du capitalisme. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le capital subsistera comme rapport de production, même si il disparaît ou même s'il prend une autre forme comme mode de production. Le rapport de production sera encore le capital et déterminé par le capital. Le mode de production ne sera plus capitaliste, c'est-à-dire ne consistera plus dans le salariat. Il consistera en ce qu'il faut bien appeler néo-féodalisme ou, plus exactement encore, parce que ce n'est pas la même chose, féodalité et esclavagisme, néo-esclavagisme. Et ce sera le travail noir, le travail intérimaire, le travail de sous-traitance, qui ne sera pas spécialement. Il pourra y avoir forme salaire même, mais en fait, ça ne marchera plus comme ça. Ça ne marchera plus du tout comme ça. Vous me direz comment ça marchera.
vous pouvez avoir coexistence de deux régimes au niveau des modes de production. Donc vous pouvez avoir apparence de salariat, vous donnez un salaire de misère à un type, et puis en même temps ce salaire de misère, vous le forcez par exemple à le dépenser dans des, comment on appelle ça, dans des boutiques de l'entreprise. Hein. Bien. Et d'autre part, une partie du salaire aussi, au lieu d'être donné en argent, sera donnée par exemple en repas gratuits. Hein. D'autre part, ce ne seront pas des gens de l'entreprise sous forme de salariés, puisque c'est un personnel mobile. Vous voyez, encore une fois, l'article, on en a parlé la dernière fois, mais vous voyez le détail et l'analyse là dans ce que fait Dassault actuellement, récemment. Mais encore une fois, en Italie, ça a été fait déjà depuis pas longtemps. Dans les pays du tiers-monde, vous voyez le peu, si vous vous rappelez, de ce que les passages que j'ai lus du livre de Linhart. En Italie et en Amérique du Sud, il y a très longtemps que dans les grandes entreprises agricoles ou fruitières, il y a espèce de forme où il y a salaire de misère, et puis la boutique de l'entreprise fruitière, par exemple, qui donne des choses aux types, et puis quand la récolte est finie, bon, ils retournent dans leur bidonville, etc. On ne peut plus appeler ça du régime de salariat. Il faut appeler ça tel que c'est. Il faudrait trouver ou bien un nom nouveau, ou bien dire néo-esclavagisme parfaitement actuel. Dans l'expression esclavagisme, il y a quelque chose de gênant, évidemment, c'est qu'on a l'impression que c'est, encore une fois, une survivance. C'est absolument pas une survivance, c'est une forme tout à fait nouvelle, mais qui n'est plus le salariat. Et alors, bon, je prends l'exemple de connexion. Si je dis, bon, étudiant et tiers-monde, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Étudiant et tiers-monde, c'est la même chose, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais quitte à trouver une isomorphie révolutionnaire, puisqu'il nous a semblé qu'il y avait une isomorphie des formes étapes par rapport à l'action individuelle. Qu'est-ce qui définit des connexions révolutionnaires? C'est que les étudiants comme catégorie ont été aussi parmi les premières catégories à passer, à être entièrement marginalisés au sens de, et c'est pas fini, au sens de travail de sous-traitance, travail intérimaire, à commencer par les postes dans l'enseignement, où les formes de travail intérimaire ont pris très très vite une importance énorme. Or, je dis juste, quand le travail, c'est pas du tout que le salariat me paraisse un régime formidable. Une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Je dis, la crise actuelle n'est pas du tout une crise, elle correspond exactement aux conditions actuelles de la formation du nouveau capital. Et c'est pas un moment à passer, c'est plutôt le salariat qui a fait son temps. On va évidemment dans un monde complètement différent, qui à mon avis fait que, et c'est ça que je veux dire quant à cette histoire Samir Amin que je traîne, c'est pas au point pour moi, mais qui est ma seule réticence quant aux analyses de la mine, d'une certaine manière, compte tenu des différences fondamentales, d'une certaine manière, je crois que la situation au centre et la situation à la périphérie dans le tiers-monde tendront de plus en plus, non pas à s'homogénéiser. Or, les centres de décision constituent le centre, d'accord. Mais justement, le centre devient de moins en moins géographique. Et c'est parce que le centre se déterritorialise que l'acception territoriale qu'ils avaient, centre et périphérie, tend à perdre sa pertinence. Et que la situation au centre géographique et à la périphérie géographique tiers-monde tendent à devenir ou tendront à devenir de plus en plus isomorphes. Or, je dis dans le cadre des propositions indécidables, je dis, c'est évident qu'il y a là la chance de ce que j'appelle, si vous retenez cette différence terminologique, de ce que j'appelle la chance d'une connexion révolutionnaire, ou d'une connexion qu'on appellerait techniquement une connexion problématique, par opposition aux conjugaisons. Car enfin, il ne faut pas trop pleurer sur le salariat, puisque quel a été le grand coup réussi par le capitalisme récent? Le grand coup réussi par le capitalisme récent depuis la révolution russe, ça a été, évidemment, l'intégration du prolétaire européen à l'entreprise d'exploitation mondiale. À savoir, le prolétaire européen du centre était pris dans un système, justement, l'axiomatique, qui faisait que bon gré, mal gré, et de plus en plus de bon gré, il participait activement à l'exploitation du centre. Soit parce que l'industrie d'armement, soit encore sous des formes plus directes. Mais
la compromission du prolétariat européen à l'exploitation du tiers-monde est un fait qui explique précisément tout ce qui a fait pour nous tous tant de problèmes quant à l'attitude des syndicats de tout temps, puisque les syndicats géraient les intérêts d'un prolétaire européen qui s'était tout à fait résigné. Vous voyez un livre très intéressant, par exemple, à cet égard, comment le prolétariat américain a été pris dans une participation très active à la guerre du Vietnam. C'est un livre de Barham, B-A-R-A-M, et Swayze, S-W-2-Z-Y, et ça s'appelle quelque chose comme le capitalisme monopolistique. Or, ça je dirais, la manière dont le prolétariat occidental européen et américain a été déterminé à participer activement à l'exploitation. C'est précisément le cas d'une conjonction axiomatique. Ça a été à force de faire des axiomes pour la classe ouvrière, etc. Ça a été toute la tendance social-démocrate. Ça a été, enfin, c'est une longue histoire dans l'Europe et en Amérique. Une connexion révolutionnaire par opposition à une conjugaison, une conjonction axiomatique. Ce serait comme le mouvement, pas inverse, c'est pas des mouvements logiques simplement, c'est lorsque se ferait ou lorsque naîtrait la chance d'une alliance entre le tiers-monde exploité et une classe de travailleurs au centre qui ne serait plus exactement prise dans le régime du salariat. Alors je dis pourquoi, est-ce que c'est simplement manière de rigoler quand les Italiens, là, on dit c'est nous les Indiens, ou est-ce que d'une certaine manière, d'une manière infiniment plus tragique, lorsque le terrorisme allemand c'est comme vécu dans une espèce de connexion avec la guerre du Vietnam, et que tant d'ambiguïtés sont venues de là, est-ce que ça n'a pas été les premières ébauches, ou au besoin les premiers ratés pour l'élaboration d'une connexion de ce type? Mais ce que j'appelle l'ensemble des propositions indécidables, c'est dans la suscitation, dans l'opération par laquelle le capitalisme ne cesse pas de susciter des flux à proprement parler indécidables. La possibilité que s'établissent des connexions entre une situation qui tend à pas s'homogénéiser, encore une fois, mais prenons ce mot pour plus de simplicité, qui tend à s'homogénéiser au centre et à la périphérie, et à constituer là une espèce de matériau révolutionnaire possible. Voilà ma cinquième, enfin dernière, et que je vais laisser en blanc parce que je l'avais traitée il y a 3 ans. Donc, et que les espoirs se sont tellement confirmés depuis, donc je la dis pour mémoire, parce qu'on va se coucher, on va assez, voilà, c'est le fait fondamental de la poussée et du développement et de l'activité des minorités. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quelque chose, il me semble, de fondamental, à la fois tous nos espoirs et presque toutes les autres dimensions sont suspendues à ce dernier article, à savoir le développement des minorités ou des mouvements dits minoritaires. Et pourquoi pourquoi? C'est que l'État-nation, ça va de soi, à quelle heure il est? Oh là là, je termine à 18. Hein? J'en ai plus pour. Alors, vous comprenez, ça va aller très très vite. L'État-nation, c'est évidemment, tous les États-nations se sont constitués par une espèce d'écrasement de ce qu'on a appelé parfois mouvement nationalitaire ou minoritaire. Il n'y a pas d'État-nation. Si les États-nations s'appellent et se réclament d'une nation, c'est précisément parce qu'ils se sont constitués par cette espèce de surcodage de tous les mouvements nationalitaires. Bon, on a pu considérer longtemps, peut-être dans le premier capitalisme, que les mouvements nationalitaires étaient écrasés et qu'à la place, s'étaient établis des États-nations irréversibles. Or,
je tiens à distinguer ou à rappeler qu'on avait distingué ici, il y a quelque temps, trois notions très différentes. Les majorités, les minorités et aussi les mouvements minoritaires. Et ce qui m'importe, c'est que minorité et mouvement minoritaire, c'est pas du tout la même chose. Majorité, c'est pas difficile. C'est pas difficile à définir. Je dirais d'une majorité que c'est un ensemble qui est adéquate à son propre critère. C'est ça une majorité. Ça paraît idiot, mais c'est très bien, c'est très vrai. Vous voyez, c'est du niveau des concours. Quand on nous dit dans les concours, d'ailleurs c'est complètement illégal, mais forcément c'est illégal. On nous dit dans les concours, dites votre avis sur ceci, dites quelle est par exemple la dame qui vous paraît la plus jolie, ou bien l'œuvre d'art la plus belle. Alors, vous gagnerez, mais vous gagnerez à condition à ce que votre choix coïncide avec celui des autres. Sinon, vous ne gagnerez pas. Vous voyez l'escroquerie, puisqu'on vous pose deux questions à la fois, dites ce que vous préférez, mais on vous dit attention, hein, il faut préférer ce que les autres préfèrent, parce que sinon tu vas perdre. Alors on se dit, ah bon, alors est-ce qu'on me demande ce que je préfère ou ce que mon voisin préfère? C'est une situation de tension. La majorité, c'est ça exactement. C'est un ensemble qui renvoie à son propre critère, en sens que fait partie de la majorité, ce qui représente le critère d'après lequel on a préétabli la majorité. Qu'est-ce que c'est que la majorité dans nos pays du centre? La majorité, c'est européens, adultes, blancs, mâles, quoi? Alors, voyons. Voilà. Au niveau de l'ouvrier même, qu'est-ce que c'est? Il y a une phrase que j'aime bien dans un texte de Yann Moulier. Il dit, bah oui, le critère retenu par les syndicats, ça a été ouvrier qualifié, blanc, de plus de 35 ans. Bref, c'est l'homme quelconque. C'est exactement ça que Joyce appelait Ulysse. Ulysse, c'est-à-dire personne, c'est l'homme quelconque. Comme dit Ezra Pound avec esprit, c'est l'Européen moyen, sensuel, habitant des villes, honnêtement sensuel, habitant des villes, etc. Vous avez un critère de majorité. Ben, c'est évident que tous les hommes, blancs, mâles, adultes, comptent deux fois, une fois dans le critère, une fois dans l'ensemble. Bon, voilà ce que c'est une majorité. Une minorité, c'est quoi? Ben, c'est un sous-ensemble. Minorité, c'est un sous-ensemble. Pas difficile. Comment il est défini, le sous-ensemble, par opposition avec les critères de majorité? On dira une minorité, alors, par opposition à mâle, qui est un critère de majorité, ce sera femme. Ou enfant. Non, ah bah non, pas le contraire de mâle. Par opposition à adulte, ce sera enfant. Par opposition à mâle, ce sera femme. Oui, je ne trompe pas, par opposition à... Voilà. Par opposition à blanc, ce sera noir, jaune, tout ce que vous voulez. Par opposition à ouvrier qualifié, ce sera OS, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, ça vous avez une minorité. Remarquez qu'on retrouve pleinement notre axiomatique à ce moment-là. Une social-démocratie se définit par ceci, qu'elle vous foutra autant d'axiomes que vous voudrez, enfin avec des limites, pour les minorités, à savoir les sous-ensembles. Ah, vous voulez des axiomes pour les enfants? Ben, on va faire des maternelles, d'accord. Vous voulez des axiomes pour les femmes? Bon, d'accord, l'avortement, bon, d'accord. Tout ça dans certaines limites, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais il y aura des axiomes. Hein. On appellera totalitaire au contraire. Ceux qui refusent les axiomes pour les sous-ensembles. Bon. C'est ça une minorité. Qu'est-ce qu'il faut appeler un mouvement minoritaire? Voilà. C'est ni l'un ni l'autre. Chacun sait que les minorités meurent. Soit des sous-ensembles dans lesquels on les insère, soit des sous-ensembles qu'ils se fabriquent eux-mêmes. Qu'elles se fabriquent elles-mêmes. Elles sont foutues. Elles sont foutues, soit parce qu'elles font une opération à la lettre de reterritorialisation, soit parce qu'elles sont, comme on dit, intégrées dans un système, dans une espèce d'axiomatique. Qu'est-ce qui définit un mouvement minoritaire? Hein, c'est ce que j'avais essayé de dire une autre fois, donc là je résume très très vite, alors qu'on se quitte, c'est la détermination, vraiment là aussi, d'une ligne de fuite. À savoir, le mouvement minoritaire par opposition à la minorité, c'est pas un ensemble, c'est un devenir.
C'est un devenir. Bon, et ben alors qu'est-ce que c'est femme comme mouvement minoritaire? Ben, c'est le devenir femme. C'est pas un sous-ensemble, c'est le devenir femme. Mais qui c'est qui devient femme? Ben, la réponse toute simple, c'est que ce qui devient femme d'abord, c'est les femmes. Ah oui, et c'est les femmes qui ont à devenir femmes parce que c'est elles qui sont en bonne position pour le devenir. Mais si au contraire on considère être femme comme la propriété d'un sous-ensemble, c'est évident que c'est foutu. Elles ont l'espèce de secret ou d'exclusivité relative à devenir. Mais pas du tout la propriété n'en est pas. Bon. Donc un mouvement minoritaire, c'est le tracé d'un devenir, et c'est exactement la même chose que dire le tracé d'une ligne de fuite. Hein. Or, c'est pas la constitution d'un sous-ensemble. Et en même temps que je dis, les femmes ont à devenir femmes. Puis c'est pas tout. Les Black Panthers, je le disais très bien, les Noirs, ils ont à devenir noirs. C'est pas fait du tout. Pas fait. Au contraire, parce que si être noir, c'est être comme était leur papa, ben non. Au contraire, si les Black Panthers ont eu un rôle et ont eu une importance fondamentale, c'est que précisément, ils ont lancé là, ce thème, cette espèce de connexion révolutionnaire, à savoir que les Noirs avaient à devenir noirs. Et que c'était ça déjà l'activité fondamentale. Que sinon il serait un sous-ensemble, une minorité, bon. Donc il ne s'agit pas ni de prendre la majorité, c'est pour répondre à la question, comment expliquer que ça a toujours si mal tourné. Évidemment, dès qu'on veut prendre la majorité, c'est la catastrophe. Il ne s'agit ni de réclamer un statut de minoritaire, ni de prendre la majorité. Il s'agit de tracer ces lignes de fuite où quelqu'un, collectivement ou personnellement, se lance dans un devenir. Devenir noir des noirs, devenir femme des femmes, devenir juif des juifs, etc. etc. Bon, c'est pas fait. Pas sûr que ce soit en étant, par exemple, pieux, que les juifs deviennent juifs. Pas sûr, hein. Vous comprenez? Alors, j'ajoute tout de suite, mais si c'est ça, si même le noir a à devenir noir, si même le juif a à devenir juif, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la conséquence pour nous est fondamentale, c'est que nous aussi, si le noir a à devenir noir, c'est que cette opération, ce devenir, est inséparable d'un devenir coexistant par lequel le blanc aussi a à devenir noir. Pas de la même manière, ça va le copier. Il a à produire son propre devenir noir. Quelque chose qui, si vous voulez, culmine, si vous consentez à l'idée que dans ce cas, c'était pas tout à fait de la poésie des mots. Non, l'espèce de grand cri de Rimbaud, oui, je suis un nègre. Oui, je suis un nègre, c'est-à-dire ça, seul un blanc qui se lance dans une espèce de devenir. Alors le devenir noir du noir a comme corrèle un devenir noir possible, éventuel du blanc. Le devenir femme de la femme a pour corrèle nécessaire, indispensable, un devenir femme de l'homme. Ça, les Anglais, les Américains l'ont tellement compris. Et c'est pas en faisant les travelots qu'on devient femme quand on est un homme. C'est sans doute par des modes d'écriture dont les romanciers anglais et américains ont déjà, par des manières de vivre, par une affectivité, par toute une affectivité. Ce que je dis immédiatement, je le dis avant que vous me le disiez, a un aspect évidemment dégueulasse. Parce que ça semble vouloir dire, vous comprenez, ah ben oui, on doit venir, vous pourriez me dire. Il faut que tu ramènes avec ton double devenir, tu ramènes finalement une espèce de maternage par le blanc, l'homme. Si le devenir noir du noir s'accompagne d'un devenir noir du blanc lui-même, on dit c'est louche. Hein. Alors il faut qu'il y ait un blanc qui se lance dans cette tentative, sinon le noir il ne pourrait pas tout seul. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire, il faut que des connexions s'établissent. Il ne s'agit pas du tout d'un maternage. Ça peut tourner en maternage. C'est l'espèce d'alliance. Alliance entre quoi et quoi? Ce serait ça une connexion. Ça veut dire qu'il faut que simultanément et de deux moyens différents, un blanc européen ou américain, par exemple, ou des, sorte de son ensemble majoritaire suivant une ligne de fuite. Et que simultanément, un non blanc, un non mâle, etc., sorte de son ensemble de minorité, suivant une autre ligne de fuite. Une des plus belles phrases de Faulkner, c'est dans l'intrus, il nous fait dire à un personnage, eh ben oui, après la guerre de sécession,
avant la guerre de sécession. Nous autres blancs, je veux dire Faulkner, on n'avait qu'un choix comparable à celui qu'il y a eu au moment de la Seconde Guerre mondiale. À savoir, il fallait bien que nous autres blancs, ou bien nous devenions noirs, ça, cette formule dans Faulkner, elle est bonne pour nous au point de notre analyse, ou bien nous devenions noirs, ou bien que nous nous retrouvions comme des fascistes. Oui, ça me paraît la formule toujours, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faudra un blanc pour chapeauter, pour patronner le devenir noir des noirs ou le devenir femme des femmes. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que c'est en même temps qu'un mouvement minoritaire se compose comme ayant deux têtes dissymétriques. Une tête par laquelle quelque chose fuit de l'ensemble majoritaire et quelque chose en même temps fuit de l'ensemble minoritaire. En d'autres termes, le mouvement minoritaire, c'est un devenir qui passe entre les deux ensembles, l'ensemble de minorité et l'ensemble de majorité. C'est pour ça que le mouvement minoritaire ne s'identifie pas à un ensemble minoritaire. On voudrait qu'il s'identifie à ça, on ne peut pas. En fait, il fait tâche ville, il fait tâche sur le blanc lui-même, il fait tâche sur l'homme lui-même, etc. Ceci dit, bon, c'est ça une connexion. En d'autres termes, le devenir est toujours un double devenir. On ne peut pas aller plus loin dans les raisons d'espérer, à moins que, voilà, à la rentrée. C'est la vraie gaieté. À moins à la rentrée, suivant votre goût, là on n'en peut plus, j'imagine, mais on peut faire une séance sur tout ça si vous avez des choses à ajouter. Des petites feuilles jaunes. Oh, pourquoi qu'ils veulent des feuilles? Oui, on a vu la dernière fois là, une première grande rubrique. Presque il faudrait que vous les conceviez comme des rubriques à tiroir, c'est-à-dire vous pouvez y ajouter des choses, vous pourriez en fabriquer d'autres peut-être, mais à ce moment-là vous intervenez. La première rubrique qu'on a vue du point de vue de ce parallèle ou de cette assimilation, situation politique axiomatique, c'est un problème politique comme mondial, à savoir les situations d'adjonction ou de retrait d'axiome. Et ces deux pôles, adjonction-retrait d'axiome, me permettaient de définir une première bipolarité. Une première bipolarité de la forme état. De la forme état au sens moderne. Et ces deux pôles de l'état moderne, c'était état totalitaire, état social-démocrate, suivant que la tendance à la restriction des axiomes se manifestait, ou au contraire la tendance à en ajouter toujours. Et ça variait d'après les lieux. Donc ça, je suppose qu'à moins qu'il y ait des choses... Presque, je rêverais que tantôt, vous gonfliez ça avec des exemples concrets. Alors je disais le cas du Brésil actuellement, il me paraît exemplaire, en effet, parce qu'il est comme en état de suspens. Est-ce qu'on va choisir une espèce de ligne social-démocrate avec adjonction d'axiomes? Est-ce qu'on va maintenir la ligne totalitaire, diminution d'axiomes, etc. Bon. Parfois, c'est ici, telle tendance s'affirme, là, l'autre tendance s'affirme. Or, cette première bipolarité d'État, État totalitaire, État social-démocrate, me paraissait répondre au rapport marché intérieur, marché extérieur. La tendance à restreindre les axiomes, où l'État totalitaire apparaît fondamentalement lorsqu'il s'agit d'organiser l'effondrement du marché intérieur ou d'affirmer le primat exclusif du secteur externe. Et la tendance social-démocrate tend à s'affirmer, à prévaloir lorsqu'il s'agit de constituer un marché intérieur et de le mettre en rapport avec le marché extérieur. Bien, c'est donc autour du pôle de la relation marché intérieur-marché extérieur, je crois que l'on pourrait rendre compte des alternances État totalitaire, État social-démocrate. Ou, si vous préférez, adjonction d'axiome, soustraction d'axiome. Voilà, bon, ça on l'avait vu. Ma deuxième rubrique, et j'en étais là la dernière fois, c'était, comme dans toute axiomatique, le problème de la saturation. Car
si fort que se présentent, si précisément que se présentent les deux pôles de tout à l'heure. Tendance à ajouter, tendance à supprimer des actions dans une axiomatique. Il n'en reste pas moins que le problème, c'est est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une saturation, l'axiomatique? Encore une fois, la saturation, c'est lorsqu'on ne peut pas ajouter d'axiome à une axiomatique. On ne peut plus ajouter un seul axiome sans que l'ensemble ne devienne contradictoire. Vous dites à ce moment-là, le système est saturé. Est-ce que l'on peut dire que dans le système mondial, plus précisément dans le système mondial capitaliste, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une saturation? Si le capitalisme est une axiomatique, est-ce qu'on peut parler d'une saturation de cette axiomatique? Est-ce que la notion de saturation est un concept qui est bon non seulement mathématiquement quand il s'agit d'étudier les axiomatiques, mais est-ce que c'est un concept compréhensif, c'est-à-dire qui nous fait comprendre quelque chose à la situation politique mondiale? Et je disais, notre point de départ, là, c'est ce grand texte de Marx sur la baisse tendancielle de la plus-value. Car c'est dans ce texte que, au maximum, il me semble, bien qu'il ne dise pas ce mot, Marx décrit le capitalisme comme une axiomatique. Et sur la base de quoi? À savoir, toute la thèse de Marx est: le capitalisme a bien des limites, mais ces limites sont extrêmement particulières, extrêmement singulières. Alors, qu'est-ce que c'est que ces limites? Et je disais, le texte de Marx, bon, il organise son analyse d'après plusieurs niveaux. Et au niveau le plus simple, c'est la description de cette limite tendancielle. À savoir, Marx nous dit, le capitalisme ne se développe pas sans que les deux éléments du capital ne changent leur rapport, leur proportion. À savoir, plus le capitalisme se développe comme système, nous disons, bon, comme axiomatique, plus la partie du capital représentée par le capital constant, plus la partie du capital constant, tend à l'emporter relativement sur l'autre partie du capital variable. Encore une fois, en quoi, ça il faut que vous compreniez très bien, en quoi est une limite du capitalisme? C'est que le capital variable, c'est la partie du capital investi dans le travail humain. La plus-value, que ce soit vrai ou faux, ça peu importe, je résume la thèse de Marx, la plus-value extorquée par le capital dépend du capital variable. C'est sous son aspect capital variable que se fait l'extorsion de la plus-value par le capital. Le capital constant, c'est la partie du capital représentée par matières premières et moyens de production. S'il est vrai que proportionnellement, le capital constant tend à l'emporter sur le capital variable, ça veut dire quoi? Remarquez déjà, ce qui est une remarque essentielle, sinon on ne peut pas du tout comprendre la thèse de Marx, ça n'empêche pas que la partie capital variable et la plus-value qui en dépend augmentent absolument à mesure que le capital se développe, à mesure que le capitalisme se développe. Le capital variable et la plus-value, plus le capital se développe, plus elle augmente, absolument. Mais ce qui tend à diminuer, c'est l'importance relative du capital variable par rapport au capital constant. C'est-à-dire, plus le capital se développe, plus le capitalisme se développe, plus la part du capital constant tend à l'emporter par rapport au capital variable. Alors, la baisse tendancielle du taux de profit, cette notion marxiste signifie quoi? Signifie à mesure que la partie du capital constant l'emporte relativement, la masse de la plus-value a beau augmenter absolument, elle diminue relativement.
Donc, il y a une limite en sens. Il y a une limite très spéciale du capitalisme. En quel sens limite très spéciale? On voit très bien ce que veut dire Marx. Limite très spéciale puisque la plus-value et le capital variable augmentent dans l'absolu avec le développement du capitalisme, mais en même temps représentent dans la somme totale du capital une part de plus en plus petite. Ce qui veut dire que le capitalisme s'approche perpétuellement d'une limite et que cette limite recule, ne cesse pas de reculer à mesure qu'il s'en approche. C'est quoi ça? Comment on dit? C'est un statut de la limite très curieux. D'où l'expression baisse tendancielle. Ce serait quoi une telle limite? Une telle limite, c'est ce qu'il faudra appeler une limite immanente. C'est une limite immanente. Et c'est tout le paradoxe d'une limite immanente. Une limite immanente est telle qu'en effet, comme elle est produite et n'est pas rencontrée du dehors par le système, elle est interne. Plus le système s'approche de cette limite, plus il repousse cette limite. C'est comme un statut très très particulier, très singulier. Ça paraît abstrait, on va essayer de rendre ça le plus concret possible. Une structure interne, il y a un moment d'explosion ou un moment de fusion. Ouais, mais à la limite, ça pourrait encore plus simplement s'expliquer par une série arithmétique. Je veux dire 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, etc., etc. Qui a une limite, et en même temps, cette limite est immanente, précisément en sens que plus vous approchez de la limite, plus la limite recule. Alors, ce qui m'intéresse, c'est déjà qu'est-ce que c'est que cette notion d'une limite immanente, c'est-à-dire une limite qui n'est pas rencontrée du dehors. Voyez à quel problème ça répond. En effet, tout le capitalisme a le plus fort intérêt à nous persuader que les limites qu'il rencontre sont les limites du monde, que c'est les limites des ressources, par exemple, des ressources naturelles, que c'est des limites extrinsèques. C'est le grand thème toujours de la politique, quel gouvernement ne cesse de dire et de nous dire, mais il n'y a pas d'autre politique possible. En d'autres termes, les limites, elles sont extérieures. Voilà que le soupçon se forme que non, c'est pas ça, la vraie nature de la limite dans le système politique. Que la limite est vraiment engendrée par le système comme limite immanente, c'est-à-dire limite qui s'éloigne, qui recule à mesure qu'on s'en approche. Dès lors, qu'est-ce que c'est cette limite immanente? D'où vient cette espèce de caractère immanent de la limite? C'est là qu'intervient la seconde réponse de Marx, et c'est là que j'en étais la dernière fois quand on a arrêté. C'est que Marx dit, eh ben oui, la limite immanente, elle traduit une espèce de contradiction au cœur même du capital. Vous voyez, l'analyse la change de niveau, je dirais, parce que cette contradiction, il ne s'agit plus simplement d'une relation, d'une proportion entre les deux éléments constitutifs du capital, capital constant, capital variable. Il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit d'une contradiction au sein du capital en général. Qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Dans une très belle page, Marx l'énonce très très simplement, il dit ben, à la fois, en même temps, c'est le capitalisme qui invente l'idée de produire pour produire. La production capitaliste, c'est une production pour produire. C'est une production qui se prend elle-même comme fin. Et pourquoi est-ce que ça appartient au capitalisme? Là, nos analyses précédentes presque nous évitent de reprendre la lettre des pages de Marx, parce que s'il est vrai que le capitalisme fonctionne par rapport aux formations précédentes ou autres, s'il est vrai que le capitalisme fonctionne avec des flux à la lettre décodés, il va de soi qu'à ce moment-là, le capitalisme libère des flux de production pour la production. Une production décodée, c'est du produire pour produire. Mais acceptons que le capitalisme lance économiquement et
avec ce que ça implique politiquement, cette réalité d'un produire pour produire. Il n'en reste pas moins, et vous voyez que là, je veux dire, c'est presque des choses qu'il faut sentir autant que comprendre. C'est en tant que capitalisme qu'il invente et qu'il déchaîne une force du produire pour produire. En d'autres termes, est-ce que c'est tellement contradictoire? Mais c'est bien une contradiction à ce qu'on a intérieure au capital lui-même. C'est en même temps qu'il invente un produire pour produire et que c'est un produire pour le capital. En d'autres termes, produire pour produire, c'est le corrélat d'un produire pour le capital, et cependant, produire pour le capital et produire pour produire sont dans l'état d'une contradiction vivante. Car si je produis pour le capital, ça soumet la production à des conditions très restrictives qui semblent s'opposer à produire pour produire. En fait, peut-être que ça ne s'oppose pas, mais il y a au moins une contradiction apparente dans le mouvement double, dans le double mouvement du capital, produire pour le capital. Ça reste abstrait, on va voir. Hein. Mais ça veut dire quoi en effet? C'est que produire pour produire est une chose qui ne fonctionne qu'en même temps que je produis pour le capital, puisque c'est le capital qui déchaîne le flux du produire pour produire. Si bien que c'est une très curieuse situation. Alors, reprenons, parce que j'en aurais besoin tout à l'heure, la terminologie pour essayer de la fixer, dont on a eu besoin à propos de tout à fait autre chose, à savoir à propos du problème de la guerre. Mais est-ce que c'est par hasard qu'on a besoin de revenir à cette terminologie en ce moment précis? Je disais, il y a une terminologie très intéressante dans la théorie de la guerre du général Clausewitz. C'est lorsqu'il distingue le but et l'objectif. Le but de la guerre et l'objectif de la guerre. Et la distinction revient exactement à nous dire ceci. Le but de la guerre et l'objectif de la guerre ne sont pas la même chose. L'objectif de la guerre, c'est ce qu'il appelle, pour son compte, la guerre absolue. Et l'objectif de la guerre se définit d'une manière très simple, à savoir le renversement ou l'anéantissement de l'adversaire. Voilà l'objectif de la guerre, comme guerre absolue. Le but de la guerre est tout à fait différent. Le but de la guerre, c'est le but politique, c'est la fin politique qu'un État se propose, fin politique très diverse, ça peut être pour des fins très diverses, c'est la fin politique qu'un État se propose lorsqu'il fait la guerre, c'est-à-dire lorsqu'il se propose simultanément l'anéantissement d'un adversaire. Et Clausewitz dit, le but politique est fondamentalement limité, à savoir c'est tel but qu'un État se propose, tandis que l'objectif est absolu. Il est absolu l'objectif, mais il est quand même très variable. Pourquoi? Parce que l'anéantissement de l'adversaire, ça varie d'après la détermination de l'adversaire lui-même. Anéantir l'adversaire, ça change complètement, suivant que l'adversaire est identifié à l'armée ennemie, ou bien à l'ensemble de la population ennemie, ou encore à autre chose. Vous pouvez avoir un type de guerre, par exemple, où le renversement de l'adversaire est identifié à détruire l'armée ennemie. Vous pouvez avoir un type de guerre où le renversement de l'adversaire est assimilé à détruire la population ennemie. Ce sont deux types de guerre très différents. En d'autres termes, quand je dis la guerre a un but et un objectif variables, le but est toujours limité. L'objectif, il est plus ou moins limité. Quand est-ce que je pourrais parler de guerre totale, ce qui nous paraissait très différent de la guerre absolue?
puisque la guerre absolue, c'est simplement l'objectif, à savoir, de quelque manière qu'on entende l'adversaire, on se propose de renverser l'adversaire, ou de l'anéantir. Mais la guerre totale, c'est différent. C'est lorsque l'objectif devient illimité, à savoir, lorsque l'adversaire est identifié à l'ensemble de la population ennemie. À ce moment-là, l'objectif devient illimité. Il s'agit en effet d'un anéantissement au sens de destruction radicale. Donc, la question au niveau de la guerre, c'est exactement celle-ci. Lorsque l'objectif de la guerre devient illimité, c'est-à-dire lorsque la guerre devient totale, est-ce que n'entre pas dans une contradiction très particulière le but et l'objectif? Le but politique limité de la guerre et le caractère illimité de la guerre totale. Possibilité d'une contradiction. Je dis ce qu'on retrouve là, et si je viens de faire cette trop longue parenthèse, parce que on va trouver un problème qui est en résonance avec celui-là. Je dirais, quel est l'objectif du capital et quel est le but du capital? Le but du capital, c'est produire pour le capital. C'est ça son but. Quel est l'objectif du capital? L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital, c'est produire pour produire. Il est forcé que d'une certaine manière, le but limité, produire pour le capital, et l'objectif illimité, produire pour produire, entrent dans une contradiction au moins apparente. Pourquoi j'ajoute au moins apparente? C'est que la contradiction sera évidemment résolue s'il y a, et si le capitalisme comporte un moyen de la résoudre, et un moyen concret, une espèce de mécanisme par lequel il ne cesse pas de la résoudre en même temps qu'il la pose. Si l'on découvre ce mécanisme concret par lequel il ne cesse pas de la résoudre en même temps qu'il la pose, nous répondons en même temps à une question, qu'est-ce qu'une limite qui est immanente? À savoir cette limite qui est produite par le système, est produite d'une telle manière qu'elle ne cesse pas d'être reculée à mesure qu'on s'en approche. Eh bien oui, oui. Et ça fait partie de la beauté, il me semble, du texte de Marx, de nous montrer en dernier point, en troisième niveau, qu'il y a bien dans le capitalisme un mécanisme qui travaille de telle manière que la contradiction entre l'objectif illimité et le but limité, entre produire pour produire et produire pour le capital, que cette contradiction trouve sa solution, trouve sa résolution, grâce à un processus typiquement capitaliste. Or, ce processus typiquement capitaliste, c'est ce que Marx résume dans la formule suivante: dépréciation périodique du capital existant et création d'un nouveau capital. Est-ce que peut-être vous sentez qu'on se rapproche, mais nous essayons de nous rapprocher du concret d'une manière très, très progressive, très prudente. On se rapproche déjà du concret. Si on veut comprendre même peu de choses, à l'histoire par exemple actuelle pétrole nucléaire, vous voyez bien que c'est le cas typique de ce processus périodique du capitalisme, à savoir dépréciation du capital existant, création d'un nouveau capital. Ça répond exactement. C'est pour ça que là aussi la crise du pétrole n'est pas imposée du dehors au capitalisme, mais que c'est vraiment une limite au sens de limite immanente. Dépréciation d'un type de capital qualifié, recréation d'un nouveau capital. C'est absolument nécessaire pour que précisément la limite soit produite comme à la fois ce dont on ne cesse de se rapprocher et ce qui s'éloigne à mesure qu'on s'en rapproche. C'est le processus de la création d'un nouveau capital sur dépréciation périodique du capital existant qui va être, il me semble, un des processus capitalistes les plus fondamentaux. Or, alors essayons juste de tirer une conclusion, si vous comprenez ce point, que le capitalisme marche précisément sur ces deux phases, cette espèce de double phase. Dépréciation du capital, création d'un nouveau capital.
ça donne quelque chose, ça donne un statut à quelque chose qui est en effet très affolant dans le capitalisme, à savoir son impuissance. Là qu'on va essayer de voir concrètement, son impuissance à revenir en arrière. Revenir en arrière, ça veut dire quoi? Évidemment, ça ne peut pas vouloir dire revenir à la hache, au silex, au primitif, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais l'impuissance dans des choix politiques et économiques de revenir même à une chose qui aurait été possible quelques années auparavant. Comme si, en effet, la nature de la limite immanente définissait à la lettre ce qu'il faut appeler une flèche irréversible, un cours irréversible du capitalisme, qui évidemment fait notre malheur. Qu'est-ce que je veux dire là? Alors là, il faut essayer de parler concret, il faut reprendre tout ça. Si je résume l'ensemble de notions que j'ai dans cette seconde rubrique de la saturation. Je dis la saturation, c'est la limite immanente. Je dis la limite immanente, c'est une limite qui est à la fois produite par le système, dont le système ne cesse pas de se rapprocher et qui recule à mesure qu'on s'en rapproche. Je dis le rapport avec cette limite, le rapport du système avec cette limite définit une flèche irréversible, un cours irréversible, bon, etc. Or, il vient d'apparaître un livre que je trouve très beau, donc et qui me semble être, qui concerne un tout autre sujet, mais qui me semble être une illustration de ce thème. Si j'essaie de dire concrètement, et ben oui, voyez comment ça fonctionne, la limite immanente. C'est un livre de Robert Linhart, qui est une espèce d'enquête sur ce qui se passe actuellement au Brésil. Le livre s'appelle « Le sucre et la faim ». Le sucre et la faim, FAIM, et a comme sous-titre « Enquête dans les régions sucrières du nord-est brésilien ». Voilà, je voudrais juste raconter certains points de ce livre et lire des passages. Et mon seul commentaire, ce serait de marquer en quoi j'en ai besoin, c'est-à-dire en quoi c'est l'illustration même d'un des thèmes trop abstraits que je viens d'essayer de développer. Linhart nous dit une chose qu'il le dit si parfaitement que je veux dire que même si on le pensait, il le refait. C'est très beau la manière dont il le dit. Il le dit, vous savez, la faim, ben oui, le problème de la faim dans le monde, hein, des gens qui ont faim, évidemment, c'est pas une limite extérieure. C'est ce qu'il appelle la faim produite. De certaine manière, on le sait tous que la faim est produite. Qu'est-ce que j'essaie de dire plus confusément quand je parle de limite immanente? C'est précisément par opposition à une limite extérieure. En d'autres termes, la faim, elle n'est pas rencontrée comme le résultat d'une pénurie. Elle est produite comme le fruit d'une organisation. En d'autres termes, malgré que le mot n'est pas joli, il faudrait parler d'une faim, FAIM, sophistiquée, par opposition à, ou bien une faim qui n'est pas du tout une faim de pénurie, c'est pas du tout une faim de pénurie. Ce qui est produit, c'est la faim. Voilà là. Voilà. Le système, il produit la faim. C'est ça, la limite immanente. Comment est-ce qu'il produit la faim? Il faudrait montrer qu'il le produit dans le processus même de son développement. Que le capital produit de la faim dans le processus même de son développement. Alors, comme idée générale, c'est nul, tout le monde sera prêt à dire d'accord, ben oui. Chaque fois qu'on trouvera une analyse concrète, extrêmement concrète, pour donner un sens à ces formules abstraites, ça prendrait évidemment une importance plus grande. Ben, prenons l'exemple de la canne à sucre, dans la région du nord-est brésilien. Voilà que, et j'ai juste besoin d'ajouter, ça fait bien partie du processus produire pour produire et en même temps produire pour le capital. Développement de la canne à sucre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est vraiment un développement comme aveugle. Hein. De plus en plus de parcelles de terre vont être prises par la canne à sucre.
produire pour produire du sucre. Bon, vous me direz pourquoi. Parce que c'est en même temps produire pour du capital, pour le capital sucrier. Bon. Alors on produit pour produire du sucre parce que par là même c'est le seul moyen pour produire pour le capital sucrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque parcelle de terre va être plantée en canne à sucre. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire développement d'une immense propriété, d'une grande propriété foncière. Vous voyez, produire pour produire du sucre et produire pour le capital sucrier, cette contradiction apparente est déjà en train de se dissiper complètement. Il n'y a que le capital sucrier qui puisse produire du sucre pour produire du sucre. Partout vous allez faire de la canne à sucre. C'est pas rien ça, parce que conséquence immédiate. En quel sens? La limite, encore une fois, je raconte tout ça pour montrer dans un cas précis comment la limite est produite du dedans et pas rencontrée du dehors. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes dans cette situation? Vous pouvez concevoir, il s'agit bien d'un développement du capital, pas d'une création. En d'autres termes, vous pouvez concevoir que cette situation, par rapport à la situation précédente, présente au moins deux caractères catastrophiques. Deux caractères catastrophiques du point de vue des populations. Premier caractère, effondrement des parcelles privées. Ah bon, oui, dans les premiers stades du capital sucrier, c'est une espèce de stade de grande ferme. Mais la grande ferme, si dur qu'en soit le régime, et c'était pas la fête, la grande ferme, elle conserve encore aux travailleurs agricoles la possibilité de petites parcelles privées, où ils peuvent faire de la culture diversifiée. Un minimum de culture diversifiée. Le développement du capital sucrier partout de la canne à sucre a pour première conséquence quoi? La monoculture. Or là, je n'apprends à personne quelque chose, je n'apprends bien à personne. Ici, je rappelle que un des problèmes fondamentaux de l'économie du tiers-monde, c'est précisément les méfaits capitalistes de la monoculture ou de la monoproduction. Pourquoi? C'est dans cette monoculture, donc, déjà, on comprend alors comment déjà la limite est produite du dedans. En quel sens? En ce sens que toute la terre est occupée sous la forme de la grande propriété qui anéantit tout ce qui restait des parcelles privées cultivées par les travailleurs agricoles. Pratiquement, ils s'en vont dans la ville. Encore une fois, c'est pas que le vieux temps de la ferme était bon, au contraire, il y a même des raisons positives pour lesquelles ils émigrent dans la ville. Mais réellement, il y a un mouvement qu'il faut bien appeler de déterritorialisation. Ça va être à la base de la formation des grandes villes bidonvilles. Et en plus, toute possibilité d'une nourriture diversifiée, un peu diversifiée et supprimée. À savoir, les petites parcelles privées permettaient le maintien d'une certaine hétérogénéité dans l'alimentation. La monoculture a une conséquence catastrophique, c'est qu'il n'y a plus du tout possibilité locale d'une nourriture diversifiée. La nourriture homogène du nord-est brésilien devient même pas l'absence de nourriture. En un sens, c'est presque pire. Enfin, pire, on ne sait pas ce qu'est le pire. C'est une espèce de haricot noir. Un féculent du type haricot noir, la nourriture régionale là-bas. Voilà le texte de Linard, qui paraît très... si vous me suivez, il me semble que là, on saisit sur le vif la constitution de ce que j'appelais la limite immanente. C'est ce qu'il appelle précisément une fin moderne. Je veux dire, une fin moderne, c'est, si vous voulez, la fin FIM, la fin immanente. C'est pas une fin primitive ou dite primitive, c'est pas une fin qui serait la rencontre avec une pénurie,
c'est une fin produite par le mécanisme du capital moderne. Voilà ce qu'il dit. Je lis lentement, le texte m'apparaît très, très clair. À mesure que je recueillais témoignages et données, la fin m'apparaissait avec une terrible netteté, comme la matière et le produit d'un dispositif compliqué jusqu'au raffinement. La fin n'était pas une simple absence spectaculaire, presque accidentelle, d'aliments disponibles. Ça, ce serait la fin extérieure, ce serait la fin pénurie. Comme on nous la présente quand on veut nous faire croire qu'il suffirait pour l'étancher de mouvements de charité ou de secours d'urgence. La fin du nord-est brésilien était une part essentielle de ce que le pouvoir militaire appelait développement du Brésil. La fin, tout comme la limite, est un élément constituant du développement, la fin est un élément constituant du développement. Ce n'était pas une fin simple, une fin primitive. C'était une fin élaborée, une fin perfectionnée, une fin en plein essor, en un mot, une fin moderne. Je la voyais progresser par vagues, appelées plans économiques, projets de développement, pôles industriels, mesures d'incitation à l'agriculture, à l'investissement, mécanisation et modernisation de l'agriculture. En effet, cette monoculture sucrière implique une agriculture hautement industrialisée. Il fallait beaucoup de travail pour produire cette fin-là. De fait, un grand nombre de gens y travaillaient d'arrache-pied. On s'y affairait dans les buildings, les bureaux, les palais et toutes sortes de postes de commandement et de contrôle. Cette fin bourdonnait d'ordres d'achat passés par Telex, de lignes de crédit en dollars, marques, francs, yens, d'opérations fiévreuses. On n'en avait jamais fini d'entrer dans le détail de la production de cette fin. Des commerçants, des banquiers, des armateurs, des chefs d'entreprise, des experts, des hommes d'affaires y avaient leur part, et une armée d'intermédiaires, de courtiers et de négociants, et de bureaux d'études, des instituts de planification et des généraux, des hommes politiques, des policiers. Par ses caractéristiques mêmes, cette fin se confondait avec le développement du mode de production. Monoculture sucrière, monotonie alimentaire, une fin lente, patiente, une fin de grignotage progressant au rythme de l'économie marchande. Et en effet, il cite le témoignage d'un médecin qui analyse très bien ce type de la fin lié à une monoculture. Et voilà. Le médecin dit, oui, avec la disparition de petites parcelles où on pouvait encore maintenir une agriculture, une culture un peu diversifiée, avec le développement d'une monoculture sucrière très, très industrialisée, maintenant, on rencontre la canne jusque dans les villes, et les paysans ne voient plus d'autre nourriture que le haricot noir, le manioc, exceptionnellement la viande séchée. Pas de poisson, pas de lait, pas de vitamines. La malnutrition pendant la vie embryonnaire et les 18 premiers mois de l'enfance entraîne la déficience mentale définitive. Il manque aux enfants jusqu'à 60% des neurones du cerveau et cette destruction est irrémédiable. Autre conséquence, la taille moyenne des paysans diminue, etc., etc. Voilà, si vous voulez, comme le premier point, je dis que si l'on saisit bien cette notion de fin produite, ce que l'INAC propose d'appeler fin moderne, la fin qui est produite par un processus de développement en tant que tel, on a exactement ce que je cherchais à faire sentir, à faire saisir, à savoir ce statut de la limite immanente. Et je voudrais chercher si on a le moyen aussi de donner un statut concret à l'idée de la flèche irréversible. Quelque chose d'irréversible dans ce mouvement par lequel une limite est produite, limite constamment repoussée, en même temps qu'elle est atteinte. Car c'est terrible ce processus. Je veux dire, la fin, ça n'a jamais été une manière dont on supprime les gens. Yes. En un sens, ce serait presque trop beau si les gens, comme on dit, ils en mourraient. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Mais ce qui est terrible dans la faim, c'est que la faim aussi, ça multiplie les affamés. C'est-à-dire, ça en reproduit autant que ça en fait périr. Or, ça c'est bien le processus de la limite qui est perpétuellement repoussé, en même temps qu'on s'en rapproche et qu'on ne cesse pas de s'en rapprocher.
Or, en effet, qu'est-ce que c'est que cette flèche irréversible dans le système capitaliste? J'essaie de reprendre là, cette même situation dans le Brésil. Voilà ce que nous dit Lima. C'est que le développement de la monoculture sucrière hautement industrialisée, qui ravage et supprime toutes les petites parcelles subsistantes, eh bien, c'est pas encore le dernier mot. Car voilà l'histoire qui nous raconte et qui est très fascinante. C'est que cette monoculture sucrière, elle a comme un premier grand stade de développement, à savoir produire du sucre pour produire du sucre. Mais ça ne s'arrête pas là. Second grand stade de développement, on va servir de l'alcool de sucre pour le mélanger à l'essence et faire marcher les voitures. Bon, ça répond bien à produire pour produire, il faut bien en faire quelque chose de cette surproduction. Le marché du sucre, il va pas fort, le marché mondial, donc bon, on va servir d'une partie de l'alcool du sucre pour produire une essence meilleur marché. Bon, c'est donc, je dis, c'est un second stade du développement. Puisque, il ne s'agit plus de la grande propriété foncière, toute l'industrie automobile entre dans le coup du développement sucrier. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? À partir d'une certaine proportion d'alcool de sucre, par rapport à l'essence, là aussi c'est très proportionnel, il faut des moteurs spéciaux. Tant que la proportion est minime, on peut encore le faire en arrangeant les moteurs classiques, les moteurs de voiture classiques. Quand la proportion augmente de l'alcool de sucre par rapport à l'essence, il faut des moteurs spéciaux. Donc, nécessité d'instaurer, de construire des usines qui vont fabriquer ces moteurs. Évidemment, avec des capitaux étrangers. C'est ce qui se fait dans cette région du nord-est brésilien. Ça implique des investissements énormes. Là, je n'ai pas besoin de forcer ni de développer, je suppose que vous comprenez immédiatement, c'est le cas même. C'est un exemple même de ce processus ou de cette flèche irréversible dont je parlais tout à l'heure, à savoir dépréciation du capital existant, recréation d'un nouveau capital. Je dis le capital sucrier subit une dépréciation dont témoigne le cours mondial du sucre, qui en effet est très bas. À la dépréciation du capital sucrier existant répond une recréation d'un nouveau capital, cette fois-ci dans l'industrie automobile, qui va se servir de l'alcool de sucre sous condition de fabriquer un nouveau type de moteur. Résultat, si je prends ces deux stades de la culture sucrière dans un premier stade de développement qui annihile toutes les parcelles qui auraient permis le maintien d'une alimentation encore diversifiée. Deuxième stade, passage à l'industrie automobile qui va fabriquer des types de moteurs. Sentez que, même si je pouvais dire, au premier stade, il suffisait encore d'une révolution, mettons, pardonnez-moi n'importe quel mot, il suffisait encore d'une révolution restreinte pour abattre la monoculture sucrière. Par exemple, pour reformer des coopératives, réassurer la possibilité d'une alimentation relativement diversifiée, etc. Au second stade, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des investissements industriels qui, eux-mêmes, dépendent de cette monoculture sucrière. Revenir en arrière impliquera à ce moment-là des opérations beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes, impliquera une révolution d'autant plus radicale, qui à ce moment-là heurte à ce moment-là des intérêts tellement multipliés qu'elle risque d'être liquidée. Donc c'est dire que ça n'allait pas déjà fort avant.
après ça va encore moins bien. En même temps, c'est le cheminement de cette limite, cette espèce de limite très très curieuse, cette espèce de limite vraiment rongeante, qui fait que vous ne cessez pas de vous en approcher, elle recule, et en même temps, elle dessine une flèche absolument irréversible. Irréversible. Irréversible en quel sens? Au juste, bon. Il faudra des mesures, c'est évident, pour que le Brésil, n'est-ce pas, se sorte de cette situation, par exemple, démente, qui est la situation du Nord-Est. Voilà. Ce sera beaucoup plus difficile maintenant, où l'investissement industriel est pris dans cette espèce de mouvement et a pris le relais du mouvement de la culture sucrière qu'il y a 10 ans. Bon. Voilà ce que je voulais appeler cette espèce de saturation qui est une saturation très bizarre, puisque vous voyez qu'elle ne cesse pas de reculer en même temps qu'on s'en approche. Bien, alors je voudrais presque qu'il y ait la contrebalance que toute cette analyse qui consiste à dire très rapidement en quel sens tout ça est désespéré, soit en même temps une analyse au sens de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut se passer, mais si vous voulez, on voit très bien comment les stades du capitalisme là se font sous la forme de ce pas vraiment, une espèce de pas claudiquant. J'appelle pas claudiquant, c'est espèce de claudication qui répond à dépréciation du capital, recréation d'un nouveau capital. Or, que ce soit évidemment comme à la charnière de ces deux phases, de cette claudication, que les mouvements révolutionnaires s'insèrent. Oui. Non, elle se produit au niveau du marché mondial. Par exemple, la dépréciation du capital sucrier, elle se produit au niveau des cours mondiaux. Elle se produit au niveau du produire pour produire. Ah non, oui, t'as raison, non. Voyez, je ne peux pas être plus clair. Est-ce qu'il y a des... Alors, dans cette rubrique saturation, moi, je mettrais tous ces problèmes de limite, tels que je viens de les esquisser, mais si vous voulez. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on avait imposé à Cuba la monoculture de l'état. Oui, Cuba est un, oui. Il y avait un procédé supplémentaire qu'on n'avait pas industrialisé. Donc il manquait quelque chose. Et à ce moment-là, ils étaient arrivés avec l'exploitation des territoires de l'île, avec l'acquisition de culture de péninsule, à faire que les Cubains produisent avec l'endettement qu'ils avaient par rapport à l'Amérique, ils produisent pour... Quand à ce problème, comment revenir sur un état donné de monoculture. Alors je voudrais lire là justement dans ce que vient d'ajouter Comtesse, le court passage de Linard sur l'histoire des moteurs. Le jour où on a installé les premières pompes séparées pour le carburant tiré de l'alcool de canne, on a condamné les populations du Nord-Est à une nouvelle aggravation de leur sort. C'est ça la limite immanente qui est perpétuellement reconstituée. Tant qu'on se bornait à ajouter une proportion d'alcool de canne, 14%, à l'essence, on n'avait pas besoin de modifier les moteurs. On pouvait rester dans le provisoire, changer de politique. Désormais, il faut des moteurs spéciaux. Volkswagen les produit déjà. D'autres constructeurs suivront. La troisième pompe signifie une reconversion importante de l'industrie automobile et des investissements. Plus question de revenir en arrière. Comprenez-vous ce que ça veut dire? La condition pour que le coût de ce nouveau carburant ne devienne pas prohibitif, c'est que l'on maintienne les salaires des ouvriers de la canne à un niveau de misère. Jusqu'à présent, ces ouvriers agricoles n'avaient en face d'eux qu'une classe de propriétaires fonciers en perte de vitesse économique et politique. Désormais, ils se heurteront aussi aux puissantes multinationales de l'automobile. Et le sucre va encore dévorer de nouvelles étendues de terre, éliminer ce qui reste de culture vivrière. C'est la fin, FIM, du Nord-Est qui fera tourner les bagnoles dans le pays entier. Voilà.
Rien à ajouter sur tout ça, oui. C'est pas la première fois que les Brésiliens sont assez locataires avec les différents spéciaux. Au début du siècle, le café dans les automates. Ouais. Oh ben, la monoculture du café, c'est exactement, oui. Je ne dis pas du tout que ce soit lié ni au sucre ni à des événements récents. Ça a toujours été une question fondamentale. Et encore une fois, s'il y a parmi les problèmes spécifiques du tiers-monde, il y a fondamentalement ce problème de la monoculture et de la mono-industrie. Prenez le cas, on aurait presque pu placer tous ces essais d'analyse, enfin cet essai d'analyse insuffisant que je vous propose, on aurait pu le placer sous le signe du petit pays où il s'est passé, du petit pays du tiers-monde où il s'est passé récemment des choses si étranges et qui étaient comme un cas exemplaire, l'ancienne Guyane hollandaise, Suriname, c'est Suriname, ça s'appelle comme ça, Suriname. Vous voyez, ce petit pays, c'est l'ancienne Guyane hollandaise qui est coincée entre l'ancienne Guyane anglaise et l'ancienne Guyane française. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, moi, je voudrais des renseignements plus détaillés. Je m'en tiens à un article quelconque du Monde. Le Monde dit, voilà, dans mon souvenir, il y a quoi? C'est un pays qui a à peu près, mettons, 500 000 habitants. Je me trompe peut-être, mais en gros, 500 000 habitants. Monoproduction, là, vous retrouvez ça tout le temps. Monoproduction, bauxite. Bon. Et quel autre caractère? Population, comme dans énormément de pays du tiers-monde, ça nous intéressera, on verra pourquoi tout à l'heure. Population extrêmement mélangée, puisque descendants de noirs esclaves, mais aussi descendants d'une seconde vague, qui sont des Indiens surtout. Ouais, qui ont été amenés avec la suppression de l'esclavage, les Hollandais, là, les Pays-Bas, ont amené beaucoup de main-d'œuvre indienne. Bon, donc une population à fort métissage. Gros flux d'émigration. Il y en a à peu près la moitié qui se tire aux Pays-Bas. Énorme bureaucratie. Mais bizarrement, la bureaucratie elle est fournie par la Guyane anciennement anglaise, par le pays voisin. Bureaucratie, car on verra ça, qu'il y a des problèmes de bureaucratie spécifiques dans les pays du tiers-monde, évidemment. Donc, il y a tout là pour qu'on puisse se repérer. Monoproduction capitaliste, bauxite. C'est-à-dire vraiment à la fois produire pour produire et produire pour le capital. Flux d'émigration. La moitié de la population qui se tire aux Pays-Bas. Constitution d'une bureaucratie typique du tiers-monde, fournie par le pays voisin. Curieux penser tous ces mouvements à la fois. Bon, alors là aussi, c'est perpétuellement la production de la limite. Comment le système ne rencontre jamais une limite extérieure, ne cesse pas de produire sa limite. Bon, on va revenir sur tout ça. Est-ce que dans cette seconde rubrique, saturation, est-ce que vous voyez des choses à ajouter ou est-ce que c'est suffisamment clair? Oui. Ouais, ça tu as complètement raison de dire que, voilà, on le retient, mais ça devance d'autres thèmes que je voulais aborder. Donc je retiens déjà que si vous suivez cette espèce de loi dégagée par Marx, n'est-ce pas, du capitalisme, à savoir, à mesure du développement du capital, la part du capital constant, c'est-à-dire investi dans les machines, l'emporte sur la part du capital variable investi dans le travail. Ça explique fondamentalement le statut du travail actuel. Qu'est-ce que c'est le problème actuel du travail? On constate, et là il faudra se demander pourquoi, je veux dire aussi bien dans les pays du tiers-monde que dans les pays du centre, on constate le développement
le développement de plus en plus grand de formes de travail dites précaires. Qu'est-ce que c'est les formes du travail précaire? Les formes du travail précaire, c'est soit le travail noir, soit le travail intérimaire, soit à la limite l'augmentation du chômage, qui signifie la part prépondérante du travail précaire. C'est la multiplication des statuts du travailleur. Le travailleur intérimaire, le travailleur précaire, tout ça. L'INAT, toujours dans le même livre, analyse les formes du travail précaire à mesure, par exemple, que les travailleurs agricoles ne vivent plus sur le terrain de la grande propriété, mais émigrent dans les bidonvilles. Ils prennent de plus en plus le statut de travailleur précaire. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans les pays riches, dans les pays dits développés, dans les pays du centre? Par exemple, dans des pays comme le nôtre, tout le monde le voit, c'est la multiplication, l'importance de plus en plus grande des mêmes formes de travail intérimaire et précaire. Comme si là, la situation des pays du centre et la situation des pays du tiers-monde, bizarrement, n'étaient pas tellement différentes. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, il faudrait vraiment être un économiste très classique pour dire que c'est un accident. C'est évidemment pas un accident. C'est pas un accident lié à un moment de crise. C'est vraiment l'expression de la tendance la plus profonde du développement du capitalisme. Cette tendance, on peut l'énoncer de la manière suivante, exactement en reprenant les termes de Marx. À mesure que le capital constant prend une importance de plus en plus grande par rapport au capital variable. Vous vous rappelez, capital variable, c'est le capital qui a affaire avec le travail. À mesure que le capital constant qui lui a affaire avec les moyens de production prend une importance de plus en plus grande, ne serait-ce que par l'automation, par rapport au capital constant, par rapport au capital variable, les formes de travail deviennent des formes du travail précaire, des formes du travail noir, des formes du travail intérimaire. Bon. Et là, ah oui, oui, ouais. Un jour après que Stoléru ait paradé à la Sorbonne, le lendemain, le lundi, à Antenne 2, déclare avec un silence inouï, il déclare ceci: si les travailleurs, quand les travailleurs nous coûteront trop cher, nous les remplacerons par des robots industriels. Oui. Or, ça, je dis, qu'est-ce qui vous concerne, par exemple, en particulier dans cette situation? Vous le savez bien, c'est-à-dire, ça a été déjà dit 1000 fois, mais justement, ce que j'essaie, c'est de regrouper le maximum de notions qui seraient un peu fonctionnelles. C'est que, qu'est-ce qui concerne les étudiants en tant qu'étudiants là-dedans? C'est que les étudiants, à mesure que se développent les formes du travail noir, intérimaire ou du travail dit précaire, en tous les sens du mot précaire, les étudiants sont fondamentalement pris et sont presque à la pointe de cette catégorie de travail précaire. Alors, pour le tiers-monde, ça a été souvent analysé, notamment par Samir Hamid. Et dans les pays du centre, à ma connaissance, et là c'est le moment ou jamais de leur faire un hommage de plus, c'est pas par hasard que dans les pays du centre, les premiers à avoir saisi ce caractère essentiel, pas accidentel, les premiers à nous avoir dit, mais vous savez, le développement du travail intérimaire, précaire, etc. C'est pas un accident dans le capitalisme moderne, c'est vraiment sa tendance fondamentale. C'est pas la crise, c'est pas le pétrole, ça lui appartient, mais fondamentalement, pour les raisons les plus simples, les plus faciles à expliquer, c'est l'Italie. C'est l'Italie, parce que très bizarrement, l'Italie, c'est une espèce de pays prodigieux, où les formes du travail précaire. Alors là, on voit, je prépare un thème à venir pour nous plus tard, que les choses, elles sont jamais. Il y a beau y avoir des flèches irréversibles, c'est pas du tout une raison de désespérer, parce que la forme de travail précaire, elle a une force, elle a des potentialités révolutionnaires très très grandes. L'espèce de double secteur italien, où vraiment l'existence d'un double secteur s'est affirmée très vite. Une espèce de secteur noir, de secteur intérimaire, de secteur précaire, qui finalement est devenu comme une espèce de condition même
sans laquelle l'économie italienne ne marcherait pas. Tout ça, ça a été analysé, il me semble, très très profondément par tout le courant autonome en Italie. Je veux dire, c'est un des apports principaux dans la théorie ou dans la théorie pratique du travail actuel, l'apport des analyses de Tony Negri. Ou bien en Allemagne, vous trouverez ça surtout chez Negri en Italie. Vous trouverez ça en Allemagne chez un bon auteur qui s'appelle Roth, R-O-T-H, qui a fait un livre récent chez Beaubois, L'autre mouvement ouvrier. En France, vous avez plusieurs types qui travaillent beaucoup sur ces formes du travail précaire qui sont développées en France depuis quelques années très puissamment. Or, je prépare des conclusions plus consolantes pour tout à l'heure. C'est que, encore une fois, les potentialités révolutionnaires de ces limites immanentes, on peut guère dire d'avance, et ça c'est très très consolant. Dans quelle mesure c'est le système qui les produit, mais dans quelle mesure elles se retournent contre le système. La situation italienne, la situation économique italienne, telle que travail précaire semblerait vouloir dire que l'économie italienne se passe à la limite d'un tel travail, mais en fait, c'est ce travail précaire qui est devenu un élément indispensable à l'ensemble de l'économie. Dès lors, les nouvelles formes de lutte qui deviennent possibles. La manière dont dès lors, forcément, les luttes sortent du cadre étroit de l'entreprise, de l'usine, prennent nécessairement pour lieu beaucoup plus un quartier, une région, etc. Pourquoi dès lors le PC, le PCI? Quelle est la différence à cet égard entre la politique du travail du PCI et la politique du travail de l'autonomie? C'est à partir de là que je crois les différences deviennent très très concrètes. Pourquoi le PC tient tellement à maintenir le cadre de l'entreprise? Bon, c'est évident, quoi. C'est évident. Bon. Passons à une troisième rubrique. À moins qu'on se repose. Non? Je dirais troisième rubrique, mais vous m'interrompez si vous voyez d'autres. Vous voyez, je voudrais que chaque rubrique soit gonflable, quoi, qu'on puisse y ajouter des choses. Troisième rubrique, je cherche toujours à appliquer cette axiomatique faire cette axiomatique de la politique. Je dis, vous vous rappelez que dans une axiomatique, eh bien, l'axiomatique ne renvoie pas elle-même à un modèle à réaliser, mais elle renvoie à des modèles de réalisation. Et que toute la thèse que je vous proposais, thèse à ce moment-là très abstraite, mais qui devrait maintenant devenir plus concrète, toute la thèse que je proposais, c'était que les États modernes n'étaient pas comme les empires archaïques, des modèles à réaliser, le modèle impérial archaïque, mais fonctionnaient comme des modèles de réalisation par rapport à l'axiomatique. Ce qu'on appellera modèle de réalisation par rapport à une axiomatique, c'est un domaine dans lequel les relations purement fonctionnelles de l'axiomatique s'effectuent. S'effectuent de manière très diverse, de manière variable. Dans l'exemple d'axiomatique que j'avais donné là, à un niveau purement mathématique, je disais, bon, prenez une axiomatique à 2 axiomes ou à 3 axiomes que j'avais définis, et vous voyez qu'elle s'effectue à la fois dans l'addition des nombres entiers et dans la composition des déplacements dans l'espace euclidien. On dira, l'addition des nombres entiers et la composition des déplacements dans l'espace sont comme 2 modèles de réalisation de l'axiomatique, c'est-à-dire 2 des domaines dans lesquels cette axiomatique s'effectue. Je dis maintenant, quant à la situation politique, les États, je ne prétends pas épuiser leur nature, je dis un des aspects des États modernes, c'est qu'ils fonctionnent comme les modèles de réalisation de l'axiomatique du capital. C'est-à-dire, ce sont les domaines dans lesquels l'axiomatique du capital s'effectue. Et c'est par là que je répondais à la question: pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de la forme État, alors qu'à première vue, il pouvait s'en passer, ou même renverser cette forme? La réponse était, si le capitalisme a maintenu la forme État et recréé une structure particulière des États modernes,
C'est pour une raison très simple, c'est parce qu'il en changeait tout à fait la nature. Il avait besoin des États parce que les États lui fournissaient les meilleurs modèles de réalisation pour son axiomatique. Voilà, c'est donc une réponse relativement simple. Je dis, acceptons ça comme hypothèse et voyons où ça nous mène. Vous voyez tout de suite que nous sommes amenés à distinguer déjà deux notions. Nous sommes amenés à distinguer les deux notions de homogénéité et de isomorphie. Quelle distinction entre homogène et isomorphe? Je pense que c'est évident que des formes État peuvent être très différentes les unes des autres. Il ne s'agit pas de dire tous les États se valent. C'est pas vrai, tous les États se valent pas. Il ne s'agit pas de dire non plus que peut-être il ne faut pas non plus dire qu'il y en a de bien et d'autres pas bien. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut plutôt dire, bah oui, il y a des formes très hétérogènes d'États. En d'autres termes, les États sont hétérogènes. Les États modernes sont hétérogènes. On a déjà vu une première bipolarité, État totalitaire, État social-démocrate. C'est pas vrai que ça se vaille. Non. Il y a une hétérogénéité des États totalitaires et des États sociodémocrates, même lorsqu'il y a compénétration lorsqu'il y a des éléments de l'un dans l'autre. C'est pas la même chose. Mais je dis des États peuvent être hétérogènes et pourtant être isomorphes. Qu'est-ce que c'est isomorphe? Isomorphe, ça voudra dire ils sont les uns comme les autres, modèles de réalisation pour une seule et même axiomatique. Donc des États hétérogènes peuvent être isomorphes. Un État totalitaire et un État social-démocrate peuvent être deux domaines de réalisation pour une seule et même axiomatique. Par là même, ils sont isomorphes et pourtant ils ne sont pas homogènes. De même, je dirais grossièrement, pour reprendre la comparaison que je faisais, l'addition des nombres entiers et la composition des déplacements dans l'espace, ce n'est pas deux domaines homogènes, c'est absolument hétérogène. Ça n'en est pas moins isomorphe dans la mesure où c'est deux modèles de réalisation pour une seule et même axiomatique. La même axiomatique s'effectue dans l'un et dans l'autre des deux domaines. Donc je dirais, voilà, est-ce qu'on peut dire que tous les États, même hétérogènes, sont isomorphes? Cette question abstraite, elle peut avoir un certain intérêt concret. Ça pourrait nous entraîner à nuancer des choses, c'est-à-dire à chercher l'ensemble, à chercher à déterminer l'ensemble des bipolarités d'États modernes. Je disais première bipolarité. Qu'est-ce qui montre qu'en gros, on pourrait supposer une espèce d'isomorphie de tous les États, quels qu'ils soient? Une isomorphie, encore une fois, sans homogénéité. Cette donnée fondamentale de l'économie, à savoir, il n'y a qu'un seul et même marché mondial. Il n'y a qu'un seul et même marché mondial, à savoir le marché capitaliste. Car il est difficile de comprendre quoi que ce soit, si on ne tient pas compte de ceci, que les pays socialistes eux-mêmes baignent dans un marché mondial qui est le marché mondial capitaliste. Donc, c'est l'existence d'un seul et même marché mondial. Oh, ce courrier. Kanjar, c'est encore du courrier pour toi. Hein? Merci beaucoup. Alors, oui. Un seul et même marché mondial. Un seul et même marché mondial, ça implique bien cette espèce d'isomorphie des États des formations étatiques les plus hétérogènes. Et je dis, on a vu une première bipolarité. Cette bipolarité, qui variait avec la position respective du marché intérieur par rapport au marché extérieur, elle vaut avant tout, je ne dis pas du tout exclusivement, elle vaut avant tout pour les États que j'appellerais États du centre. Les États du centre, ça impliquerait quoi du point de vue d'une axiomatique? Ça impliquerait déjà beaucoup de questions que moi j'ai pas du tout encore traitées là, et dont je fais l'énumération sans vouloir les analyser.
Je veux dire, pourquoi une axiomatique doit-elle être centrée? Est-ce qu'il appartient à une axiomatique d'avoir un centre et quoi? Eh bien, par exemple, un centre et une périphérie. Est-ce qu'il y a des axiomes du centre et des axiomes de la périphérie? Et qu'est-ce que voudrait dire cette distinction dans une axiomatique du centre et de la périphérie? Et le fait est, si par exemple vous vous reportez aux analyses célèbres de Braudel sur la formation du capitalisme, je crois que dans les thèses de Braudel, il insiste énormément sur ce point. Comment le développement du capitalisme a impliqué la formation d'un centre dans ce que Braudel appelle précisément, créant un peu ce concept, l'économie monde. Pourquoi l'économie monde est-elle fondamentalement une économie centrée? Avec le problème essentiel que Braudel analyse en détail, comment s'est constitué le centre dans l'économie monde capitaliste? Réponse, pourquoi est-ce qu'il s'est constitué en Europe à quel moment? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu une espèce de rivalité entre le sud et le nord de l'Europe? Et pourquoi c'est le nord qui l'a emporté? La question est d'autant plus importante pour nous que c'est au nord qu'en même temps s'installaient les véritables formes ou les plus solides, les plus consistantes des formes État. C'est là aussi que s'est constitué le centre de cette économie monde du point de vue ou le centre de cette axiomatique. Or, c'est au centre que s'est élaborée très vite cette bipolarité première qu'on a vue. Adjonction d'axiomes, soustraction d'axiomes, ou si vous préférez, pôle totalitaire, pôle social-démocrate. Mais je dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres bipolarités? Ma première remarque, à partir de 1918, le centre s'est vu imposer, là je pèse mes mots parce qu'on ne peut pas dire qu'il l'ait favorisé, s'est vu imposer une seconde bipolarité, à savoir celle des États capitalistes et des États dits socialistes ou qu'on appelle socialistes bureaucratiques. Je recommence ma série de questions, ma présentation de questions. Est-ce qu'on peut dire que les États socialistes ou dits socialistes bureaucratiques et les États capitalistes sont homogènes? Comme je cherche à faire du regroupement d'un certain nombre de données politiques depuis la dernière guerre, autant rappeler que ça a été dit souvent. Ça a été dit souvent et beaucoup d'auteurs ont développé le thème d'une homogénéité, d'une homogénéisation de plus en plus poussée des États dits socialistes et des États capitalistes. Un des premiers à avoir développé cette thèse après la guerre est un Américain qui s'appelait Burnham. Mais la thèse a été reprise mille et mille fois. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une homogénéité? Est-ce qu'il y a même besoin d'invoquer une homogénéité? Certains et beaucoup d'auteurs ont analysé bien les structures du socialisme bureaucratique et ont pensé que c'était vraiment de grossières apparences qui permettaient de parler d'une sorte d'homogénéité. Par exemple, c'est le développement de la planification, c'est le rôle de la planification, c'est le développement de la bureaucratie, mais c'est tout ça, c'est très vague parce que chaque fois la question rebondit. Est-ce que la bureaucratie dite socialiste est la même chose que la bureaucratie capitaliste ou même que la bureaucratie du tiers-monde? Chaque fois, il y a nécessité d'analyse différentielle très très prudente. Mais au point où on en est, nous, on aurait plutôt tendance à se dire, mais ça n'a pas tellement d'intérêt cette question parce qu'il n'y a aucun besoin que les États soient homogènes pour être isomorphes. On pourrait à la limite, c'est même pas sûr qu'on puisse, mais je dis juste, au point où nous en sommes de notre analyse, on pourrait à la limite parler d'une isomorphie des États capitalistes et des États dits socialistes, sans que cette isomorphie entraîne la moindre homogénéité. Ça voudrait dire seulement que c'est des modèles de réalisation hétérogènes par rapport à une axiomatique qui reste l'axiomatique du capital. En tout cas, je dis que le centre s'est vu imposer une seconde bipolarité.
entre État capitaliste et État socialiste bureaucratique. Et puis, tout le monde sait que il ne s'est pas dû imposer, c'est pour ça là qu'il faut nuancer les mots, que le centre a organisé une troisième bipolarité. La seconde bipolarité, je l'appellerai, autant faire de la géographie comme tout le monde, je l'appellerai la bipolarité ouest-est. La troisième bipolarité, qui appartient à l'axiomatique du capital, cette fois-ci, il ne s'est pas vu imposer, il a organisé cette troisième bipolarité. C'est la fameuse bipolarité nord-sud. Nord-sud, il y a de géographie que fictive, hein. Il y a de géographie oui, que fictive. Je veux dire, le sud, il peut très bien être au nord, qu'est-ce que ça peut faire? C'est un vecteur, le vecteur nord-sud. C'est un peu comme la limite qui est toujours repoussée, vous pouvez très bien trouver le sud au nord. Hein. Pourquoi pas? Aucune importance, puisque ça désigne un vecteur économico-politique. Et cette fois-ci, cette troisième bipolarité, c'est la bipolarité entre État du centre, État de la périphérie, ou ce qu'on nomme plus simplement tiers-monde. Bon, le vecteur sud, c'est le tiers-monde. Or, on a toujours un sud. Hein. Dire la France, elle a son sud, elle a son sud qui est en train de se préparer ou qui commence à s'exprimer fort. La Corse, la Bretagne. La Bretagne, c'est du sud de la France. Bon, en tant que vecteur, c'est le sud. Hein. Bon, comme dit Giscard, rappelez-vous, dans son grand discours, c'est embêtant, plus que ça s'équilibre entre l'ouest et l'est, plus que ça se déséquilibre du nord au sud. Bon, c'est très important pour nous parce que ça, c'est la production de la limite. C'est nos seules raisons d'espérer. Sinon, c'est foutu. Bon, je dis donc, c'est une troisième bipolarité. Bon, ma question est celle-ci. Alors, sans même avoir besoin de dire tous les États, cette bipolarité troisième, nord-sud, je peux dire qu'elle a eu deux grands stades. L'organisation de la colonisation, par là qu'elle est organisée, et puis avec la fin de la colonie, avec la fin des colonies, la colonisation, l'organisation d'un tiers-monde par le capitalisme. Bien, les États du tiers-monde. Ma question c'est donc, il ne s'agit pas du tout de dire tout ça c'est homogène, il s'agit de poser la question, dans quelle mesure toutes ces formations et toutes ces bipolarités, dans quelle mesure toutes ces formations étatiques sont-elles isomorphes, même si elles sont très hétérogènes. Vous voyez que c'est une question qui ne peut être pensée que par rapport à leur fonctionnement, par rapport au marché mondial. Je reprends, et là je prends un minimum de risque, mais sans en avoir l'air, sans vous dire pourquoi, c'est parfait. Je prends un minimum de risque parce que j'essaie de donner alors des définitions très simples à mes risques et périls de deux notions très courantes. Mode de production et rapport de production. Je dirais, ben voilà, vous comprenez, un mode de production, pour moi, je dirais, c'est pas compliqué, je ne cherche pas du tout à dire des choses savantes ni même techniques. Je dirais, un mode de production, il est étroitement déterminé par le rôle de la force du travail, dans le système de la production. Ce qui définit un mode de production, c'est le style, j'emploie un mot très vague exprès, le style, l'allure de la force, le statut de la force de travail dans un système de production. Ça, j'appellerais ça, par convention, j'appellerais ça le mode de production. J'appellerais rapport de production, cette fois-ci, le statut et la nature des titres de richesse dans le système de production. Vous voyez déjà où je veux en venir, je dirais à la limite.
Encore une fois, je ne crois pas que c'est pas que ce soit profond, ce que je dis pas du tout profond, hein, mais c'est pas orthodoxe. Donc je précise, là je ne réclame de personne, je prétends juste donner un point de repère pour moi, hein, c'est commode pour moi. Je dirais, à la limite, pour recouper des choses qu'on vient de voir, je dirais le mode de production, il est toujours du côté de l'état du capital variable dans le système. Ce qui vous permet de définir un mode de production, c'est finalement l'état du capital variable. Ce qui vous permet de définir le rapport de production correspondant, c'est l'état du capital constant. Pas que toutes ces notions se confondent, mais elles sont liées. Bien, là-dessus, avec autant de légèreté que possible, je me dis, bon, les pays dits capitalistes, c'est quoi? Les États dits capitalistes. C'est des États où le mode de production est capitaliste et le rapport de production est capitaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme majeure du titre de richesse, c'est le capital. On l'a vu, là je ne reviens pas là-dessus, c'est même la seule chose où j'avais beaucoup insisté. Le capital ne désigne pas des moyens de production, il désigne des droits de propriété ou des titres de richesse investissables dans les moyens de production. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon. Alors je peux dire, il y a un rapport de production qu'on peut déterminer comme capitaliste, c'est lorsque le capital détermine le rapport de production, c'est-à-dire lorsque les titres de richesse sont identiques au capital lui-même. Le mode de production capitaliste, c'est quoi? C'est lorsque la force de travail a pour statut le salariat. Bien. Ce qui implique la plus-value capitaliste. Ce qui n'est pas la même chose que la plus-value féodale, la plus-value dans d'autres systèmes. Donc je peux dire les États du centre sont en gros des États capitalistes. C'est-à-dire que le rapport de production et le mode de production y sont capitalistes. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on pourrait définir très très légèrement, là, très comme ça pour s'y reconnaître, le socialisme dit bureaucratique? Non, les pays dits socialistes ou socialistes bureaucratiques. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, si on pose la question d'où vient le capital? Dans un pays capitaliste, le capital, il vient du capital. D'où la fameuse conception de l'accumulation dite primitive du capital. Et comment le capital vient-il du capital? Parce que précisément, le capital définit les titres de richesse convertibles. Dans un pays dit socialiste, d'où vient le capital? Vous voyez, ce qui définit le capitalisme, encore une fois, ce n'est pas le capital. C'est le fait que le capital soit le rapport de production ou le titre de richesse. Dans un pays socialiste, le titre de richesse ou le rapport de production, ce n'est pas le capital. Pourtant, il y a du capital. Il y a une fabrication du capital dans les pays dits socialistes. Alors, qu'est-ce que c'est, le titre de richesse? C'est-à-dire l'élément qui va permettre la fabrication du capital. Je crois qu'on peut dire un pays est socialiste bureaucratique lorsque le titre de richesse ou l'élément qui permet la fabrication du capital n'est pas le capital, mais est le plan. C'est le plan. Vous me direz comment on fait du capital avec du plan? Pas plus difficile que quand on fait du capital avec du capital. Pas plus difficile. Je veux dire, ou bien aussi difficile. Aussi difficile. Mais c'est évidemment la planification qui, dès la période léniniste, a été l'élément constituant de la fabrication d'un capital intérieur pour l'URSS. Je veux dire, si État dit socialiste et État capitaliste ne sont pas homogènes, il me semble que c'est pour une raison simple. C'est qu'on peut toujours, si on prend les choses au milieu du parcours, homogénéiser. Dire, ah mais le capitalisme, c'est beaucoup planifié, et attacher de plus en plus d'importance au plan. Vous voyez par exemple le New Deal. Et on peut dire, ou bien voyez l'Allemagne hitlérienne. Et puis on peut dire aussi, et voyez les pays socialistes, l'importance du plan. Mais ce qui compte, c'est que c'est très bête de prendre les choses comme en l'isolant du mouvement.
Le mouvement est en fait opposé. Dans les pays socialistes bureaucratiques, c'est le capital qui dépend du plan. Je veux dire, c'est le plan qui est l'élément de fabrication du capital. Dans les pays capitalistes, il peut y avoir un plan, et même un plan relativement puissant dans certaines occasions, par exemple en France à la Libération. C'est juste l'inverse. C'est le capital qui est l'élément de fabrication des morceaux de production planifiés. Le rapport capital-plan change complètement dans un cas et dans l'autre. Si bien que, dans le cas des États dits socialistes, il me semble que nous serions en droit de dire, mais bien sûr, le rapport de production n'y est pas, n'est pas le capital. Le rapport de production, c'est le plan. C'est le plan qui détermine le rapport de production, et ce n'est pas un rapport de production capitaliste. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il vaille mieux, c'est autre chose. Tandis que dans le capitalisme, qu'il y ait plan ou pas, le rapport de production, c'est bien le capital. Et ça n'empêche pas les États socialistes bureaucratiques d'être isomorphes par rapport à l'axiomatique du capital. C'est-à-dire, c'est des domaines de réalisation. Qu'est-ce que je pourrais dire alors pour en finir avec ces... comprenez, c'est une espèce de... Vous laissez tomber si ça ne vous intéresse pas. Pour moi, c'est une espèce d'esquisse purement terminologique. Qu'est-ce que je pourrais dire des États du tiers-monde? Là, il y a guère de problème. Je veux dire, il y a un petit nombre d'États du tiers-monde dont on peut assigner qu'ils sont en affinité avec des États socialistes bureaucratiques, et parfois même comme, je sais pas, avec des espoirs, avec certains espoirs que l'URSS ne nous laisse plus avoir. Je pense par exemple au Mozambique. Bien, mais la majorité des États du tiers-monde sont plutôt du côté des États capitalistes. En quel sens? En sens que le rapport de production y est le capital. Le rapport de production y est d'autant plus le capital que ces États du tiers-monde privilégient, suivant la formule totalitaire, le secteur externe. C'est-à-dire accordent une priorité absolue au secteur externe. Cas exemplaire, la monoculture sucrière. Mais je dirais ce qui fait la spécificité, ce qui fait l'hétérogénéité des États du tiers-monde, c'est que même dans ce cas où le rapport de production est capital, le mode de production, il n'est pas forcément capitaliste. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être encore, mais je mets encore entre guillemets, il peut être encore même à peu près, à peu de choses près, esclavagiste. Ou bien il peut être encore à peu de choses près féodal. Pourquoi je mets encore entre guillemets? Parce qu'il y aurait un contresens que, il me semble, certains auteurs marxistes ont fait à cet égard. Un contresens à éviter encore. Le contresens, c'est dire, ah ben oui, c'est des restes, c'est des survivances. Oui, le côté esclavagiste, par exemple, de la grande plantation. Ou bien le côté féodal de certaines formes d'agriculture du tiers-monde, ou de certains modes de production du tiers-monde. C'est des survivances. C'est ce que les marxistes appellent des formes transitionnelles. Le cas le plus parfait de la forme dite transitionnelle, c'était la culture du coton en régime esclavagiste dans les États d'Amérique esclavagistes, avant la guerre de sécession. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au point où on en est, je dirais, c'est pas du tout transitionnel. Pourquoi? Je reprends une remarque qui me paraît à la base de toutes les recherches de Samir Amin. Samir Amin étant un économiste marxiste et qui me semble, ou qui semble à beaucoup de gens, être les plus importants dans l'étude, dans l'état actuel de l'étude des économies du tiers-monde. Samir, plus loin, Amin, A-M-I-N. Un de ses livres particulièrement bon, je crois, et s'appelle Le développement inégal. La base de la thèse de Amin, c'est que
Loin qu'il s'agisse de formes transitionnelles, il s'agit de formes périphériques. Qu'est-ce que ça veut dire? De formes périphériques parfaitement actuelles. Ce n'est pas des survivances. En effet, formes périphériques actuelles, cette idée repose sur quoi? Elle repose sur ce constat, sur cette constatation de base, à savoir, mais l'économie du tiers-monde est une économie parfaitement moderne. Qu'est-ce qui est typique, qu'est-ce qui est exemplaire de l'économie du tiers-monde? Ce n'est pas une économie qui serait restée à moitié primitive. C'est que c'est au contraire une économie ultra-moderne, à savoir installation pétrolière, agriculture industrialisée, du type sucre ou bien compagnie de fruits. Tout ça, c'est une économie absolument moderne. C'est donc pas du tout des formes de survivance. Mais ce sont les conditions des axiomes propres de la périphérie qui fait que le rapport de production y est complètement capitaliste. Et alors je dirais, c'est pour ça que je faisais toute cette recherche terminologique un peu tournant dans le vide, je dirais, le rapport de production est capitaliste, mais pas nécessairement le mode de production. Le mode de production, il peut être très bien quasi-esclavagiste, quasi-féodal, et pas du tout par survivance, par nature propre aux axiomes de la périphérie. Pourquoi? Et qu'est-ce que ce serait que les axiomes de la périphérie qui rendraient possible ces espèces d'états un peu monstrueux, états monstrueux où le rapport de production est capitaliste sans que le mode de production le soit. Et pourtant, il n'y a pas tellement de contradiction. C'est pour ça que ça me paraît évident qu'avant la guerre de sécession, dans le cas de l'esclavagisme américain, que les entreprises de coton, que la culture du coton ait marché avec un régime esclavagiste ne me paraît pas du tout une forme transitionnelle. Pas du tout. Pas du tout. C'est une figure de la périphérie. Ce qui s'est passé avec la guerre de sécession, c'est pas du tout l'élimination d'une survivance, c'est que les USA entiers se sont constitués comme État du centre, comme État de l'Ouest, alors qu'une partie de ces États était encore sous la formule périphérie avant. Ils se sont centralisés, ils se sont dépériphérisés. Hein? Mais vous allez voir que l'autre mouvement aussi existe. Je dis juste, ben évidemment, qu'est-ce que c'est l'action propre de la périphérie? Samir Amin en propose, et c'est ce que je trouve le meilleur, moi, dans ses analyses. Dans le développement inégal, il cherche un peu. Il n'emploie pas le mot action, mais ça revient vraiment à ça. Il cherche, il dit bien que les États du tiers-monde sont extrêmement eux-mêmes hétérogènes entre eux, très très différents. Il distingue plusieurs espèces, il distingue l'espèce orientale, l'espèce arabe, l'espèce américaine, Amérique du Sud. Bon, il en distingue 4, je ne sais plus quel est le quatrième. Arabe, orientale et Afrique, évidemment. L'espèce africaine, qui elle, est encore très très différente. Hein. Mais en très gros, les actions proprement périphériques, ce serait au très haut développement de la grande propriété foncière. Pourquoi c'est un axiome? Voilà, le premier grand axiome de la périphérie. Pourquoi c'est propre à la périphérie? Réponse immédiate, si vous vous rappelez nos analyses précédentes, là je fais seulement un rappel très rapide. Vous vous rappelez que j'ai essayé de montrer comment au centre, ça ne valait que pour le sens, ce que je disais à ce moment-là, la rente foncière et la propriété foncière avaient été comme liquidées par le capitalisme dès son instauration. Et que c'était forcé. Dans la mesure où les flux de capitaux, les flux du capital, impliquaient une espèce de décodage des flux, il est forcé que la rente foncière ait été comme un élément rejeté par le capitalisme. Il était rejeté par les États du centre sous deux formes, sous la forme anglaise ou sous la forme française, au début du capitalisme. Il était rejeté sous la forme anglaise, la rente foncière, et dès lors l'intérêt à une grande propriété foncière était rejeté par le capitalisme européen, sous la forme anglaise, par alliance avec le blé américain, qui lui ne payait pas de rente foncière, précisément parce que l'Amérique à son âge jouait encore le rôle de périphérie.
ou bien sous la forme française par la petite propriété paysanne. Dans les deux cas, le capitalisme rompait avec la structure foncière. Et en effet, le rapport de production capitaliste ne pouvait se dégager au sein de grande propriété foncière. Soit sous forme de propriété d'une compagnie extérieure, la compagnie des fouilles par exemple, soit même propriété foncière d'origine locale, immense propriété foncière. Le capitalisme périphérique a besoin, du moins le capitalisme appliqué à la périphérie, a besoin d'un développement de la propriété foncière en tant que telle, alors qu'au centre, il passait par une tendance à l'élimination de la rente foncière. Ça, c'est le premier point qui me paraît très important, et on ne peut pas dire, et encore une fois, à mon avis, ce serait un contresens que dire. La grande propriété foncière dans les pays du tiers-monde, c'est lié à une simple survivance. C'est si peu lié à une simple survivance que la donnée actuelle de l'économie, ou une des données actuelles de l'économie du tiers-monde, à savoir l'existence de monocultures hautement industrialisées, passe nécessairement par ces propriétés foncières immenses, par l'existence d'une immensité de la propriété foncière. Puisque, on l'a vu pour le sucre, là, puisque ça va jusqu'à l'élimination de toutes les petites parcelles paysannes. Deuxième caractère, alors ça je dirais, c'est le premier axiome propre aux États de la périphérie, aux États du tiers-monde. Deuxième axiome, une forme de commerce, et là je crois bien que ça revient, le mérite en revient aux marxistes chinois, pas les actuels, les anciens, vous savez, qui ont fait une catégorie ou qui ont proposé l'existence d'une catégorie économique particulière qu'ils appelaient, en empruntant le mot, je crois bien, je suppose, à l'espagnol, le commerce comprador. Commerce comprador, c'est quoi? C'est une catégorie, là aussi je suis très rapide, il y a eu beaucoup de littérature des maoïstes sur le commerce comprador comme essai pour saisir quelque chose de propre au tiers-monde. Et c'est une catégorie qui me paraît très très intéressante. C'est le commerce comprador, c'est un type de commerce particulièrement cruel, particulièrement redoutable, qui fait, comment dirais-je, très vaguement, qui fait la relation entre le capitalisme extérieur et l'arrière-pays rural. C'est une espèce de commerce déchaîné, où le rapport commercial alors implique un régime de violence et d'usure très important, où là aussi on aurait envie de dire à première vue, oh c'est une survivance, rien du tout. C'est un fonctionnement actuel des économies du tiers-monde. Je reprends dans le livre de Linhart, il y a une très courte allusion à ce commerce comprador, mais comme elle est très concrète, je la dis. Vous voyez, les paysans qui ont même plus de parcelles, avec cette monoculture sucrière, ils n'ont plus de parcelles, ils ne peuvent plus cultiver là un petit lopin qui permettrait la diversification de l'alimentation. Et ils doivent acheter. Et ils sont absolument sans défense, par exemple, devant la boutique installée sur la grande propriété, et qui va faire le lien entre le capitalisme extérieur, qui anime la monoculture sucrière, et l'arrière-pays rural des petits paysans pauvres. Et voilà le texte de Linhart qui fait mieux comprendre que tout ce que je peux dire. Pourtant, les aliments, un paysan explique que ce qui vend ou rien, c'est pareil. Hein. Tout le monde s'est endetté pour acheter les semences, et à la vente sur ce qui reste des petites parcelles. Et à la vente, au moment de la récolte qui a été bonne, on n'en tire rien. Beaucoup ont vendu toute leur récolte sans parvenir à payer les banques. Ainsi même une bonne récolte nous enfonce encore plus dans la misère. C'est ce contexte, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure. Hein. C'est partout pareil. Ce que nous récoltons n'a pas de valeur. Plus la récolte est grande, plus il y a de faim. Question. Pourtant les aliments sont vendus très cher. Où va la différence? Réponse. Le commerce. Non, c'est pas n'importe quel commerce, c'est ça le commerce comprador. Ici, c'est le commerce du diable.
C'est exactement ce que les maoïstes appelaient le commerce comprador. Ici, c'est le commerce du diable. Il n'y a aucun contrôle. La récolte dure 3 mois. C'est une période folle. Le commerçant veut tout acheter à très bas prix. Après, il vendra cher. C'est un commerce qui implique ce stockage. Hein. Le gouvernement laisse faire. En réalité, le gouvernement ne s'intéresse qu'à la culture d'exportation. C'est-à-dire le gouvernement s'intéresse au secteur externe, en rapport avec le capital étranger, avec le capitalisme étranger. Et c'est le commerce comprador qui hérite de la fonction très bénéfique, rapportant d'immenses bénéfices, d'assurer la jonction entre la production orientée vers le secteur externe et la consommation de l'arrière-pays. Vous voyez, le commerce comprador serait donc une catégorie ou comme un axiome des États du tiers-monde. Et on voit tout de suite en effet que là aussi c'est pas du tout une survivance. Ajoutons troisième axiome propre au tiers-monde, que la prolétarisation, ou si vous préférez la misère là, ou le devenir de ces paysans qui ont plus de parcelles, etc. La prolétarisation s'y fait pas du tout de la même manière qu'en Europe, qu'elle s'est faite en Europe, avec le développement du capitalisme. Comme dit Samir Amin, la prolétarisation y est une marginalisation aussi. Elle est inséparable de la constitution des bidonvilles. La force, inversement, le rôle des paysans dans ce processus de prolétarisation est très différent de celui de l'Europe. Bon. Autre axiome encore que Amin essaie d'analyser, la bureaucratie dans le tiers-monde, qui a un rôle très différent aussi, et du rôle qu'elle a eu en Europe, ou qu'elle a en Europe dans les pays capitalistes, et du rôle qu'elle a dans les pays dits socialistes. Peu importe. Hein. Enfin, je dis bien que c'est dans le livre Le développement inégal que tout ça est analysé le plus précisément. J'essaie juste de tirer des conclusions de cette rapide revue. Je dirais, eh bien oui, encore une fois, les États du tiers-monde, est-ce qu'on ne pourrait pas les définir ainsi que, dans beaucoup de cas, le rapport de production y est capitaliste, mais le mode de production n'y est pas capitaliste. Et cela non pas par survivance, mais en vertu des axiomes organisés propres à la périphérie, des axiomes organisés propres à ce tiers-monde. Si bien qu'évidemment, les mouvements politiques de résistance ou les mouvements politiques révolutionnaires y ont également une structure ou des potentialités qui sont très différentes de celles-ci. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'en même temps, il faudrait ajouter presque le contraire. Il me semble qu'il faudrait en même temps relativiser les thèses de Samir Amin. Mais les relativiser presque pour les rendre encore plus fortes ou encore plus convaincantes. Parce que, voilà. Samir Amin nous dit, l'économie du tiers-monde n'est pas du tout une économie retardataire. C'est une économie extrêmement moderne. Du type, encore une fois, métallurgie, grande métallurgie, pétrole, agriculture industrialisée. Donc l'économie du tiers-monde, c'est vraiment pas... Je veux dire, c'est tout déformé, la présenter comme une économie en voie de développement. C'est déjà là qu'il y a le mensonge abominable. C'est pas du tout une économie en voie de développement, c'est une économie. On ne peut pas dire que, par exemple, la monoculture du sucre dans le nord-est brésilien soit le signe d'une économie en voie de développement. C'est une économie follement moderne. C'est une économie de haute industrie. C'est même pour ça que la situation est tragique. Eh bien, je dis ceci, ça signifie quoi? On dira, qu'est-ce qui a permis ce déplacement de secteurs économiques hautement développés dans le tiers-monde? C'est même ça qui distinguerait ce qu'on appelle le tiers-monde des anciennes colonies. Dans les anciennes colonies, il y avait une économie non développée. Qu'est-ce qu'on appelle le tiers-monde aujourd'hui?
Il y a des cas, par exemple l'Afrique, elle poserait toutes sortes de problèmes, ça dépend de quelle région d'Afrique. Il y a des régions non développées, etc. Mais c'est pas ça qui pose le problème aigu du tiers-monde. Le problème aigu du tiers-monde, c'est qu'il est l'objet d'une économie hautement développée. Une économie complètement tordue, d'une économie complètement nocive, d'une économie catastrophique, mais hautement développée, hautement industrialisée. Qu'est-ce qui a permis ce transfert d'une économie développée dans le tiers-monde? Ce qui l'a permis, c'est précisément notre loi du capital. À savoir que le centre s'est réservé de plus en plus, provisoirement, je ne suis même pas sûr que ce soit pour longtemps, le centre s'est réservé de plus en plus les secteurs, non pas de haute industrie ou de haute agriculture, mais de grande automation. Je dis, ça ne fait qu'un avec la loi du capital qu'on a vu. C'est ça. Le capital constant prend de plus en plus d'importance et commence par en prendre au centre même. Donc, le capital, les axiomes du centre, se sont de plus en plus réservés un secteur automationné. Bien. D'où la prise du travail au centre. En revanche, ont émigré, et ça compte beaucoup, par exemple, dans ce qu'on appelle la crise de la métallurgie, la crise de la sidérurgie en Europe. Ça compte énormément qu'une sidérurgie hautement industrialisée, hautement spécialisée, se soit installée dans les pays du tiers-monde. Alors, vous comprenez, c'est une situation, ça fait bien partie de ces trucs sans issue du capitalisme. Parce que ça fait les espèces de trous de crise en Europe, et ça fait aussi l'économie de crise dans le tiers-monde. C'est étonnant ce truc-là. Alors, mais je dis, il faut aller plus loin. Pourquoi il faut aller plus loin? Il faut relativiser tout, ça me ramène. Que d'une part, je ne vois pas de contradiction. J'imagine, il n'y aurait pas tellement de contradiction, parce que dans quelques années, s'installent des secteurs hautement automatisés dans les pays du tiers-monde. Le Brésil, tout ça. Oui. Possible, moi je sais pas. Laisse-moi finir, tu diras si tu es d'accord ou pas. Parce que voilà ce que je me dis comme ça. C'est très vrai que dans une axiomatique comme celle qu'on étudie, dans une axiomatique du capital, c'est très vrai qu'il y a des axiomes du centre et des axiomes de la périphérie. Et je crois qu'appartient à l'axiomatique la distinction d'un centre et d'une périphérie. Ça. Mais à mesure que le capitalisme se développe, je dirais le centre devient de plus en plus, alors en reprenant un concept dont on s'est souvent servi ici, le centre est de plus en plus déterritorialisé. Et les centres sont de plus en plus déterritorialisés. C'est ça un peu qu'exprime à sa façon l'idée de l'importance des multinationales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de centre. Ça veut dire qu'il y a un centre, mais que ce centre est de moins en moins localisable dans un territoire. Qui serait même les USA, qui serait Londres, qui serait ceci, cela. Il y a une espèce de décollement du centre, ou un décollement des centres par rapport aux territorialités, par rapport au territoire. Si bien que des centres peuvent s'effectuer directement à la périphérie. Vous me direz, qu'est-ce que ça changera? Ben, c'est cela seul qui explique, il me semble, le retournement du mouvement qu'on vient de voir. À savoir que, au centre, en même temps que s'accroît l'investissement du capital constant,
se produit une force de travail, se produit, pardon, une crise du travail, c'est-à-dire le travail qui passe de plus en plus sous des formes noires, précaires, intérimaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser, il me semble maintenant, on sera amené à le penser de plus en plus, l'existence non seulement du tiers-monde comme périphérique par rapport au centre, mais l'existence de tous les tiers-mondes intérieurs au centre. La tendance et la distribution du capitalisme, qui implique cette distinction centre-périphérie, fait qu'en même temps tout s'échange. Le centre décollant de plus en plus par rapport au territoire, pouvant s'incarner, s'effectuer de plus en plus directement à la périphérie. Inversement, des zones de véritable périphérie se creusent dans le centre. Comme s'il ne suffisait plus de parler du tiers-monde, mais il fallait assigner les tiers-mondes en train de se former au centre même du système. Alors ça, évidemment, ça me paraît très, très important pour l'avenir. On verra en quel sens cette formation de nouveaux tiers-mondes, ou ce qu'on a appelé parfois des quart-mondes. Les quart-mondes, ce sont les tiers-mondes qui se constituent au centre même, parce que, c'est-à-dire dans les vieux territoires du centre, parce que le centre s'est déterritorialisé et peut s'effectuer à la périphérie même. Pour conclure ce point, je voudrais juste dire, alors reprenons ma question, ma troisième rubrique qui était bien modèle de réalisation et isomorphie. Je peux donner plusieurs réponses. Je peux dire oui, finalement, toutes les formations étatiques, tous les États modernes sont isomorphes par rapport à l'axiomatique du capital. Simplement, ça ne veut pas dire qu'elles sont homogènes. Ça veut dire simplement que c'est la même axiomatique qui s'y réalise dans des modèles différents. Autre réponse possible, non. À la limite, elles ne sont même pas isomorphes. Par exemple, les États du centre peuvent être dits isomorphes. Est-ce que les États du centre et les États de la périphérie, du tiers-monde, sont isomorphes? Bien des choses nous donneraient envie de dire oui. Je veux dire, là, chaque État du centre, c'est plus le vieux régime de la colonie, c'est vrai. Mais c'est presque l'isomorphie qui a remplacé. Je veux dire, moi, ça me paraît évident que si vous prenez les grands États du centre, chacun a ses isomorphes dans le tiers-monde. Par exemple, le régime Centrafrique, là, le Bokassa, hein, très isomorphe à la France. Bon, y a des États africains très isomorphes à l'Angleterre. Il y a des États, comme quelqu'un le disait à l'instant, il y a des États qui sont isomorphes à la République fédérale allemande. Chacun les siens. Il y a des rapports d'isomorphie très curieux, avec pourtant une hétérogénéité très grande entre ces États. Bon, qu'est-ce que ça voudrait dire? À la limite, on peut parler d'une isomorphie entre ces États tout à fait hétérogènes. Mais je dis à la limite aussi, on peut très bien dire l'axiomatique supporte une certaine polymorphie. Et en effet, l'axiomatique du capital implique ou supporte des États qui sont capitalistes à la fois par le rapport de production et par le mode de production. Des États qui ne sont capitalistes ni par le rapport de production ni par le mode de production, et qui seront pourtant des modèles de réalisation par rapport à l'axiomatique du capital. Et enfin, des États, comme typique d'un certain nombre d'États du tiers-monde, qui sont capitalistes par le rapport de production et pas par le mode de production. Or, tout ça définit des couronnes d'axiomes, des couches d'axiomes distinctes, et avec en même temps transfert des types d'axiomes d'un point à l'autre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'essaie d'insister sur ce qu'il y a dans l'économie mondiale, c'est le caractère de plus en plus déterritorialisé des centres de décision. À savoir que c'est stupide lorsque l'on pense en fait à une espèce de gouvernement mondial comme caché qui prend les décisions. Même la trilatérale, c'est pas ça, c'est pas ça. Les centres de décision sont vraiment de plus en plus en état de décollement par rapport au territoire. Si bien qu'une décision qui aurait une importance mondiale, on y retrouvera toujours des multinationales, mais elle peut très bien être prise au Brésil et en fonction de l'état du Brésil actuellement. Elle n'est pas forcée de passer par des organismes centraux. Parce que, d'une certaine manière,
il y a eu un décollement du centre. Si bien qu'encore une fois, à la fois, le centre peut s'installer directement à la périphérie et à charge de revanche. L'ancien centre, le centre territorial, peut être creusé par de véritables petites périphéries qui montent. Bon, alors je dirais oui, l'axiomatique, là, dans ce cas-là, mais on retrouve une idée chère aux mathématiciens. L'axiomatique, elle supporte, dans certaines conditions, non seulement une hétérogénéité des modèles de réalisation, mais parfois une véritable polymorphie. Encore une fois, toute la question pour nous, c'est qu'est-ce qui dans tout ça donne des raisons de croire que c'est pas foutu. Hein. Bien, quelle heure il est? Midi et demi. Bon. On continue un peu ou vous en avez assez? Hein, vous en avez assez? Bon, alors on arrête. Hein. Bon, moi je terminerai sûrement la prochaine fois. C'est bien parce que qu'est-ce qui se passe pour... Ah oui, la prochaine fois aussi je vous demande, alors, après Pâques, on fera donc autre chose, hein, ce sera fini tout ça. Réfléchissez sur ce que vous souhaitez qu'on fasse, hein, on en parlera un peu la prochaine fois. Quelle dernière question? La question suivante. À supposer qu'il soit juste de considérer le système capitaliste comme une axiomatique et d'assimiler son fonctionnement au fonctionnement d'une axiomatique, qu'est-ce qui en résulte pour une compréhension supposée ou souhaitée de la situation politique mondiale? Alors en même temps, ça a l'air très ambitieux, il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que c'est juste des petites remarques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver dans des événements, dans ce qui apparaît pratiquement, des raisons de confirmer cette hypothèse du capitalisme fonctionnant comme une axiomatique. Et pour nous à la limite, quelle source de désespoir et aussi quelle source de petit espoir c'est. Ou bien quelle source de remarques, donc au besoin très insignifiantes. Alors, je fais se succéder ces remarques en vous demandant de vous rappeler, je suppose que vous vous rappelez un tout petit peu, la manière dont on a essayé de définir pour elle-même une axiomatique, déjà au niveau des mathématiques. Mais maintenant, vous voyez que notre problème est différent. Notre problème est exactement quels critères axiomatiques peuvent-ils nous permettent-ils de nous orienter dans les situations politiques actuelles? C'est exactement ça. Quels sont les grands critères proprement axiomatiques qui nous permettraient, oui, de nous repérer dans des situations politiques éventuelles, actuelles? Et alors, je prends ma liste de ces critères. Je dis premier critère, adjonction-soustraction. En effet, il est vrai qu'une axiomatique implique une indépendance respective des axiomes les uns par rapport aux autres, puisque aucun axiome ne peut être déduit d'un autre. Une proposition qui est déduite d'un axiome s'appelle un théorème. Donc dans un champ social, il y a sûrement des propositions du type théorématique. Elles dépendent d'axiomes. Mais les axiomes eux-mêmes, vous ne pouvez pas conclure un axiome d'un autre axiome. L'indépendance des axiomes dans une axiomatique fonde évidemment la possibilité tantôt d'ajouter des axiomes. Vous dites à ce moment-là que vous enrichissez le système en termes mathématiques, un système enrichi, quand on ajoute des axiomes, ou bien vous retirez des axiomes. C'est ce qu'on appelle un système appauvri. Je dis, est-ce que tout de suite, ces notions très abstraites, empruntées à l'axiomatique, ont un correspondant qui nous fait dire, mais oui, c'est bien comme ça que ça se passe, à un certain niveau.
C'est ma première remarque. Or, je dis oui, il me semble, moi, que dans ce qui se passe actuellement, dans les phénomènes politiques et économiques mondiaux, on assiste perpétuellement et que c'est presque comme deux pôles. Et je dirais que c'est la première grande bipolarité. La première grande bipolarité du système capitaliste. Les deux pôles étant une tendance à ajouter des axiomes, à ajouter toujours des axiomes à l'axiomatique du capital, et une tendance contraire à retirer des axiomes, à opérer avec un minimum d'axiomes. Double tendance, enrichir le système, appauvrir le système. Et cette bipolarité, qu'est-ce que c'est? Il me semble qu'on peut la définir, et comme ça, on l'avait vu précédemment, je vais essayer d'aller d'autant plus vite là-dessus, je reprends juste ce premier point. On l'a vu, il me semble que c'est représenté par, précisément, deux modèles d'État. Vous vous rappelez notre thèse générale, à savoir que dans le capitalisme, l'État subit une espèce de mutation, oui, une espèce de mutation, c'est-à-dire, il ne fonctionne plus comme modèle impérial, c'est-à-dire comme modèle à réaliser, mais il fonctionne comme modèle de réalisation par rapport à l'axiomatique. L'État est devenu comme modèle de réalisation de l'axiomatique du capital. Ben, je dis, la première grande bipolarité des États modernes, ça ne me paraît même pas être démocratie et autre chose que démocratie. Au niveau des tendances, je dirais, il y a une espèce de pôle totalitaire et il y a un pôle social-démocrate. Vous me direz, mais les passages, évidemment les passages, ils sont très... pour ça que s'il fallait faire une typologie des États modernes, je ne parlerai pas d'État démocratique, d'État totalitaire, d'État ceci, d'État cela. Je me contenterai, je ne voulais pas cesser de rigoler parce que c'est gênant pour moi de parler, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous rigoliez, mais ça m'arrête dans ce que j'essaie de dire, c'est fatigant. Ça c'est une remarque d'école primaire, quoi. Ça gêne. Et qu'est-ce que je disais? Donc, le pôle totalitaire. Oui, vous direz, il y a perpétuellement des passages, oui. Je prends un cas typique, qui me paraît actuellement un des cas les plus importants dans ce qui se passe dans le monde, à savoir le cas du Brésil. Vous savez que dans le Brésil, il y a précisément une espèce de situation qui est une alternative, presque du mode ou bien ou bien. Ou bien. Je ne dis pas du tout que cette alternative, elle vienne du ciel. Elle est fondée par une espèce de développement économique du Brésil, par toutes sortes de données. On les verra peut-être au fur et à mesure de nos rubriques. Mais il y a une échéance qui est fixée actuellement, à savoir les élections prochaines. Il y a une possibilité, à savoir qu'en vertu d'un développement économique assez prodigieux, qui a ses raisons qu'il faudrait analyser, le Brésil se trouve devant la possibilité d'élaborer véritablement un marché intérieur. Très important. Là-dessus, il y a eu, alors que c'était un régime typiquement totalitaire, il y a eu le rappel et l'acceptation par les exilés, l'acceptation de revenus au Brésil. Ils sont revenus en masse, les Brésiliens exilés. Actuellement, c'est vraiment sur la corde raide, à savoir, le pouvoir est encore tenu de manière totalitaire, et il y a les éléments qui se mettent en place. Pourquoi? Pour l'autre terme de l'alternative, à savoir la possibilité d'un régime, en gros, de social-démocratie. Il y a bien un ennemi commun, à savoir de toute manière, il y aura des règlements de compte, que ce soit social-démocrate ou totalitaire, il y aura forcément des tendances et des gens qui seront liquidés dans l'histoire. Mais c'est pas sûr, là encore, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas un retour au totalitarisme. Or, si vous acceptez juste cet exemple, vraiment, le Brésil comme étant actuellement un pays qui offre cette espèce d'alternative comme en suspens. Une espèce de suspense, là. Qui peut dire si en effet les élections seront maintenues et seront suffisamment libres
pour que s'instaure une espèce de social-démocratie brésilienne, ou est-ce que le système totalitaire se reformera? Je crois que dans l'histoire, hein, c'est un cas rare où un tel suspense se présente. Il y a souvent eu passage de la social-démocratie au totalitarisme et inversement. Mais je dis, cette situation, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer au juste et comment et l'entente même entre les éléments totalitaires et les éléments social-démocrates, tout ça, jusqu'où elle ira, bon, c'est très très curieux, très fascinant, il me semble, la situation actuelle du Brésil. Donc, si vous consentez qu'il y a bien ces deux pôles, et que ces deux pôles sont plus pertinents que la distinction démocratie constitutionnelle, etc., etc. Bon, si on se donne une vue, à quoi ils correspondent? Je dis, ben c'est très simple. Encore une fois, si on essaie de définir ce que c'est que le pôle totalitaire et l'état totalitaire qui exprime ce pôle, je dis, c'est pas difficile. Bon, enfin, c'est pas difficile. Mais je dirais, vous avez un état totalitaire lorsque l'axiomatique, ça a l'air très abstrait, mais ça l'est pas tellement, je sais pas. Enfin, ce sera à vous de le dire. Lorsque l'axiomatique du capital se réalise dans un modèle de réalisation qui ne retient qu'un minimum d'actions. En d'autres termes, comme dit Virilio, et là je trouve encore une fois que c'est une formule très très profonde, l'état totalitaire, ce n'est pas un état maximum, c'est le minimum d'état. Lorsque vous retirez le maximum d'actions, lorsque vous ne retenez qu'un minimum d'actions, vous ne pouvez le faire que par un état totalitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une chose très simple. Qu'est-ce que c'est que la structure économico-politique d'un État totalitaire? Ben, je crois que c'est avant tout un État qui organise l'effondrement du marché intérieur. Donc, si vous voulez, ma première bipolarité, État totalitaire, État social-démocrate, devient plus précise puisque cette bipolarité est fondée sur deux cas du rapport marché intérieur, marché extérieur. Un État totalitaire, c'est un État qui ne retient au niveau des axiomes que les axiomes nécessaires à la participation au marché extérieur. Donc, il organise la liquidation ou l'écroulement du marché intérieur. Sous une forme radicale ou sous une forme atténuée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Organiser la liquidation du marché intérieur. Ça veut dire retenir comme variable fondamentale uniquement le niveau des réserves et le taux d'inflation. L'exemple typique, si vous voulez. Là, bon, un axiome, je dirais à la limite, un axiome pour les réserves, un axiome pour le taux d'inflation. Ce qui implique quoi? Ce qui implique ouverture aux capitaux étrangers, en vertu même de la nature du marché extérieur. Ce qui implique industrialisation du pays, mais industrie de produits alimentaires et de matériaux destinés à l'exportation, toujours le primat du marché extérieur, et l'écroulement du marché intérieur, aussi bien dans les secteurs du travail que de la consommation, que des salaires, etc. Donc là, vous voyez que tous les axiomes capitalistes, j'entends bien capitalistes, dont dépend le marché intérieur, vont être supprimés, ou tendent à être supprimés. Dans un tel cas, en effet, il n'y a plus d'axiome pour cette région-là. Ça veut dire quoi? Que toute la région du marché intérieur, elle ne va pas disparaître comme ça, mais elle n'a plus d'axiomes qui lui sont propres, ce ne sont plus que des théorèmes. C'est-à-dire, ce ne sont plus que des propositions conséquences qui dépendent des axiomes conservés.
ou bien, pire encore, ce sont des propositions sauvages, c'est-à-dire qu'on laisse varier librement. Exemple d'un tel État totalitaire, aujourd'hui, un exemple le plus frappant, c'est évidemment le Chili. Et le gouvernement chilien le dit lui-même dans son inspiration, qui est précisément l'inspiration des théoriciens du capitalisme américain, de la fameuse école Friedman, de la fameuse école de Chicago. Ils le disent, les grands axiomes qu'on retient, c'est le taux d'inflation, le niveau de réserve. Et, dans un texte, un responsable chilien dit « le reste n'est qu'une conséquence ». Je dis, c'est le langage même de l'axiomatique. Le reste n'est qu'une conséquence, c'est-à-dire, c'est de la nature des théorèmes qui dépendent des axiomes, mais vous n'aurez pas d'axiomes là. Vos seuls axiomes sont l'ouverture aux capitaux extérieurs, la participation au marché extérieur, et le reste en découle, à savoir l'effondrement du marché intérieur. Je dis, si dans le cas du Chili, apparaît nettement qu'il s'agit bien d'un État totalitaire, mais dans d'autres cas, ça peut être moins net, vous pourrez quand même parler, non moins parler, d'un pôle totalitaire qui prend le dessus. Je disais, la France actuellement, il va de soi qu'on on peut pas exactement dire que la liquidation du marché intérieur en France se fasse de la même manière qu'elle s'est faite au Chili. Mais il va de soi que, encore une fois, des mesures comme la libération des prix, l'axiome posé comme prédominant sur tout autre, de rendre la production française compétitive sur le marché extérieur, va impliquer que l'on réduise les axiomes, qu'on fonctionne avec un nombre réduit d'axiomes, qui exprime précisément cette prévalence du secteur externe sur le marché intérieur. Et c'est ça qui définit le pôle totalitaire de l'État. À savoir, l'État est totalitaire quand il n'y a qu'un minimum d'État. C'est-à-dire quand il y a tendance à restreindre les axiomes. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça veut dire quoi? Ben, vous voyez bien comment, en effet, c'est le contraire de la tendance social-démocrate. À savoir, toutes sortes d'axiomes vont être retirés. Plus ou moins visiblement, la sécurité sociale, ah bon, non, il n'y a qu'à se demander quel est l'autre pôle. À ce moment-là, il me semble qu'on comprend beaucoup mieux. Si il y a un pôle social-démocrate, ça veut dire quoi? C'est que le pôle social-démocrate, bon, lui, il procède par la tendance à perpétuellement ajouter des axiomes. Vous me direz, mais comment c'est possible? Évidemment, il faudrait dire les circonstances concrètes dans lesquelles tel pôle devient urgent ou devient possible. Encore une fois, pourquoi au Brésil actuellement il y a un pôle social-démocrate qui s'est dessiné virtuellement, alors que le régime d'État, la forme d'État, le modèle d'État était totalitaire? Qu'est-ce qui a permis ça? Mais chaque fois que vous avez une période où les circonstances sont telles que le capitalisme a tendance à multiplier les axiomes, vous pouvez dire la social-démocratie se dessine. Sous quelle forme? Eh bien oui, on ajoutera, vous voulez un axiome pour ceci, etc. Comme on dit, la pression populaire. Vous voulez un axiome pour les femmes? Bon, on fera des axiomes pour les femmes. Des axiomes pour l'emploi? Bon, un régime social-démocrate, il se reconnaît notamment avec ses axiomes pour l'emploi. Par exemple, l'axiome du plein emploi. Ça, bon, quand vous avez un axiome brandi du type plein emploi, vous pouvez vous dire on est en social-démocratie. Vous voyez, chaque fois que vous prenez sur le vif l'érection d'un type de proposition économique ou politique à devenir, à être érigé en axiome, vous pouvez dire qu'il y a tendance à multiplier les axiomes. Or, ce qui me fascine, si vous voulez, dans une organisation capitaliste, c'est à quel point elle est vraiment souple pour tantôt retirer des axiomes, tantôt les faire proliférer, les multiplier.
et au besoin passer d'un pôle à l'autre. Vous voyez comment ça s'est fait? Notre économie, pendant longtemps, a vécu vraiment, là j'ai l'impression de parler à la fois très abstrait mais très concret aussi. Notre économie, pendant très longtemps, a vécu avec des espèces d'axiomes qu'on considérait comme, précisément sous une influence dite socialiste, que l'on considérait comme fondamentale. Le plein emploi. Bon. Pourtant, tout le monde savait depuis longtemps que notamment le plan prévoyait, y compris déjà le plan Debré, prévoyait un volant de chômage fondamental. La prévision planifiée d'un volant de chômage, elle, a toujours été dans le sens de l'État totalitaire, à savoir régulation et à la limite effondrement du marché intérieur. Or tout ça, dans la politique d'un pays, vous pouvez très bien assigner tel ou tel événement d'après tel ou tel pôle. Or je dis juste qu'actuellement, si à un sens le régime giscardien me semble avoir signifié politiquement et économiquement la prépondérance du pôle restriction des actions, alors que les deux pôles se traversaient, se partageaient le champ social auparavant. Là, on est dans une époque où le capitalisme français me semble avoir radicalement choisi pour une période la tendance à la restriction, à la soustraction des actions. Bon, dernière remarque sur ce premier point, je disais, et je le rappelle, que un intérêt éventuel de cette distinction des deux pôles, m'apparaît celle-ci, c'est nous entraîner à multiplier certaines distinctions. À savoir, à ce moment-là, il n'est pas question de confondre totalitarisme et fascisme. C'est pas vrai que le totalitarisme et le fascisme soient la même chose. Le fascisme, encore une fois, c'est un type d'État très particulier, qui n'est pas du tout, et qui ne répond pas du tout au même problème que l'État totalitaire. Et je crois que les distinctions entre les deux sont relativement ruineuses parce que ça nous empêche de comprendre des choses. Il y a eu des États fascistes. À ma connaissance, il n'y en a eu que, en tout cas en Europe, il n'y en a eu que deux, à savoir l'État italien et l'État allemand, au moment du nazisme. Bon, mais en quoi c'est pas du tout la même chose qu'un État totalitaire? Je dirais que l'État espagnol, lui, l'Espagne de Franco, ça a toujours été un État totalitaire, il me semble très classique, et pas du tout un État fasciste. Pourquoi? C'est que l'État fasciste, lui, si on l'interroge, ou si on s'interroge sur cette notion, en fonction du critère que je viens de proposer, adjonction d'axiomes ou soustraction d'axiomes, ben on voit que très bizarrement, il fait comme les deux à la fois. Que l'État nazi se dise national-socialiste indique assez que d'une certaine manière, il s'inspirait soit d'une social-démocratie, soit de, ce qui est encore tout à fait autre chose, d'État dit socialiste. En quel sens? Et pourquoi? Je dis que ce qui définit l'État fasciste, c'est beaucoup plus ceci. C'est la conversion de l'industrie en industrie d'armement. Je dirais à ce moment-là, ce n'est pas du tout une ouverture aux capitaux étrangers. Bien plus, l'État fasciste est un État qui pose explicitement la question économique, comment fabriquer du capital intérieur, et qui ne peut se comprendre qu'à partir de cette question. Si le fameux économiste nazi Chartres a eu de l'importance, c'est précisément parce qu'il a opéré cette fabrication intérieure de capital, nécessaire à l'État nazi. Or, cette fabrication intérieure de capital fait appel tout à fait à des procédés du type multiplication d'axiomes. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'un État totalitaire. Simplement, c'est évident que le nazisme, ce n'est pas une social-démocratie. C'est un national-socialisme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la fabrication intérieure de capital, donc, qui exclut l'appel aux capitaux étrangers,
pas qu'il exclut pas, il y a toujours eu des capitaux étrangers, mais enfin, qui ne fait pas de l'appel des capitaux aux capitaux étrangers un axiome fondamental, puisqu'il s'agit même quand ils en reçoivent, il s'agit d'y suppléer par du capital intérieur aussi, eh bien, cette fabrication de capital intérieur se fait dans la perspective d'une industrie qui devient exclusivement ou d'une manière prévalente, industrie de la guerre. Tandis que l'État totalitaire, il n'y a absolument pas d'expansionnisme. S'il y a un expansionnisme qui appartient fondamentalement à l'État fasciste, que ça a été en Italie, que ça a été en Allemagne, si c'est un État qui ne peut vivre que sous la forme d'un expansionnisme, c'est précisément parce que sa fabrication de capital intérieur est corrélative d'une conversion de toute l'industrie en industrie de guerre, en industrie d'armement. Et parallèlement, vous voyez, c'est donc à la figure totalitaire, appel et ouverture aux capitaux étrangers, il y a une toute autre figure qui est celle du nazisme ou du fascisme, à savoir fabrication de capital intérieur en fonction d'une industrie d'armement. Et l'autre pôle, l'aspect totalitaire, écroulement du marché intérieur, se retrouve bien d'une certaine façon. C'est les fameuses restrictions, mais empruntent une toute autre forme. Plus du tout simplement la diminution, la restriction, la soustraction des axiomes, mais cette fois-ci, des propositions, une prolifération d'axiomes proprement intérieurs, à savoir, moi ce qui me paraît très important pour tous les régimes de type fasciste, à savoir la constitution très très bizarre de toute une industrie et de tout un marché défini par un type de produit très particulier, à savoir la production des ersatz, que vous ne trouvez pas du tout dans les régimes totalitaires. Là aussi, c'est une grande différence. Donc, je dirais qu'un État fasciste, c'est un État, lui, qui est relativement original par rapport aux deux pôles, à la première grande bipolarité. État totalitaire, État social-démocrate. Sous un de ces aspects, il a une manière à lui de supprimer les axiomes. Et sous un autre aspect, il a une manière à lui de multiplier les axiomes. C'est une espèce de composition très monstre. Bon. Voilà ma première remarque, c'est juste comme ça. Deuxième remarque. Le critère que j'étudie au niveau de cette seconde remarque, ce n'est plus adjonction, restriction d'axiome du point de vue de l'axiomatique, mais la question de la saturation de l'axiomatique. En effet, ça s'impose. S'il est juste de considérer le fonctionnement du capitalisme comme assimilable à une axiomatique, qu'en est-il d'une saturation du capitalisme? Or, en effet, ce qui me conforte, ce qui me réconforte dans ce problème, je ne le rencontre pas par hasard, puisque c'est un problème que tout le monde a toujours posé. C'est un problème extrêmement classique quant à la question du capitalisme. À savoir, y a-t-il une saturation et en quel sens? Et là, cette notion de saturation qui s'inscrit dans toutes les réflexions économiques sur le capitalisme, de saturation éventuelle, presque suggère que notre assimilation axiomatique capitalisme est en un sens mieux fondée même qu'on en avait l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire cette question de la saturation? Dans une axiomatique, c'est tout simple. À savoir, il est possible qu'une axiomatique, bien plus, il est sans doute inévitable qu'une axiomatique atteigne un moment où elle est saturée. Qu'est-ce que ça veut dire, saturée? Ça veut dire on ne peut plus ajouter un axiome, les axiomes étant indépendants, et on a vu, il y a possibilité d'ajouter ou de retirer les axiomes. Eh bien, on parlera de saturation lorsqu'on en est dans un état où on ne peut plus ajouter un axiome sans que l'ensemble de l'axiomatique ne devienne contradictoire. Une axiomatique telle que vous ne puissiez plus ajouter un seul axiome est dite saturée.
qu'en est-il pour le capitalisme? Est-ce qu'il y a une limite où le capitalisme ne peut plus ajouter d'action? Et qu'est-ce que ce serait donc que cette limite du capitalisme? Or, c'est pour ça que je faisais référence à ce chapitre célèbre du Capital, la baisse tendancielle du taux de profit. Car c'est dans ce chapitre, il me semble, c'est dans ce chapitre du Capital, très important, très beau, que Marx va le plus loin dans la présentation sous-entendue, au moins, dans la présentation implicite du capitalisme en tant qu'axiomatique. Et si j'essaie de dire les moments forts de ce chapitre, en vous demandant vivement de le lire ou de le relire, je dirais, il me semble qu'il y a comme trois temps. C'est un chapitre extraordinairement compliqué, très composé d'une manière très complexe. Je dirais, il y a comme trois niveaux. Il y a d'abord une espèce d'analyse que Marx fait, et qui me paraît tellement moderne alors, une analyse qui porte sur la question suivante, à savoir, oui, il y a une limite inévitable du capitalisme. Et quelle est cette limite inévitable du capitalisme? À savoir que le capitalisme ne peut pas se développer sans que la proportion du capital dit constant et du capital dit variable ne change, c'est-à-dire le capital constant devient relativement de plus en plus important. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le capitalisme ne peut pas se développer sans donner une prévalence, sans entraîner la prévalence du capital constant sur le capital variable. Et en quoi est-ce que c'est une limite du capitalisme? C'est très clair dans l'exposé de Marx, c'est même très limpide. On appelle capital constant, je vous rappelle, du moins c'est une notion, je précise parce que là c'est très important pour tous ceux qui s'intéressent à Marx, et il me semble que chez les marxistes c'est vraiment présenté d'une manière très confuse à ce point, que je précise entre parenthèses. Il y a deux grandes distinctions concernant le capital. Il y a capital fixe et capital circulant. Et puis il y a capital constant et capital variable. Si on les confond, déjà, ce n'est pas la peine d'essayer de lire le capital. Mais je dis que la situation est très confuse parce que, en fait, capital fixe et circulant, c'est une distinction que Marx renouvelle, qu'il utilise et renouvelle, mais qui ne vient pas de lui, qui est classique avant lui. Capital constant et capital variable, c'est l'apport propre de Marx. Et cet apport propre de Marx n'apparaît que dans le capital. Les Grundrisse, ouvrage fondamental qui précède le capital, ne parlent encore que de capital fixe et de capital circulant. Il y a un texte de notes de Marx, qui me paraît avoir une importance énorme, où Marx, entre les Grundrisse et sa rédaction du Capital, explique qu'il estime avoir fait une découverte fondamentale en distinguant capital constant et capital variable. Alors je dis, je m'indigne pour une fois, je dis c'est scandaleux parce que, par exemple, dans l'édition La Pléiade, vous trouvez une référence à ce texte qui a été supprimé froidement. Vraiment pourquoi alors? Une référence et le texte n'est même pas cité. Et dans une note, je l'ai noté tellement ça me paraît scandaleux, je peux lire une note incroyable pour quelqu'un qui fait une édition. C'est page 1705. Voilà, note 600, note peu importe. Dans un passage antérieur que nous omettons, Marx déclare que la distinction entre capital constant et capital variable, que Adam Smith et ses épigones ont confondu avec les catégories de capital fixe et capital circulant, contient tout le secret de la genèse de la plus-value et de la production capitaliste. Point. Parfait. C'est dire ce que vaut une édition. Alors, si l'on accepte l'idée que une des grandes nouveautés du Capital par rapport aux ouvrages précédents de Marx, ce sera ce dégagement de la distinction fondamentale capital constant, capital variable.
c'est tout simple de comprendre ce que veulent dire ces nouvelles catégories marxistes, qui encore une fois ne préexistent pas à Marx. Le capital constant, c'est exactement le capital investi dans l'ensemble des matières premières et des moyens de production. Le capital variable, c'est l'ensemble du capital, la partie du capital investie dans le travail humain. La thèse de Marx, la thèse célèbre de Marx, c'est que la plus-value capitaliste vient du capital variable, c'est-à-dire de la part du capital investi dans le travail humain. J'ai un papier à signer, non? Tu seras ouvert, tu partes. Merci beaucoup. Voyez. Et corollaire de la thèse de Marx, le taux de profit capitaliste dépend lui-même de la plus-value. Vous suivez ça? J'espère il faut bien suivre parce que c'est pas compliqué, ça me paraît lumineux, ça me paraît très simple, très. Or, quelle est l'évolution du capital? Quand il se développe, quelle est son évolution? Marx dit des choses, continue à dire des choses très très simples. L'évolution du capital, pour des raisons qu'on verra tout à l'heure, est inséparable d'une espèce de progression technologique fondamentale. Il y a une inventivité technologique du capitalisme. Le capitalisme, c'est un truc du type virus. Il y a une espèce de créativité technologique très grande. Or, cette créativité technologique entraîne quoi? Que la part du capital investi dans les moyens de production tend à augmenter relativement. De plus en plus. À savoir, le capital constant tend à l'emporter. Non pas absolument. Ça va de soi que la plus-value tirée du travail humain augmente absolument. Mais ce qui change, c'est la proportion capital constant, capital variable, la relation des deux, à savoir la part du capital constant tend à l'emporter de plus en plus sur la part du capital variable. D'où ce que Marx présentera comme la crise inévitable du travail dans le capitalisme. Alors, quand on parle des prédictions que fait Marx, ça me paraît toujours bizarre qu'on le critique sur des points précisément il n'a pas prévu. S'il y a un point où il n'avait pas prévu, c'était ce que deviendrait, par exemple, la prise de pouvoir par le prolétariat. Ça, ces prévisions, elles sont très minces. En revanche, quand il parle d'un devenir du capital, à savoir la part du capital constant tend à augmenter de plus en plus, bien sûr, il avait déjà les données à son époque, mais on peut dire qu'il dit quelque chose de fondamental pour nous aujourd'hui. Et qu'après tout, je vois mal qui l'a jamais dit sauf lui, à savoir ce qui est confirmé par l'évolution technologique la plus simple. Donc, aussi bien le développement technologique dans le domaine des machines dites informatiques ou dites cybernétiques implique un renversement du rapport capital constant, capital variable. La part du capital constant devient de plus en plus essentielle dans le capitalisme moderne, le processus du travail n'étant plus qu'un procès, comme disait Marx, adjacent à la machine. Bon, voyez en quoi Marx pense là qu'il est en train de décrire une limite du capitalisme. Je dirais que c'est en plein le problème de la saturation. S'il est vrai que le capital constant tend à prendre une importance relative de plus en plus grande, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le capitalisme rencontre une limite en quel sens? En sens que la plus-value tirée du travail humain et donc le taux de profit qui dépend de la plus-value tendent à avoir une importance respective de moins en moins grande. C'est la baisse tendancielle du taux de profit. Tendancielle. Là aussi, c'est une affaire de pôle. Il y a une baisse tendancielle du taux de profit. Ce serait la limite du capitalisme, mais Marx ne dit pas du tout que cette limite, elle soit atteinte. C'est vraiment une limite, là, à nouveau, au sens mathématique, à savoir quelque chose dont on s'approche.
et dont on est toujours séparé par une quantité infiniment petite. D'où l'expression baisse tendancielle. Voilà la première grande idée de Marx. Deuxième idée, s'il y a une baisse tendancielle comme ça, ou, je dirais aussi bien, une tendance à la saturation du système, vous voyez, je définirais la tendance à la saturation en reprenant les mots là qui nous occupent, nous, en disant, bah oui, la tendance à la saturation, c'est la tendance du capital constant à prendre une proportion de plus en plus grande. D'où, deuxième plan du texte de Marx. Comment rendre compte alors de cette tendance? De quoi dépend-elle? De quoi dépend cette tendance au sens de tendance qui n'atteint jamais? Il y a une limite, et une limite qui d'une certaine manière est repoussée à mesure qu'on s'en approche. C'est une idée la prise non plus à l'axiomatique mais au calcul différentiel vieille manière. À savoir, plus on s'approche de cette limite, plus elle-même elle est repoussée. Comment expliquer ça? Dans de très belles pages, Marx nous dit à peu près ceci, ben oui, il y a des limites du capitalisme. Seulement voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont des limites immanentes. Je sens qu'on va être arrêté. Et c'est des tendances immanentes. Qu'est-ce que ça veut dire des tendances? C'est des limites immanentes. Qu'est-ce que c'est exactement, des limites immanentes? Vous voyez bien, une limite extérieure, c'est quoi? C'est une limite qu'on rencontre comme un obstacle extrinsèque. On se heurte à une telle limite. Par exemple, le capitalisme aime beaucoup nous faire croire qu'il se heurte à une limite extrinsèque. Par exemple, c'est tout le thème actuellement sur la limite des énergies ou la limite des ressources alimentaires. Le capitalisme se présente comme affrontant lui-même des limites qui seraient les limites de l'univers. Marx dit autre chose. Il dit oui, il y a des limites. Seulement ces limites au capitalisme sont des limites immanentes du capitalisme lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que Marx appelle une espèce de contradiction du capitalisme. La contradiction, il essaie de la définir de la manière suivante. Quand il lance dans ce chapitre sur la baisse tendancielle, quand il lance l'idée des limites immanentes. Cette contradiction, dit-il, c'est que le capitalisme, à la fois, ne cesse pas et ne peut pas faire autrement. Il invente même ça. Il produit pour produire. Il a inventé la production pour la production. Donc, il a, on dirait, dans notre langage, quand on parle de flux décodé, en effet, il a décodé la production. Il a inventé un produire pour produire. Et en même temps, d'une manière inséparable, tout d'un coup, je me dis, il se passe quelque chose de grave, peut-être, je sais pas. Tu veux pas écouter? T'entends? Non, oui, écoutez juste avec les oreilles. Ah non, vous entendez pas, là, ceux qui sont près de la porte, qu'est-ce que... Fais voir. Ah, c'est par la fenêtre, avant. Ah bon, dis. Ah, voilà, faut y aller. Bon, moi je crois qu'il faut y aller, parce que c'est quand même grave. Bon, bah écoutez, tant pis.